Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Chapitre 1. Les racines de la civilisation. Le monde de Gengis Khan. Il existe 4 différentes manières par lesquelles les différentes communautés de la race humaine obtiennent leur nourriture de la Terre. Chaque manière conduit à un système unique d'organisation sociale, avec son gouvernement, ses coutumes et son mode de vie. 6 méthodes sont les suivantes. Premièrement, chasser les animaux sauvages dans la nature. Deuxièmement, élever des animaux domestiques dans des pâturages. Troisièmement, cueillir des fruits et des légumes qui poussent naturellement. Quatrièmement, cultiver des fruits, des céréales et d'autres légumes sur des terres cultivées. Par les 2 premières méthodes, les humains consomment de la nourriture animale. Par les 2 dernières méthodes, les humains consomment de la nourriture végétale. En nous déplaçant vers le nord, des régions tempérées vers les pôles, les humains dépendent davantage de la nourriture animale. Cela semble être le plan de la nature. Dans les régions arctiques, il y a peu de légumes adaptés à la consommation humaine. Cependant, il y a une abondance d'animaux dont la viande est nutritive et adaptée à la consommation humaine. En nous déplaçant vers le sud, des climats modérés vers l'équateur, les gens ont tendance à compter de plus en plus sur la nourriture à base de plantes. Cela semble également être le plan de la nature. Dans les régions tropicales, il y a peu d'options pour les animaux adaptés à la consommation humaine. Cependant, il y a une abondance de fruits, de racines et d'autres aliments à base de plantes qui sont nutritifs et adaptés à la consommation humaine. Selon les variations des produits de différentes régions du monde, il semble y avoir une variation dans les caractéristiques physiques des races humaines qui les habitent. Les tribus vivant au Groenland et au Kamtchatka ne peuvent pas maintenir leur santé et leur force habituelle à moins de consommer de la nourriture animale. Si on leur donne un régime composé uniquement de légumes, ils deviennent rapidement faibles et malades. Ce n'est pas le CA pour les personnes qui consomment des légumes dans les régions tropicales. Elles restent en bonne santé et fortes en mangeant du riz, du fruit à pain ou des bananes. Si on leur donnait de la viande de morse, de phoque ou d'ours blanc, elles tomberaient malades. Dans les régions modérées, il y a un mélange des 2 extrêmes mentionnés ci-dessus. De nombreux animaux qui fournissent de la nourriture pour les humains prospèrent ici, ainsi qu'une large gamme de fruits, racines et graines nutritifs. Les caractéristiques physiques des différentes races de personnes vivant dans ces régions sont adaptées en conséquence. Dans les climats modérés, les gens peuvent se sustenter d'un régime de légumes, de viande ou des 2. La constitution du corps varie parmi les individus et change tout au long de l'année. Certaines personnes ont besoin de plus de nourriture animale, tandis que d'autres requièrent plus de légumes pour maintenir leur bien-être physique et mental. Chaque personne remarque des changements en elle-même lorsqu'elle passe de l'hiver à l'été. Pendant l'été, il y a un désir pour les fruits et les légumes qui semble suivre le mouvement du soleil vers le nord. Inversement, en hiver, le désir pour la viande se déplace vers le sud depuis les régions arctiques avec le froid. Lorsque nous réfléchissons à comment différentes régions de la Terre peuvent produire différentes quantités de nourriture animale et végétale, nous voyons qu'il est intelligent et utile que les humains puissent s'adapter à différents climats et changements saisonniers. Si les humains ne pouvaient manger que des animaux ou des plantes, de nombreuses parties de la Terre seraient moins peuplées. La distribution de la nourriture animale et végétale dans différentes parties du monde détermine la manière dont les gens obtiennent leur subsistance. Dans les régions nordiques de notre hémisphère, où les gens vivent dans un état primitif, la chasse est nécessaire pour se nourrir. Inversement, ceux qui vivent près de l'équateur dépendent des fruits et racines sauvages pour survivre. Lorsqu'une tribu ou une race de personnes dans ces zones commence à se civiliser, elle se lance dans différentes activités. Dans un CA, elles commencent à domestiquer et à prendre soin des animaux. Dans l'autre CA, elles commencent à conserver les graines des plantes qui produisent de la nourriture et à les cultiver dans des champs clos et privés.
Les tribus des régions tropicales du monde, qui sont partiellement civilisées, ont tendance à faire ce dernier. D'autre part, les tribus des régions tempérées nordiques et arctiques ont tendance à faire le premier, tant que les animaux dont elles s'occupent peuvent survivre dans ces zones. Tout au long de l'histoire, l'intérieur du continent asiatique a été le foyer de diverses tribus et nations. Ces groupes ont fait des avancées vers la civilisation, bien qu'ils n'aient pas progressé au-delà d'un certain point. Ils ne vivent pas de la chasse aux animaux sauvages comme les Amérindiens en Amérique du Nord, mais de l'élevage et du pâturage d'animaux domestiqués. Ces animaux se nourrissent d'herbes et de plantes. Comme l'herbe et les plantes ne poussent que dans les zones ouvertes, les forêts ont lentement disparu. Depuis des siècles, le pays est composé de grandes plaines herbeuses ou de collines verdoyantes. À travers ces plaines ou à côté des vallées fluviales, errent les différentes tribus qui composent ces nations pastorales. Les gens vivent dans des tentes ou des huttes simples facilement déplaçables. Ils déplacent également leurs troupeaux et leurs troupeaux vers différents pâturages en fonction de l'état de l'herbe et de la disponibilité de l'eau des sources et des ruisseaux. Nous pouvons apprendre beaucoup sur la vie pastorale, les coutumes et la structure familiale à partir des histoires de l'Ancien Testament sur Abraham et Lot. 6 histoires décrivent leur voyage avec leurs animaux dans la zone entre le fleuve Euphrate et la mer Méditerranée. Ils vivaient sous des tentes afin de pouvoir facilement déplacer leur maison d'un endroit à un autre tout en prenant soin de leurs animaux. Leur richesse provenait principalement de ces animaux car la terre était communément partagée. Parfois, lorsque 2 groupes voyageant ensemble arrivaient dans une zone fertile et bien arrosée, leurs bergers et leurs suiveurs voulaient se disputer pour savoir qui allait nourrir leurs animaux là-bas. Cette dispute conduisait souvent à une bagarre à moins que les chefs ne concluent un accord amical. Le chef de famille était chargé de créer et d'appliquer les lois au sein de la famille. Ses fils, avec leurs épouses et ses petits-fils, restaient avec lui pendant de longues périodes, parfois de nombreuses années. Ils partageaient ses ressources, obéissaient à son autorité et voyageaient avec lui de lieu en lieu, avec tout leur bétail. Ils avaient également de nombreux bergers, serviteurs et suiveurs, formant parfois une grande communauté. Dans certaines situations, s'il y avait des conflits avec d'autres groupes nomades, un seul chef de famille pouvait rassembler une force de plusieurs centaines d'hommes armés issus de et membres de famille. Une compagnie comme celle-ci, lorsqu'elle voyageait d'une zone de pâturage à une autre, ressemblait à une grande caravane. Lorsqu'ils s'installaient dans un camp, les tentes formaient une petite ville. Lorsque le chef de l'une de ces familles mourait, au lieu de se dissoudre, la communauté restait unie et laissait le fils aîné devenir le nouveau chef. C'était important pour la défense car ces communautés étaient toujours en risque de heurter d'autres communautés qui erraient dans les mêmes zones. Cela signifiait également qu'un groupe fort et bien dirigé, avec un chef capable, attirerait des groupes plus faibles à se joindre ou irait en guerre et les conquérait s'il y avait une raison de se battre. Ainsi, avec le temps, de petites nations se formaient, qui restaient unies et puissantes tant qu'il y avait des chefs capables. Finalement, elles se désagrégeaient en leurs parties originales, qui se regroupaient ensuite de différentes manières. C'est essentiellement ainsi que la vie pastorale a commencé. Avec le temps, les tribus se sont alliées et ont grandi en taille. Quelques villes et cités ont été construites pour fabriquer des outils et des armes ou comme escales pour les caravanes de marchands transportant des marchandises. Cependant, ces lieux étaient limités en nombre et peu significatifs. Un mode de vie simple et nomade restait le sort de la majorité des gens. Ce mode de vie, qui a commencé sur les rives du fleuve Euphrate avant l'époque d'Abraham, s'est étendu à travers l'Asie de la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Pacifique. Parmi les différents chefs qui ont pris le pouvoir parmi ces nations de bergers, peu sont connus en raison de la rareté des enregistrements. Certains d'entre eux ont acquis une renommée en tant que conquérants et ont établi de vastes territoires. L'une des figures les plus renommées est Genghis Khan, qui est le personnage central de cette histoire. Il est apparu sur la scène plus de 3000 ans après l'époque d'Abraham, le patriarche qui sert de prototype pour les leaders de son genre.
3000 ans, c'est long et de nombreuses nations différentes se sont formées en Asie centrale pendant cette période. Le mot Tatars est utilisé pour décrire presque toute la race. Les Mongols font partie de ce groupe et tirent leur nom de l'un de leurs premiers et plus puissants leaders, Mongol Khan. Les enfants de ce Khan se sont nommés après lui, tout comme les enfants des 12 fils de Jacob se sont appelés Israélites ou enfants d'Israël, d'après le nom d'Israël. Le pays où vivaient les Mongols était appelé Mongolie. Pour comprendre une famille mongole typique, imaginez un homme petit, court et trapu avec de longs cheveux noirs, un visage plat et un teint olive foncé. Sa femme, bien que son visage ne soit pas aussi plat et son nez pas aussi large, est d'une beauté frappante, avec ses yeux noirs et pétillants. Les enfants ressemblent à de jeunes Indiens alors qu'ils courent et crient parmi les bovins sur les collines. Ils jouent également à demi-nus autour de la hutte, avec leurs longs cheveux noirs flottant au vent. Comme tout le monde en Asie centrale, ces personnes dépendent principalement de leurs troupeaux pour leur nourriture et leurs ressources. Bien sûr, leur tâche principale consistait à surveiller leurs animaux pendant la journée et à assurer leur sécurité la nuit. Ils s'occupaient également des enfants et fabriquaient du beurre et du fromage à partir du lait, et des vêtements à partir des peaux. Ils déplaçaient le bétail à la recherche de nouveaux pâturages, s'assurant que leur bétail avait suffisamment à manger. Ils faisaient également la guerre contre d'autres tribus, dans le but de résoudre des désaccords sur les terres ou d'augmenter leurs troupeaux en capturant les animaux de leurs voisins. Les Mongols valorisaient certains animaux hautement, tels que les chameaux, les bœufs, les vaches, les moutons, les chèvres et les chevaux. Ils étaient très fiers de leurs chevaux et les montaient avec audace. Chaque fois qu'ils partaient en guerre, ils y allaient toujours à cheval. Ils utilisaient des armes telles que des arcs et des flèches, des pics ou des lances, et un type d'épée qui était fabriqué dans certaines des villes de l'Ouest et qui leur était échangé par de grandes caravanes. Bien que la plupart des gens vivaient dans des zones rurales avec leur bétail, il y avait encore de nombreuses villes et villages. Cependant, ces centres urbains n'étaient pas aussi nombreux ni aussi significatifs que dans les pays où les gens dépendent de l'agriculture. Certaines de ces villes étaient où vivaient les khans et les chefs tribaux. D'autres étaient des sites de fabrication ou des centres commerciaux, et beaucoup d'entre eux avaient des remparts protecteurs ou des murs en pierre. Les maisons des gens ordinaires, même ceux des villes, étaient de simples huttes conçues pour être facilement démontées et déplacées. Les tentes étaient construites en plaçant des poteaux dans un arrangement circulaire sur le sol et en les rapprochant au sommet, créant une structure similaire à un wigwam indien. Un cerceau était placé au sommet des poteaux pour permettre à la fumée de s'échapper. Le cadre était couvert de feuilles de feutre épais gris, laissant l'ouverture à l'intérieur du cerceau à découvert. Le feutre était placé en dessous de manière à ce qu'un coin des feuilles puisse être soulevé et abaissé comme une porte. Les bords des feuilles étaient solidement attachés ensemble, en particulier en hiver, pour empêcher l'air froid d'entrer. À l'intérieur de la tente, au centre du sol, la famille construisait son feu en utilisant des bâtons, des feuilles, de l'herbe et des excréments d'animaux séchés qu'ils ramassaient aux alentours. Cela se produisait parce qu'il n'y avait pas assez de bois dans la région. Lorsqu'un pays est pâturé par des troupeaux d'animaux, il manque généralement d'arbres, car les animaux les empêchent de pousser. En conséquence, les tentes des Mongols étaient des lieux très inconfortables pour vivre. Les tentes ne pouvaient pas rester chaudes car l'air froid continuait d'entrer par les fissures, malgré les efforts pour les sceller. Une partie de la fumée restait également à l'intérieur de la tente, se mélangeant à l'air. Ce problème était aggravé par le type de combustible qu'ils utilisaient, qui ne produisait qu'un feu enfumé au lieu d'une flamme claire et lumineuse comme le bon bois sec. Les inconforts de ces huttes et tentes étaient aggravés par l'habitude de permettre aux animaux, surtout les jeunes et les faibles, de venir à l'intérieur et de vivre avec la famille. Avec le temps, à mesure que les gens devenaient plus riches et plus compétents, certains des chefs les plus riches commençaient à construire de grandes et belles maisons qui ne pouvaient pas être facilement démontées et déplacées. Ils ont donc trouvé une solution.
Ils plaçaient les maisons sur des camions à chaque coin et les déplaçaient à travers les plaines, comme on déplacerait une table sur ses roulettes. Les maisons devaient être légères et faciles à gérer. Elles étaient essentiellement des tentes, faites des mêmes matériaux, mais assemblées de manière plus solide et décorative. Le cadre consistait en des poteaux légers, qui étaient assemblés de manière permanente. La couverture, similaire à celle des tentes, était faite de feutre. Les feuilles étaient jointes ensemble avec des coutures solides et recouvertes d'une sorte de peinture. Cette peinture non seulement scellait tous les pores et les interstices, rendant la structure étanche, mais servait également de décoration. Il peignait des images d'oiseaux, d'animaux et d'arbres sur la couverture, créant un bel effet. 6 maisons portables pouvaient être assez grandes. Selon un voyageur qui a visité le pays à l'époque de Gengis Khan, il a vu une structure mobile de 9 mètres de diamètre. Elle était tirée par 22 bœufs. La maison était si grande qu'elle dépassait d'1,50 m les roues de chaque côté. Les bœufs n'étaient pas attachés au centre de l'essieu avant. Au lieu de cela, ils étaient attachés aux extrémités des essieux qui dépassaient les roues de chaque côté. Il y avait 11 bœufs de chaque côté tirant sur les essieux. Il y avait de nombreux conducteurs. Celui en charge se tenait à la porte de la tente ou de la maison, face à l'avant. Avec des cris forts et des gestes, il donnait des ordres aux bœufs et aux autres hommes. Les effets personnels du chef étaient emballés dans des coffres spécialement conçus, tandis que la maison elle-même était vidée et allégée. 16 coffres étaient grands et faits de vannerie ou d'osier, recouverts de feutre comme la maison. Les couvercles étaient arrondis pour repousser la pluie, et le feutre était enduit d'une substance spéciale pour le rendre imperméable. 6 coffres n'étaient pas destinés à être ouverts à la fin du voyage. Au contraire, ils étaient censés rester fermés, servant de rangement permanent pour les ustensiles, les vêtements et les provisions. Ils étaient disposés en rangées, chacun sur son chariot, près de la tente. Cela facilitait l'accès pour les serviteurs et les assistants quand ils en avaient besoin. La tente au milieu, avec les grands coffres sur leurs chariots à proximité, formait une maison avec une grande pièce par elle-même, et toutes les petites pièces et placards étaient alignés à côté. Un arrangement comme celui-ci est nécessaire si quelqu'un possède beaucoup de meubles ou de bagages et vit dans une tente. Ils veulent pouvoir déplacer facilement tout leur équipement d'un endroit à un autre avec peu de préavis. Une tente, de par sa construction, ne peut pas être divisée en pièces ou contenir beaucoup de meubles ou de marchandises. Bien sûr, un arrangement spécial est nécessaire pour accommoder ce type de propriété. Cela était particulièrement vrai pour les Mongols, qui comptaient de nombreux individus riches et influents ayant accumulé une grande quantité de biens mobiliers. Il y avait un riche Mongol qui, selon les rapports, possédait 200 chariots de coffres disposés en 2 rangées autour et derrière sa tente, faisant ressembler son camp à un petit village. Les Mongols utilisaient le même style de construction pour leurs tentes et maisons permanentes. Ce style était même appliqué aux maisons construites dans les villes. Les maisons n'étaient pas très différentes des tentes et consistaient en une seule pièce sans subdivision. Elles étaient rondes comme les tentes, mais au lieu d'un sommet pointu, elles avaient un sommet en forme de dôme arrondi. Il n'y avait pas d'étage supérieur ni de fenêtres dans les habitations des Mongols à l'époque de Gengis Khan. Ces habitations étaient influencées par le mode de vie nomade et pastoral des gens. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient besoin d'excellentes routes pour transporter leurs lourds chariots portant leurs maisons et leurs biens. Cependant, cela n'était pas aussi nécessaire qu'on pourrait le penser en raison de la nature du pays. Le terrain était principalement constitué de vastes plaines herbeuses et de vallées fluviales lisses. Dans de nombreuses zones, les roues pouvaient se déplacer relativement bien dans n'importe quelle direction sans nécessiter une construction routière extensive. Dans tous ces pays, les individus qui se déplacent d'un endroit à un autre, ainsi que les groupes d'animaux qui vont et viennent, suivent naturellement les mêmes itinéraires. Au fil du temps, ces chemins bien établis sont créés de manière similaire à la façon dont les vaches créent des sentiers dans un pâturage. 6 chemins, avec quelques améliorations mineures à des points spécifiques, servent d'excellentes routes pendant l'été, et pendant l'hiver, ils ne sont pas nécessaires du tout.
Les Mongols, à l'instar des anciens Juifs, étaient divisés en tribus. Chaque tribu était ensuite divisée en familles. Dans ce contexte, une famille ne désignait pas un seul foyer, mais plutôt un grand groupe de foyers apparentés les uns aux autres. Chaque groupe de parents avait son chef, et la tribu à laquelle ils appartenaient avait également son chef. On dit qu'il y avait 3 ensembles de 16 tribus, formant 3 principales divisions du peuple mongol. Chaque division était dirigée par son khan. De plus, il y avait le grand khan qui régnait sur tous. Une structure sociale comme celle-ci est courante dans les zones rurales, et cela a du sens lorsque nous y réfléchissons. Dans un pays comme le nôtre, où les gens ont un large éventail d'intérêts et d'occupations, les individus de différentes familles finissent par se mélanger de manière très diverse. Le fils d'un agriculteur d'un État déménage dans un autre État lorsqu'il devient adulte. Il fait cela parce qu'il veut devenir commerçant ou fabricant, tandis que son père engage quelqu'un d'autre pour s'occuper de la ferme. Ce nouveau travailleur pourrait avoir parcouru des centaines de kilomètres pour trouver un emploi dans l'agriculture. Ainsi, la progéniture d'un couple américain peut être dispersée à travers le pays et même le monde après quelques années. Cette dispersion est le résultat des différentes occupations et intérêts des individus dans notre pays diversifié. Cependant, dans une société axée uniquement sur l'agriculture, cette situation serait différente. Les jeunes hommes, à mesure qu'ils grandissent, n'ont généralement aucune raison de quitter leur foyer. Ils restent avec leurs parents et leurs proches, partageant la responsabilité de s'occuper des animaux et travaillant ensemble sur des questions qui concernent tout le monde. C'est ainsi que se forment de grands groupes familiaux, connus sous le nom de tribus ou de clans, dans les zones pastorales. These groups sont les pierres angulaires de la structure sociale et politique de la communauté. En CA de guerre, chaque tribu des Mongols fournissait un nombre spécifique de soldats basés sur leur population et leur puissance. 6 soldats combattaient toujours à cheval, comme mentionné précédemment, et la vue de 16 troupes galopant en groupe à travers les plaines était souvent impressionnante. L'impact de leur attaque lorsqu'ils chargeaient l'ennemi de cette manière était significatif. Ils étaient armés d'arcs et de flèches et également d'épées. À mesure qu'ils se rapprochaient de l'ennemi, ils tiraient beaucoup de flèches sur eux tout en chevauchant rapidement. Ensuite, ils rangeaient leurs arcs et tiraient leurs épées. Ils étaient prêts à attaquer quiconque s'opposait à eux avec des frappes puissantes et mortelles dès qu'ils atteignaient l'ennemi. S'ils étaient forcés de battre en retraite en raison d'un ennemi plus fort, ils chevauchaient rapidement à travers les plaines. Dans le même temps, ils se tournaient dans leurs selles et tiraient des flèches sur leurs poursuivants avec une grande précision, comme s'ils étaient immobiles. En battant en retraite, le soldat contrôlait son cheval avec sa voix et la pression de ses étalons afin de pouvoir combattre ses poursuivants les bras libres. Ces flèches étaient des armes très puissantes, selon la légende. Un voyageur de l'époque prétend qu'elles pouvaient être tirées avec assez de force pour pénétrer complètement le corps d'une personne. Il est important de noter que concernant l'efficacité de l'arc et de la flèche, la puissance de la flèche lancée dépend de la force de la personne utilisant l'arc, plutôt que d'une action séparée de l'arc lui-même. Lorsque l'arc est tendu pour tirer la flèche, il utilise uniquement la force qui lui est donnée par la personne qui le plie. Ainsi, la véritable puissance qui propulse la flèche est la force des muscles de l'archer. En effet, les qualités de l'arc et la compétence de la personne qui l'utilise sont importantes pour rendre la force musculaire efficace. Si l'arc est de mauvaise qualité ou si la personne manque de compétences, une grande partie de la force serait gaspillée. Cependant, même avec le meilleur arc et l'archer le plus qualifié, c'est finalement la force du bras de l'archer qui lance la flèche. Cela est très différent d'une balle propulsée par la poudre à canon d'un canon de fusil. La force dans ce cas est la force explosive de la poudre, et la balle est lancée à la même distance que ce soit une personne faible ou forte qui appuie sur la détente. Mais pour revenir aux Mongols, toutes les informations sur la condition des peuples avant Genghis Khan proviennent de rapports de voyageurs. 6 voyageurs étaient soit des marchands, soit des ambassadeurs de califes ou de rois. Ils effectuaient de longs voyages dans des régions lointaines et écrivaient sur leurs aventures et ceux qu'ils voyaient.
6 écrits étaient préservés par des hommes savants de l'Est. Il est incertain dans quelle mesure nous pouvons faire confiance à ces récits. L'un des voyageurs, un homme savant nommé Salam, fut envoyé en voyage profondément en Asie sur ordre du calife Mohammed Amin Billah, avant l'époque de Genghis Khan. Salam mentionne que sa mission incluait la recherche et l'enquête sur les 2 nations bien connues, Gog et Magog, ou comme il les nomme, Yagog et Magog. L'histoire racontée par les écrivains arabes sur ces 2 nations, largement crue, était que les gens de Yagog étaient de taille normale, tandis que ceux de Magog mesuraient seulement environ 60 centimètres. Ces peuples menaient des guerres contre les nations voisines et détruisaient de nombreuses villes et villages, mais étaient finalement vaincus et emprisonnés. Salam, le voyageur, fut envoyé par le calife pour confirmer la vérité des contes qu'il avait entendus. Il mena une caravane de 50 hommes et chameaux chargés de provisions pour 1 an. Salam fut absent longtemps. À son retour, il partagea ses expériences de voyage. Il confirma que les récits sur Gog et Magog étaient effectivement vrais. Salam continua son voyage, passant d'un territoire de chef à un autre jusqu'à atteindre la mer Caspienne. Il voyagea ensuite pendant 30 ou 40 jours supplémentaires au-delà de la mer. Dans une région, la troupe rencontra une étendue de terre sombre et malodorante qui émettait une odeur très désagréable. Ils durent utiliser des parfums tout au long du voyage pour masquer les mauvaises odeurs. Il leur fallut 10 jours pour traverser cette région puante. Ensuite, ils voyagèrent pendant un autre mois à travers une terre aride. Finalement, ils arrivèrent dans une terre fertile qui était remplie des restes de villes qui avaient été détruites par les gens de Gog et Magog. Après 6 jours supplémentaires, ils atteignirent la terre de la nation qui avait conquis et emprisonné les gens de Gog et Magog. Ici, ils découvrirent de nombreux châteaux robustes. Il y avait aussi une grande ville avec des temples, des académies et la résidence du roi. Les voyageurs restèrent dans cette ville pendant un moment et firent une excursion de 2 jours dans la campagne pour voir l'endroit où les gens de Gog et Magog étaient emprisonnés. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit, ils trouvèrent une haute montagne. Il y avait une grande ouverture dans la face de cette montagne, d'environ 60 à 90 mètres de large. L'ouverture était protégée de chaque côté par d'énormes contreforts. Entre les contreforts, il y avait une très grande double porte, entièrement en fer. Les contreforts avaient un rempart en fer en haut, ainsi que de hautes tours en fer qui montaient jusqu'au sommet de la montagne. Les portes étaient aussi larges que l'ouverture dans la montagne et mesuraient 23 mètres de haut. Les vantaux, les linteaux, les seuils, les verrous, la serrure et la clé étaient tous proportionnellement dimensionnés. Lorsque Salam arriva sur les lieux, il vit ces structures incroyables de ses propres yeux. Les gens là-bas lui dirent que c'était la coutume du gouverneur de monter à cheval chaque vendredi avec 10 autres. Il venait à la porte et frappait le gros verrou 3 fois avec un lourd marteau pesant 2,5 kg. Cela provoquait un bruit sourd de l'intérieur, qui étaient les gémissements des gens de Yagog et Magog emprisonnés dans la montagne. En effet, Salam fut informé que les pauvres captifs apparaissaient souvent sur les remparts au-dessus. Selon son opinion, l'existence réelle de ces peuples était pleinement prouvée. De plus, le récit concernant la petite taille des Magog fut vérifié. Salam fut informé que, lors d'un vent fort, 3 d'entre eux furent emportés des remparts au sol. Mesurés, ils ne faisaient que 3 empannées de haut. Ceci est un exemple des histoires rapportées de terres lointaines par les voyageurs les plus savants et compétents de cette époque. Bonjour, si vous avez aimé notre livre audio, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour vous proposer encore plus de livres audio. Merci d'avance pour votre soutien. Chapitre 2. La naissance et les batailles d'un guerrier. Le chemin de Temujin au conquérant. Le nom du père de Genghis Khan est un mot qui ne peut pas être prononcé exactement en anglais. Il sonnait quelque chose comme cela. Yezonkai Behadr. Le nom, tel qu'il était prononcé par le peuple mongol,
ne peut pas être écrit avec les lettres anglaises ou prononcé avec les sons anglais. En effet, dans des langues aussi complètement différentes l'une de l'autre que la langue mongole l'était de la nôtre, les sons et les lettres utilisés pour représenter ces S-sons sont également différents. Certains de ces sons sont très différents de tous les sons que nous avons en anglais. Il est impossible de les écrire en utilisant des caractères anglais, tout comme il est impossible d'écrire le son qu'un homme fait lorsqu'il gazouille à son cheval ou à son chien ou lorsqu'il siffle. Parfois, les auteurs utilisent le mot « ouf » pour représenter le son du sifflement. Lorsque nous voyons le mot « ouf » dans un dialogue, nous comprenons que quelqu'un a sifflé. Mais le mot parlé « ouf » sonne tout à fait différemment du véritable son de sifflement qu'il représente. Maintenant, dans toutes les langues d'Asie, de nombreux sons ne peuvent pas être représentés par les lettres utilisées dans les langues européennes. Lorsqu'ils tentent d'écrire ces sons, différents auteurs utilisent différentes méthodes. Par exemple, le prénom du père de Gengis Khan a été orthographié de plusieurs manières différentes. Yezonkai, Yesukai, Yesuki, Yesugi, Bisukai, Bisukai, Pisukei et de plusieurs autres façons. Yezonkai était un puissant dirigeant, et l'on croyait qu'il descendait directement d'une divinité, comme cela a été revendiqué pendant 10 générations. Dans ces pays et à cette époque, il était courant pour les monarques de retracer leur lignée jusqu'à une origine divine pour renforcer leurs prétentions au trône. Yezonkai vivait dans un grand palais à la campagne, connu sous le nom de Diloneldak. Depuis sa capitale, il conduisait des hordes mongoles dans des expéditions belliqueuses vers les pays voisins, se battant pour divers litiges. En tant que commandant habile avec une influence significative, il convainquait d'autres khans de contribuer des troupes de leur tribu, résultant en de nombreuses victoires. Cela lui permettait d'élargir considérablement son empire de son vivant, préparant le terrain pour les futures réalisations de son fils. La partie nord de la Chine était complètement séparée de la partie sud et avait son propre gouvernement. C'était un pays complètement différent appelé Cathay. Ce pays était dirigé par un leader appelé le Khan de Cathay. Ce dirigeant était extrêmement jaloux de l'augmentation de l'autorité de Yezonkai et s'opposait activement à lui dans tous ses conflits avec les tribus voisines. Ils apportaient leur soutien à ces tribus dans leurs efforts pour résister à l'influence de Yezonkai. Cependant, il ne réussit pas. Yezonkai s'avéra trop puissant pour eux et continua d'étendre considérablement son domaine. Finalement, prétendant être offensé par eux, Yezonkai attaqua une forte tribu de Tartarès vivant à proximité. Il mena un grand groupe de soldats mongols et commença à capturer et à emporter leur bétail. Le chef de cette tribu s'appelait Temujin. Temujin rassembla rapidement ses troupes et affronta les envahisseurs. Une grande bataille eut lieu et Yezonkai en sortit vainqueur. Temujin fut défait et contraint de fuir. Après la bataille, Yezonkai installa son camp près de la rivière Amour, à proximité d'une montagne. Il avait toute sa famille avec lui, car il était courant pour le chef d'emmener non seulement sa maisonnée, mais aussi une quantité importante de biens lors de ces expéditions. Yezonkai avait de nombreuses épouses. Juste après la bataille, une de ses épouses, nommée Olan Aika, eut un garçon. Yezonkai, encore excité par la bataille, décida d'honorer sa victoire en nommant son fils d'après l'ennemi qu'il avait vaincu. Ainsi, il le nomma Temujin. Temujin naquit vers l'année 1163. Telles étaient les circonstances de la naissance de notre héros. Il fut nommé Temujin et devint plus tard connu sous le nom de Gengis Khan en Asie. Au début de sa vie, il fut toujours appelé par le nom que son père lui avait donné lorsqu'il était né dans une tente au bord de la rivière. Parmi les autres personnes importantes dans le groupe de Yezonkai, il y avait un vieux astrologue nommé Sugujin. Il était un parent de Yezonkai et servait comme son principal ministre. Utilisant son expertise en astrologie, il prédit un avenir remarquable pour l'enfant. Selon l'astrologue, l'enfant grandirait pour devenir un grand guerrier, conquérant tous ses ennemis et étendant son règne pour devenir le Khan de toute la Tartarie.
Les parents du jeune Temujin étaient très heureux de ces prédictions. Après le décès de l'astrologue, son fils, Karacher, fut choisi pour être le tuteur et l'enseignant du garçon. Il croyait que Karacher fournirait au jeune prince la formation nécessaire pour réaliser le grand destin que son père avait prédit pour lui. Il est étonnant de constater que ces prédictions aient été faites dès la naissance de Gengis Khan, car elles se réalisèrent plus tard pleinement. Il convient toutefois de noter que des prédictions similaires de grandeur et de gloire étaient souvent faites aux parents de jeunes princes par les astrologues et les devins de leur cour à cette époque. Ces promesses étaient très agréables pour les parents et rendaient ceux qui les faisaient très populaires. Si les promesses se réalisaient, elles étaient considérées comme étonnantes et mémorables. Sinon, elles étaient oubliées. Karacher, le fils de l'astrologue qui avait été choisi comme tuteur du jeune Temujin, prit la responsabilité de son éducation. Karacher était un homme très compétent et instruit, compte tenu des circonstances du pays et de ses habitants. Il enseigna à Temujin les noms des différentes tribus des pays environnants et les noms de leurs chefs. Il partagea également toutes les informations qu'il possédait sur ces pays, y compris les détails sur les montagnes, les lacs, les rivières et les vastes déserts qui parfois séparaient les régions fertiles. Il lui apprit également comment monter à cheval et le forma à divers exercices athlétiques que les jeunes pratiquaient à cette époque. Il lui donna des instructions sur la manière d'utiliser les armes, lui enseignant le tir à l'arc et comment tenir et utiliser une épée à cheval ou à pied. Il lui apprit à tirer des flèches dans n'importe quelle direction, tout en chevauchant à vive allure, à la fois de l'avant et de l'arrière, et sur les côtés droit et gauche. Cela nécessitait beaucoup de pratique, de courage et de présence d'esprit pour le faire calmement, habilement et avec précision. Le jeune Temujin aborda ses activités avec enthousiasme. Il perdit rapidement intérêt pour tout le reste, au point qu'à l'âge de 9 ans, on disait de lui qu'il se concentrait uniquement sur l'entraînement aux armes. À l'âge de 9 ans, cependant, la situation était différente pour lui par rapport à un jeune homme de notre société. Cela est dû au fait que les Asiatiques mûrissent plus tôt que les gens d'Europe occidentale et d'Amérique. Lorsque Temujin eut 13 ans, son père le considéra comme un homme et lui permit de se marier. Selon les historiens, il était en effet marié et avait 2 enfants avant d'avoir 15 ans, si les informations que nous avons sur lui sont exactes. Juste avant que Temujin n'atteigne 13 ans, son père perdit une bataille lors d'une campagne à Katay. Alors que beaucoup de et partisans réussirent à s'échapper, son père fut encerclé et capturé par les cavaliers ennemis. Il fut pris comme prisonnier et placé sous garde. Comme les gens de cette région vivaient principalement à cheval et dans des tentes, il y avait très peu de prisons disponibles. Yezonkai suivit le camp du conquérant pendant un moment avec sa garde. Finalement, il parvint à soudoyer son gardien et à s'échapper. Il affronta de nombreux défis et difficultés, mais finit par retrouver son propre pays. Il décida d'attaquer Katay à nouveau, mais cette fois avec une armée plus importante. Pour renforcer ce plan, il s'allia avec le chef d'une tribu voisine, les Neyman. Comme symbole de leur alliance, il organisa le mariage de son fils avec la fille de son allié. C'était à l'époque où Temujin n'avait que 13 ans. Le nom de sa première épouse était Karizu, ou du moins, c'était l'un de S et N noms. Le nom de son père était Taiyan. Avant que Yezonkai n'ait eu l'occasion de finaliser ses plans pour sa nouvelle invasion de Katay, il tomba malade et mourut. Selon les rapports, il avait 5 fils et une fille. Cependant, Temujin semblait être l'aîné d'entre eux, car son père lui laissa son royaume dans son testament. Il convient de noter que ce royaume faisait référence au groupe de tribus sous son contrôle. Bien qu'il n'ait que 13 ans à l'époque, Temujin hérita de cette position de leader. Dans les langues mongoles et tatares, un groupe de tribus dirigé par un seul chef était appelé une horda, qui est considéré comme l'origine du mot anglais horde. Yezonkai régnait sur une horda qu'il transmit à son fils à sa mort. Cette horda était composée de nombreuses tribus individuelles, chacune avec son chef. Tous ces chefs inférieurs étaient heureux d'être sous le règne et la direction de Yezonkai de son vivant. Ils croyaient qu'il était capable de guider leurs actions et de les mener au combat contre leurs ennemis.
Cependant, à sa mort et laissant un garçon de 13 ans comme successeur, certains d'entre eux étaient enclins à se révolter. Il y avait 2 individus, en particulier, qui croyaient qu'ils étaient plus aptes à diriger la nation qu'un jeune garçon. Ils unirent leurs forces entre eux et s'allièrent avec d'autres tribus qui étaient prêtes à les rejoindre. Ensemble, ils marchèrent vers Temujin avec une grande armée composée de 30 000 soldats. La rébellion était menée par Taishot et Shamuka. Le jeune Temujin s'appuyait fortement sur sa mère pour obtenir des conseils et des directives pendant cette période critique. Bien que Temujin fût courageux et plein d'entrain lui-même, ces qualités, bien que cruciales pour un commandant pendant la bataille réelle, n'étaient pas les qualités primordiales nécessaires pour faire les préparatifs nécessaires. En conséquence, Temujin laissa sa mère s'occuper de la planification, tandis qu'il se concentrait sur ses chevaux, ses armes et l'excitation qu'il ressentirait en chargeant dans la bataille. Sa mère, avec les officiers en chef de l'armée et les conseillers d'État, qui étaient les conseillers les plus fiables de son défunt mari Yezonkai, fit tous les arrangements. Ils envoyèrent des messagers aux chefs des tribus qu'ils croyaient soutiendraient Temujin. Ils désignèrent également des lieux de rencontre pour les troupes qu'ils prévoyaient d'envoyer. Ils organisèrent les approvisionnements alimentaires nécessaires, déterminèrent l'ordre d'importance parmi les différents clans, coordonnèrent l'ordre de marche et prirent en charge toutes les autres questions essentielles. Pendant ce temps, Temujin se concentrait uniquement sur la bataille d'avenir. Il montait constamment des chevaux énergiques, tirant à l'arc dans toutes les directions, aussi bien en arrière qu'en avant, ainsi qu'à droite et à gauche. Cette démonstration d'enthousiasme n'était pas juste pour la forme, car elle inspirait grandement les chefs et les troupes à ressentir le même zèle. Ils étaient fiers de la bravoure et de l'enthousiasme montrés par leur jeune prince. Ils étaient déterminés à faire tout ce qu'ils pouvaient pour le soutenir. Un autre jeune prince nommé Porji, qui avait à peu près le même âge que Temujin, avait également un fort désir de combattre. Il était le chef de l'une des tribus restées loyales à Temujin, et il était tout aussi impatient que Temujin de commencer la bataille. Finalement, les soldats étaient prêts. Avec Temujin et sa mère à leur tête, ils partirent affronter les rebelles. Les rebelles étaient prêts à les affronter avec une force rapportée de 30 000. Ce nombre est probablement exagéré, car les chiffres étaient souvent gonflés à cette époque où il n'y avait pas d'enregistrement formel des troupes ni de méthode de comptage précise. Quoi qu'il en soit, il y eut une bataille massive. De grands groupes de cavaliers chargèrent à pleine vitesse depuis des directions opposées, tirant des flèches l'un sur l'autre lorsqu'ils atteignirent la bonne distance pour que les flèches aient un impact. Ensuite, ils déposèrent leurs arcs, dégainèrent leurs épées et s'affrontèrent violemment avec un impact terrifiant. Le chaos de cette collision ne peut être adéquatement décrit. L'air était rempli de cris forts, un mélange de colère, de douleur et de victoire. Certains troupes tenaient leur position et continuaient à charger en avant, dominant leurs adversaires. D'autres étaient renversés et piétinés, tandis que tous les soldats, debout ou tombés, balançaient leurs épées dans toutes les directions, tuant les ennemis et incitant leurs chevaux à combattre encore plus fort malgré leurs blessures. Au milieu de ces scènes, Temujin et Porji combattent farouchement avec les autres. Temujin s'en sortait très bien. Ceux qui étaient proches de lui se sentaient probablement responsables de le protéger des dangers. C'était plus facile à faire à l'époque où le style de combat permettait une protection plus rapprochée. Les accompagnateurs et les suiveurs de Temujin pouvaient se rassembler autour de lui et le défendre des attaquants. Ils pouvaient l'empêcher d'attaquer tout escadron qui pourrait avoir suffisamment de force pour le vaincre. De plus, ils pouvaient éloigner ses ennemis de sorte qu'ils ne puissent pas le blesser avec leurs épées. Cependant, sur un champ de bataille moderne, il y a moins de chances de protéger quelqu'un comme un jeune prince, le fils d'un général, ou toute autre personne importante dont la vie est considérée comme extrêmement précieuse. Aucune précaution prise par ses accompagnateurs ne peut stopper une bombe d'exploser à ses pieds ou le protéger des balles de fusil qui volent à travers l'air de loin. Néanmoins, qu'il soit protégé par ses accompagnateurs ou simplement par chance, Temujin sort indemne de la bataille.
Son courage et sa détermination furent grandement loués par tous ceux qui les virent. Sa mère participa également à la bataille, bien qu'elle n'ait peut-être pas été personnellement impliquée dans les conflits réels. Cependant, elle dirigea les manœuvres et encouragea grandement et motiva les hommes par sa présence et son activité. Grâce à sa présence et à l'enthousiasme extraordinaire ainsi qu'au courage de Temujin, ils remportèrent la bataille. L'armée ennemie fut vaincue. L'un de leurs chefs, Taishot, fut tué. L'autre chef parvint à s'échapper, laissant Temujin et sa mère maîtres du champ de bataille. Après avoir montré un tel courage et une telle efficacité au combat, Temujin n'était plus considéré comme un garçon, mais comme un homme parmi les hommes. L'ensemble de l'armée le reconnut comme leur prince et leur chef, reconnaissant sa capacité à diriger, indépendamment de son âge. Il agissait avec confiance et calme lorsqu'il utilisait ses pouvoirs, comme s'il les utilisait depuis longtemps. Il s'adressait à ses officiers et à ses soldats, leur donnant des honneurs et des récompenses de manière majestueuse et gracieuse, leur montrant qu'il avait une grande âme. Les récompenses et les honneurs faisaient partie des traditions et des coutumes du pays et de l'époque. Ils comprenaient des chevaux, des armes, des vêtements élégants et des décorations personnelles. Naturellement, parmi des gens qui vivaient toujours à cheval, ce étaient les choses les plus précieuses. Le résultat de cette victoire fut que presque tout le pays contrôlé par les rebelles se rendit sans plus de résistance au règne de Temujin. D'autres tribus vivant aux frontières de son territoire s'approchèrent de lui pour proposer des traités d'alliance. Le chef de l'une de ces tribus demanda à Temujin d'épouser sa sœur afin de consolider l'alliance. En résumé, la nouvelle de la force de Temujin se répandit rapidement dans les pays voisins après la bataille. En conséquence, les gens commencèrent à anticiper le succès et la grandeur de son règne. L'année suivante, Temujin se maria avec sa deuxième épouse alors qu'il n'avait que 14 ans. Elle s'appelait Purta Kugin. Ils eurent ensemble une fille qui naquit avant la fin de la même année. Lorsqu'ils voyageaient à travers le pays, Temujin emmenait parfois ses épouses, mais parfois il les laissait temporairement dans un lieu qu'il considérait comme sûr. Vers la fin de la deuxième année, Purta Kugin allait de nouveau avoir un bébé. Temujin, qui devait partir en expédition militaire, s'inquiétait que la contrainte physique et l'exposition soient trop importantes pour elle. Alors, il décida de la laisser à la maison. Pendant son absence, un groupe de cavaliers ennemis d'une autre tribu entra dans la région pour voler et causer des dégâts. Ils battirent les soldats que Temujin avait laissés pour protéger la zone et prirent tout ce qu'ils pouvaient trouver de valeur. Ils capturèrent également Purta et la prirent comme prisonnière. Ils partagèrent les objets volés entre eux, mais ils décidèrent d'envoyer Purta comme cadeau à un chef voisin, espérant gagner sa faveur. Le nom du chef était Wang Khan. Ce Wang Khan joua un rôle significatif dans l'histoire ultérieure de Temujin, et un compte rendu détaillé de lui sera fourni au prochain chapitre. Pour l'instant, il est important de noter que Purta lui fut envoyée comme cadeau pour devenir sa femme. Il était courant pour C.S. Khan d'avoir autant d'épouses que possible. Lorsqu'ils capturaient des prisonniers de haut rang lors de guerre, ils envoyaient des femmes jeunes et belles comme cadeau aux princes ou potentats voisins pour les satisfaire. Peu importait dans ces cas si la personne recevant le cadeau était jeune ou âgée. Parfois, plus quelqu'un était âgé, plus il valorisait un tel présent. Wang Khan était justement âgé. Il était assez âgé pour être le père de Temujin. Il avait l'habitude de se référer à Temujin comme son fils. Des années auparavant, quand Temujin était juste un garçon, Wang Khan s'était allié à Yezonkai, le père de Temujin. C'était à cette époque que Wang Khan avait commencé à appeler Temujin son fils. Ainsi, lorsque Purta lui fut amenée par les messagers qui avaient été envoyés pour la chercher et présentée à lui dans sa tente, Wang Khan dit « Elle est très belle, mais je ne peux pas la prendre pour épouse, car elle est la femme de mon fils. Je ne peux pas épouser la femme de mon fils. » Wang Khan, cependant, prit soin de Purta et lui donna une place dans son foyer. Lorsque Temujin revint chez lui de son voyage et découvrit ce qui s'était passé pendant son absence, il fut très triste de la perte de sa femme.
Peu après, il trouva son emplacement et envoya promptement une délégation à Wang Khan, lui demandant de la renvoyer chez elle. Wang Khan accepta immédiatement et Purta commença son voyage de retour. Cependant, ils durent faire une pause en chemin à cause de la naissance de son fils. Sans tarder, ils décidèrent de reprendre le voyage, car il y avait un risque de rencontrer de nouveaux ennemis s'ils tardaient, ce qui pourrait entraîner la capture de Purta une fois de plus. Selon la légende, Purta protégea les membres délicats du bébé en les enveloppant dans une pâte ou une pâte à modeler pour amortir les secousses causées par la charrette rugueuse dans laquelle elle devait voyager. Elle tenait le bébé sur ses genoux tout au long du voyage et arriva en toute sécurité à la maison de son mari. Temujin était ravi de la revoir et heureux de trouver leur petit-fils indemne du voyage. Pour célébrer son arrivée saine et sauve après un voyage étrange et dangereux, son père le nomma « arrivé sain », ce qui signifie « jugi » dans leur langue. La carrière de Temujin commença bien et tout semblait prometteur. Il était ambitieux et plein d'espoir et commença à se sentir insatisfait de l'empire que son père lui avait laissé et commença à faire des plans pour l'étendre. Il eut un rêve où ses bras devenaient très longs et il tenait une épée dans chaque main. Il étendit ses bras pour voir jusqu'où il pouvait atteindre, pointant l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Le matin, il raconta son rêve à sa mère. Elle expliqua que cela signifiait qu'il était destiné à devenir un grand conquérant et que son royaume s'étendrait vers l'est et l'ouest. Après une période de succès d'environ 2 ans, la chance de Temujin commença à décliner. Certaines des tribus sous son règne devinrent mécontentes et les Khans subordonnés commencèrent à comploter contre lui. Même sa tribu se retourna contre lui. Des rébellions éclatèrent dans différentes parties de ses territoires, le forçant à partir rapidement en expédition et à combattre dans de nombreuses batailles intenses pour les réprimer. Il fut finalement capturé lors de l'un de ces conflits. Cependant, il parvint à s'échapper. Il fit ensuite des offres aux Khans en colère, dans l'espoir de les apaiser et de les persuader de se soumettre à nouveau à son autorité. 6 offres comprenaient la plupart des concessions qu'ils avaient exigées. Malheureusement, les offres ne les rendirent pas heureux. Ce qu'ils voulaient, c'était éliminer complètement Temujin du pouvoir. Ils prévoyaient de diviser ses territoires entre eux ou de choisir l'un d'entre eux pour régner à sa place. Finalement, Temujin réalisa qu'il ne pouvait pas faire la paix avec ses ennemis. Il vit aussi que ses ennemis devenaient plus forts chaque jour, tandis que ses partisans devenaient moins nombreux et plus faibles. Cela le fit perdre espoir. Il commença à penser qu'il était peut-être trop jeune pour régner sur un royaume composé de groupes errants, d'hommes féroces et indomptés. Il décida d'abandonner pour le moment et d'attendre que les choses changent, ou du moins jusqu'à ce qu'il soit un peu plus âgé. En conséquence, avec sa mère, il conçut un plan pour se retirer temporairement de la situation. Il est possible que sa mère ait élaboré le plan et l'ait convaincu de l'accepter. Le plan était le suivant. Temujin enverrait un ambassadeur à la cour de Wang Khan pour demander protection et asile sur le territoire de Wang Khan jusqu'à ce que les choses se calment dans son royaume. Ensuite, si Wang Khan accepte cette proposition, Temujin nommera son oncle comme régent pendant son absence. Sa mère a également épousé un émir nommé Menglik, qui deviendrait le premier ministre sous le régent et aurait plus d'autorité que les autres princes ou khans du royaume. Le régent et le ministre gouverneraient le royaume jusqu'à ce qu'il soit jugé approprié pour Temujin de revenir. Ce plan a été mis en action. Wang Khan a accepté d'accueillir Temujin dans ses territoires et de lui fournir protection. Il était prêt à faire cela en raison de l'amitié qu'il avait avec le père de Temujin. La mère de Temujin épousa l'émir, et l'émir devint le premier prince du royaume. Finalement, l'oncle de Temujin devint le régent et reçut l'autorité de gouverner le pays jusqu'au retour de Temujin. Une fois tout réglé, Temujin se lança dans un voyage vers le pays de Wang Khan avec une escorte armée de 6000 hommes pour garantir sa sécurité. Il emmena toute sa famille ainsi qu'un grand groupe de serviteurs et d'accompagnateurs. L'un d'eux était son ancien professeur et tuteur,
Karacher, qui avait été choisi par son père pour prendre soin de lui et fournir éducation et orientation pendant son enfance. Avec une telle protection, le groupe de Temujin ne fut pas dérangé pendant leur voyage et ils atteignirent tous en toute sécurité la cour de Vang Khan. Chapitre 3. De réfugiés à souverain. La lutte de Gengis Khan pour la survie. Le pays gouverné par Vang Khan était appelé Karakatay. Il bordait le pays de Katay, qui avait été mentionné auparavant comme la partie nord de la Chine actuelle. Karakatay était considéré comme faisant partie du même district général du pays. C'était la partie de Katay habitée par les Tartares. Vang Khan s'appelait à l'origine Togrul. Le nom Vang Khan, qui était un titre et non un nom, lui fut attribué plus tard lorsqu'il devint très puissant. Pour éviter toute confusion, nous utiliserons le nom de Vang Khan tout au long. Vang Khan provenait d'une lignée solide de Khan qui avait régné sur Karakatay pendant de nombreuses générations. Six Khan était un groupe d'hommes sauvages et sans loi qui se battaient constamment entre eux pour le pouvoir et les animaux volés les uns aux autres. En conséquence, des guerres brutales et violentes se produisaient fréquemment entre les membres proches de la famille. Le grand-père de Vang Khan, nommé Mergus, fut capturé lors de l'un de ces combats par un autre Khan. Bien qu'ils fussent apparentés, l'autre Khan était extrêmement en colère contre quelque chose que Mergus avait fait. En conséquence, il envoya Mergus dans une terre lointaine appelée Kurga pour y être traité par le roi de cet endroit. Le roi de Kurga le mit dans un sac, cousit l'ouverture et le plaça sur une image en bois d'un âne. Il le laissa là pour mourir de faim et d'asphyxie. La femme de Mergus était très en colère lorsqu'elle apprit la cruelle destinée de son mari. Elle décida de se venger. Il s'avère que le parent de son mari qui l'avait capturé et envoyé au roi de Kurga était son ancien amant avant son mariage. Ainsi, elle lui envoya un message, prétendant ne pas être triste de la mort de son mari, et blâma uniquement le roi de Kurga d'être cruel. Elle mentionna ensuite qu'elle avait toujours eu des sentiments pour lui, et s'il lui ressentait toujours la même chose que lorsqu'il avait précédemment exprimé son amour pour elle, elle était maintenant prête à l'épouser. Elle lui proposa de se rencontrer à un lieu spécifique qu'elle mentionna, afin qu'ils puissent être ensemble. À présent, le chef nommé Naur tomba rapidement dans le piège tendu par la veuve séduisante. Il accepta promptement ses suggestions et se rendit au lieu de rendez-vous désigné. Naturellement, il était accompagné d'un petit groupe d'amis et d'assistants personnels faisant office de garde. La princesse avait une petite garde avec elle, mais ils ne suscitèrent aucun soupçon. Elle avait également amené de nombreux chariots, tirés par des bœufs et chargés de provisions, de vêtements et d'objets de valeur en cadeau pour son nouveau mari. Parmi ceux-ci, cependant, il y avait de nombreux grands tonneaux, ou contenants arrondis, où elle avait caché une force armée significative. 6 contenants étaient arrangés de manière à ce que les hommes à l'intérieur puissent les ouvrir rapidement, sur un signal, et sortir armés et prêts à l'action. Parmi les autres réserves que possédait la princesse, il y avait un grand stock d'une certaine boisson forte que les Mongols et les Tatars fabriquaient à cette époque. Lorsque les deux groupes se rencontrèrent sur le lieu du rendez-vous, la princesse accueillit chaleureusement Naur et l'invita, lui et son groupe, à un repas sur place. Ils acceptèrent l'invitation, ouvrirent les provisions alimentaires et déballèrent et présentèrent de nombreux cadeaux. Lors du festin, Naur et son groupe reçurent beaucoup de boissons alcoolisées. Comme prévu, ils burent trop facilement. Pendant ce temps, le groupe de la princesse, conscient du plan, veilla à rester sobre. Lorsque le moment fut venu, la princesse donna le signal. Soudainement, les hommes qui se cachaient dans les tonneaux jaillirent et attaquèrent les invités au festin. La princesse, prête à agir, sortit une dague et poignarda Naur en plein cœur. 6 gardes, avec l'aide des renforts qui étaient arrivés soudainement, tuèrent ou capturèrent tous ses accompagnateurs. Les accompagnateurs ne purent résister car ils étaient ivres et surpris par l'apparition soudaine d'une grande force. La princesse, après avoir obtenu sa vengeance, rassembla ses hommes, emballa ses faux cadeaux
et rentra chez elle en triomphe. 6 histoires, racontées par des écrivains asiatiques, pourraient avoir été exagérées dans leurs récits, mais elles étaient probablement basées sur des événements réels. Elles nous donnent un aperçu de la manière de vivre et des actions de ces chefs semi-barbares à cette époque. Vang Khan était le petit-fils de Mergus, qui fut mis dans un sac. Son père était le fils aîné de la princesse qui avait planifié la vengeance pour la mort de son mari. On dit que Vang Khan allait à la guerre avec son père alors qu'il n'avait que 10 ans. La façon dont il forma son amitié avec Yezonkai et l'alliance avec lui qui l'amena à considérer Temujin comme son fils et à ne pas lui prendre sa femme, comme déjà mentionné, se passa ainsi. Lorsque son père mourut, il devint le leader en tant que fils aîné. Cependant, ses frères et sœurs nourrissaient de la jalousie à son égard. Après de nombreuses disputes et conflits avec eux et d'autres parents, notamment son oncle qui semblait s'opposer à lui, il fut finalement dominé ou déjoué et contraint de fuir. Il chercha refuge dans le pays de Yezonkai lors de sa détresse. Yezonkai l'accueillit chaleureusement et lui fournit une protection efficace. Finalement, Yezonkai lui fournit des soldats pour l'aider à récupérer son royaume et à renverser son oncle, qui fut alors banni. Pendant son séjour sur le territoire de Yezonkai, il rencontra Temujin, qui était encore très jeune. C'est à cette époque qu'il commença à appeler Temujin son fils. Temujin se retrouva dans une situation similaire à celle qu'avait vécue Vang Khan auparavant, devant quitter sa patrie et renoncer à ses terres ancestrales. Reconnaissant pour l'aide qu'il avait autrefois reçue, il était impatient de rendre l'appareil. Ainsi, Vang Khan accueillit Temujin avec une grande chaleur, désireux de rendre la faveur au fils de l'homme qui l'avait aidé. Voici un autre fait intéressant à propos de Vang Khan. On croit souvent qu'il était le prince qui était célèbre à cette époque en Europe, connu sous le nom de prêtre Jean, en raison des missionnaires chrétiens en Asie. 6 missionnaires envoyaient des rapports exagérés de leur succès à convertir les Persans, les Turcs et les Tatars au pape et aux rois chrétiens en Europe. Finalement, ils prétendaient que le grand khan des Tatars s'était converti et prêchait désormais l'Évangile sous le nom de prêtre Jean. Le terme « prêtre » était considéré comme une version déformée de presbytère. En conséquence, beaucoup fut écrit et dit à travers la chrétienté concernant le notable converti tatar, prêtre Jean. Les missionnaires envoyèrent plusieurs lettres prétendant être de prêtre Jean qui étaient adressées au pape et à divers rois européens. On dit que certaines de ces lettres existent encore aujourd'hui, dont une qui a été envoyée au roi de France. Dans cette lettre, l'auteur informe le roi de France de sa richesse immense et de la taille de ses territoires. Il mentionne avoir 70 rois à son service. L'auteur invite le roi de France à lui rendre visite, promettant de lui donner un royaume significatif et de faire de lui son héritier, héritant de tous ses territoires à sa mort. La lettre contient plus de détails de nature similaire. Les autres lettres reflétaient ce sentiment, suscitant une curiosité naturelle parmi les lecteurs. Cet intérêt fut encore accru par les descriptions vivantes des missionnaires sur la stature de l'influent converti, qui était plus estimé que la royauté. Ils détaillaient également les avancées du christianisme dans ces territoires, attribuant ce succès à leurs efforts continus. On pense de nos jours que ces histoires étaient principalement inventées par les missionnaires, ou du moins que les rapports qu'ils envoyaient étaient grandement exagérés et embellis. Il ne fait aucun doute qu'ils jouèrent un rôle significatif dans la rédaction des lettres, plus que Toucan. Cependant, on pense qu'il y avait un prince qui soutenait les missionnaires et leur permettait de prêcher le christianisme dans ces terres. Si cela est vrai, Vang Khan est probablement cet homme. Dans tous les cas, il était un dirigeant très important et puissant, et il régnait sur une vaste étendue de terre. Le nom de sa principale ville était Karakorum. La distance que Temujin dut parcourir pour atteindre cette ville était d'environ 10 jours. Il fut accueilli par Vang Khan avec une grande gentillesse et respect. Vang Khan lui promit de le protéger et de l'aider à récupérer son royaume. Pendant ce temps,
Temujin promit de rejoindre immédiatement le service de Wang Khan et de travailler avec diligence pour faire avancer les intérêts de son protecteur de toutes les manières possibles. Wang Khan donna à Temujin une position très honorable à sa cour. On s'attendait à ce qu'il en soit ainsi, car Temujin était un jeune prince très attrayant et qui avait de bonnes manières. Bien qu'il fût actuellement éloigné de son pays natal, il n'était pas dans une situation désespérée ou sans espoir. Sa famille et ses amis détenaient encore le pouvoir chez eux, et quand il arriva au royaume de Wang Khan, il amena un nombre significatif de troupes avec lui. Étant à la fois courageux et compétent en matière de guerre, il était prêt à rembourser son protecteur par un service loyal. En bref, l'arrivée de Temujin à la cour de Wang Khan créa beaucoup d'excitation. Initialement, tout le monde l'aimait et il était populaire. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que les autres jeunes princes et chefs tribaux à proximité ne deviennent envieux de lui. Wang Khan le favorisait par-dessus tous les autres, à la fois en raison de leurs liens et de son rang élevé en tant que prince souverain. Cela lui conférait la position la plus élevée parmi les chefs de rang inférieur dans l'entourage de Wang Khan. Cependant, ces chefs de rang inférieur n'étaient pas satisfaits. Ils murmuraient entre eux, d'abord en secret, puis plus ouvertement, et commencèrent bientôt à former des groupes et des plans contre le nouveau favori, comme ils l'appelaient. Puis, quelque chose se produisit qui rendit cette hostilité encore plus forte et donna aux ennemis de Temujin un leader et chef très puissant d'un coup. Yemuka était amoureux de la fille de Wang Khan, la princesse Wisulujine, et demanda à son père s'il pouvait l'épouser. Il n'est pas clair jusqu'où les discussions sur leur mariage étaient avancées, mais lorsque Temujin arriva, Wisulujine commença rapidement à s'intéresser à lui au lieu de cela. Il était plus jeune, plus attrayant et plus accompli que son amant précédent. Elle fit clairement comprendre à son père qu'elle le préférait comme mari plutôt que Yemuka. Il est vrai que Temujin avait déjà une ou deux épouses, mais cela était courant pour les princes et chefs asiatiques qui pouvaient se permettre de soutenir plusieurs épouses. En conséquence, Yemuka fut rejetée et Wisulujine fut mariée à Temujin. Yemuka était très en colère. Il promit de se venger. Il commença à comploter avec toutes les personnes mécontentes du royaume. Il ne parlait pas seulement à ceux qui étaient jaloux de Temujin, mais aussi à tous ceux qui voulaient s'opposer au gouvernement de Wang Khan pour une raison quelconque. Ainsi, un groupe de personnes se réunit pour comploter contre Temujin afin de le détruire. Tout d'abord, ils tentèrent de parler à Wang Khan en privé et dire toutes sortes de mauvaises choses à propos de Temujin, mais cela ne fonctionna pas. Temujin rassembla de nombreux anciens amis et se fit de nombreux nouveaux amis grâce à son courage et à son énergie. Son parti à la cour devint plus fort que ses ennemis, et pendant un moment, il semblait que leur plan pourrait échouer. Finalement, les conspirateurs contactèrent les ennemis étrangers de Wang Khan et s'allièrent avec eux pour déclarer la guerre et éliminer à la fois Wang Khan et Temujin. Les enregistrements de la progression de cette ligue et des différentes nations et tribus impliquées sont incomplets et peu clairs. Au début, il y eut quelques escarmouches mineures et des mouvements tactiques. Finalement, il fut décidé de rassembler une force substantielle visant à envahir les territoires de Wang Khan pour résoudre le conflit par la guerre. De nombreux chefs et khans se réunirent, fusionnant leurs forces en une armée redoutable. Conformément aux traditions de leur époque, ils firent un serment sérieux de continuer à combattre jusqu'à ce qu'ils aient vaincu à la fois Wang Khan et Temujin. La manière dont ils prêtèrent serment fut la suivante. Ils amenèrent un cheval, un bœuf sauvage et un chien dans une zone ouverte de la plaine où ils s'étaient rassemblés pour prêter serment. Puis, sur un signal, ils attaquèrent ces animaux avec leurs épées et les découpèrent en morceaux très agressivement. Après avoir terminé, ils se tinrent ensemble et crièrent les mots suivants. « Écoutez, ô Dieu, ô ciel, ô terre, nous jurons un serment contre Wang Khan et Temujin. Si l'un d'entre nous les épargne alors que nous les avons en notre pouvoir, ou si nous ne tenons pas la promesse que nous avons faite de les détruire, puissions-nous rencontrer le même sort que ces créatures que nous avons maintenant découpées en morceaux.
Ils prononcèrent cette malédiction sérieusement, debout parmi les corps déchirés et sanglants des animaux éparpillés sur le sol. Seasplan avait été gardé secret jusqu'à présent, mais des nouvelles de ce qui se passait parvinrent avant longtemps à Karakorum, la capitale de Vang Khan. Temujin fut très excité lorsqu'il entendit la nouvelle. Il suggéra rapidement qu'il prendrait ses soldats et les combinerait avec autant de soldats de Vang Khan que possible. Il partirait ensuite affronter l'ennemi. Vang Khan accepta ce plan. Temujin divisa les troupes de Vang Khan en deux, prenant la moitié pour rejoindre ses troupes. L'autre moitié resta en arrière pour défendre la capitale. Ils commencèrent alors leur voyage. Il se dirigea vers la frontière où il savait que la plupart des forces ennemies se rassemblaient. Après une longue marche, possiblement de plusieurs jours, il arriva avant que l'ennemi ne soit complètement prêt. Ensuite, il y eut beaucoup de manœuvres et de contre-manœuvres, Temujin tentant de faire combattre les rebelles, mais ces derniers faisaient de leur mieux pour l'éviter. Ils temporisaient, attendant que d'autres troupes les rejoignent. 6 troupes étaient des soldats de certains membres de la Ligue qui n'étaient pas encore arrivés. Après toute leur planification, juste au moment où la bataille allait commencer, Temujin et son armée furent choqués de voir Vang Khan, son beau-père, arriver à leur campement. Ils menaient un petit groupe fatigué qui semblait avoir tout juste échappé à une bataille. Ils étaient épuisés, et leurs chevaux l'étaient aussi. Temujin découvrit que lorsque son départ de la capitale avec une grande partie de l'armée fut connu, une des tribus ennemies de Vang Khan saisit cette chance pour attaquer. Ils envahirent rapidement le territoire de Vang Khan avec une grande force. Vang Khan avait fait de son mieux pour protéger la ville, mais il était en infériorité numérique. La plupart de ses soldats furent tués ou blessés. La ville fut capturée et pillée. Son fils, avec les troupes survivantes, réussit à s'échapper vers les montagnes. Quant à Vang Khan, il décida de se rendre au camp de Temujin aussi vite qu'il le pouvait, malgré de nombreuses difficultés et épreuves sur le chemin. Lorsque Temujin entendit cela, il fut d'abord surpris. Cependant, il rassura son beau-père de ne pas perdre espoir. Il lui promit qu'il chercherait à se venger et à remporter une victoire décisive dans la bataille à venir contre leurs ennemis. Il fit donc rapidement ses plans pour le combat imminent. Il confia la majeure partie de l'armée à Vang Khan, tandis qu'il menait une partie de l'armée et confiait l'autre partie au second en commandement. Avec cet arrangement, il entra dans la bataille. La bataille fut féroce et sanglante, mais à la fin, le parti de Temujin sortit vainqueur. Les troupes adverses furent vaincues et forcées à battre en retraite. Temujin lui-même joua un rôle clé dans la sécurisation de la victoire. Après une longue et incertaine lutte, les troupes sous le commandement de Temujin lancèrent une attaque déterminée qui submergea les forces ennemies. Cela stimula et énergisa les autres soldats à tel point que bientôt l'ennemi fut complètement vaincu et forcé de se retirer du champ de bataille. Le résultat de ce triomphe fut d'accroître la réputation de Temujin en tant que chef militaire plus que jamais et de renforcer significativement la confiance que Vang Khan était enclin à placer en lui. La victoire sembla également avoir presque détruit le parti rebelle. Cependant, Vang Khan ne put pas immédiatement retourner et reprendre son trône et sa capitale. Il découvrit que l'un de ses frères avait pris le contrôle du gouvernement et régnait à Karakorum pendant son absence. Il semble que ce frère, nommé Erkekara, avait été l'un des leaders du parti opposé à Temujin. C'était prévisible. En tant que frère du roi, il avait naturellement un rôle très important à la cour et serait parmi les premiers à être affecté négativement par l'arrivée d'un nouveau favori. Il avait également participé au complot contre Temujin et Vang Khan. Il était même vu comme le leader de leur groupe. Lorsque Vang Khan fut expulsé de sa capitale, ce frère prit le pouvoir en tant que dirigeant. Le problème était, comment pouvait-il être destitué et Vang Khan réinstallé? Temujin commença immédiatement à faire des plans pour atteindre son objectif. Après la bataille, il rassembla ses forces et commença à négocier avec d'autres tribus. 6 tribus étaient auparavant incertaines de quel côté soutenir, mais la victoire de Temujin les aida à décider. Pendant ce temps, les rebelles étaient également actifs.
Ils se regroupèrent à nouveau et travaillèrent dur pour obtenir plus de soldats. Erkekara renforça Karakorum autant qu'il le pouvait et rassembla suffisamment d'armes et de fournitures. Ce n'est que l'année suivante que les groupes finirent de se préparer et furent prêts pour le dernier combat. Ensuite, une autre bataille importante eut lieu. Et une fois de plus, Temujin en sortit vainqueur. Erkekara fut soit tué, soit contraint à fuir. Karakorum fut reconquise et Wang Khan entra triomphalement dans la ville avec ses soldats, reprenant son trône. Naturellement, le statut et l'influence de Temujin à la cour étaient désormais plus grands que jamais auparavant. Il avait alors environ 22 ou 23 ans. Il avait déjà 3 épouses, bien qu'il ne soit pas clair si elles étaient toutes avec lui à la cour de Wang Khan. Il était très populaire dans l'armée, comme le sont souvent les jeunes commandants avec beaucoup de courage et d'esprit. Wang Khan lui faisait beaucoup confiance et lui accordait de nombreux honneurs. Cependant, il semble qu'il n'ait pas encore commencé à penser à retourner dans son pays natal. Chapitre 4. Trahison à Karakorum. L'affrontement de Khan et Temujin. Temujin était resté à la cour ou dans les domaines de Wang Khan pendant de nombreuses années. Pendant la majeure partie de ce temps, il a servi Wang Khan et ils entretenaient de bonnes relations. Cependant, leur amitié s'est finalement transformée en une amertume profonde, comme nous le verrons plus tard. Erkekara, le frère de Wang Khan qui avait pris son trône pendant la rébellion, a été tué lorsque Wang Khan a repris son trône. Plusieurs autres chefs rebelles ont également été tués, mais certains ont réussi à se sauver de la destruction et à reprendre progressivement le contrôle sur les groupes qu'ils commandaient. Il est important de noter que, à cette époque, le pays n'était pas divisé en États ou royaumes organisés, mais plutôt en une vaste région indivise occupée par de grands groupes. Bien que chaque groupe avait son district ou sa zone où ils étaient principalement stationnaires, ils n'avaient pas d'établissement permanent. Les différents clans se déplaçaient lentement dans différentes directions à travers les plaines et les montagnes. Ils étaient influencés par des facteurs tels que la disponibilité des pâturages, le résultat des guerres ou la présence de tribus voisines. Parfois, plusieurs tribus étaient dirigées par un seul chef, comme Wang Khan, mais leur unité était faible. Il était difficile de distinguer entre être soumis et être rebelle, sauf en temps de guerre réelle. Yemuka, le chef qui était en colère contre Temujin pour avoir épousé la princesse qu'il désirait, trouva une chance de s'échapper. Il s'échappa lorsque Wang Khan vainquit ses ennemis et reprit son pouvoir. Pendant un moment, il se dissimula, ou du moins évita d'être capturé par Wang Khan, en résidant avec des tribus situées à une distance considérable de Karakorum. Cependant, il réussit rapidement à entamer des discussions secrètes avec l'un des fils de Wang Khan, dont le nom ressemblait à Sankum. Certains auteurs, lorsqu'ils ont tenté d'écrire son nom avec nos lettres, l'ont orthographié Sungim. Yemuka convainquit le jeune Sankum de se joindre à lui dans l'argument. C'était prévisible, car Sankum, étant le fils de Wang Khan, était quelque peu négligé à la cour de son père en raison de l'influence croissante de Temujin. Yemuka a dit, dans les représentations secrètes qu'il a faites à Sankum. Et aussi, ce nouveau venu ne fait pas seulement obstacle, et ne réduit pas seulement ton influence et ta considération actuelle, mais il a l'intention de te remplacer complètement à terme. Il fait des plans pour devenir le successeur de ton père et ainsi te priver de ton héritage légitime. Sankum écoutait avec enthousiasme ces suggestions. Finalement, Sankum et Yemuka se mirent d'accord pour que Sankum utilise son influence auprès de son père, afin d'obtenir la permission pour Yemuka de revenir à la cour. Yemuka serait à nouveau accueilli au service de son père, prétendant avoir regretté sa rébellion et être prêt à renouveler son allégeance. Sankum fit comme convenu, et après un certain temps, Wang Khan accepta de laisser Yemuka revenir. Ainsi, une sorte de paix fut établie, mais ce n'était pas une vraie paix. Yemuka ressentait toujours de la jalousie envers Temujin, et désormais, il désirait également se venger. Cependant, les choses semblèrent calmes pendant un moment, du moins sans aucun combat ouvert à la cour. Pendant ce temps, Wang Khan, comme d'autres dirigeants,
menait souvent des guerres contre des groupes voisins. Dans ces guerres, il dépendait fortement de Temujin. Temujin commandait un grand groupe de troupes, y compris sa garde, les troupes de son pays et d'autres bandes d'hommes sous le commandement de Wang Khan ou ceux qui s'étaient joints à lui volontairement. Il avait 4 généraux subalternes, ou Khan, connus sous le nom de SS4 plus braves, qui l'aidaient à diriger ce groupe. Ils étaient tous des commandants courageux et compétents. Temujin, le chef de ce groupe, explorait régulièrement le pays, à la recherche des ennemis de Wang Khan ou se lançant dans de longues expéditions à travers d'immenses plaines et montagnes. Il exécutait les plans militaires de Wang Khan, qui incluaient des invasions et des pillages, ainsi que des recherches de vengeance et de représailles. Temujin était très apprécié par les soldats qui servaient sous ses ordres. Les soldats apprécient toujours un chef brave, intrépide et énergique, qui a l'intelligence de concevoir de grands plans et la détermination de les mener à bien efficacement. Il ne se soucie pas des situations risquées dans lesquelles il pourrait les mener. Ceux qui meurent en accomplissant les tâches qu'il leur confie ne peuvent se plaindre, et ceux qui survivent sont encore plus heureux car ils ont surmonté de graves dangers et ont gagné une grande quantité de gloire. Temujin, bien que très estimé par ses soldats, était extrêmement impitoyable envers ses ennemis lorsqu'il était en colère, comme beaucoup de guerriers de son époque. La légende raconte qu'après une bataille, où il remporta une victoire retentissante contre une immense horde de rebelles et d'ennemis, capturant un grand nombre de prisonniers, il ordonna d'allumer des feux. Ensuite, il fit placer 70 grands pots d'eau bouillante sur les feux. Il fit jeter les principaux chefs de l'armée vaincue dedans, les faisant ébouillanter à mort. Il marcha immédiatement sur le territoire de l'ennemi, prenant toutes les femmes et les enfants et les envoyant être vendus comme esclaves. Il saisit également le bétail et les autres biens qu'il trouva, les prenant comme butin. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable dans ces actions consistant à s'approprier les biens de l'ennemi et à vendre les captifs malheureux comme esclaves. C'était la coutume de l'époque. Cependant, le fait de faire bouillir ces prisonniers vivants indique une cruauté distincte et horrifiante dans son caractère. Néanmoins, il se pourrait que cette histoire ne soit pas vraie. Elle pourrait avoir été fabriquée par Yemuka et Sankum ou par certains de ses autres ennemis. Yemuka, Sankum et d'autres ont tenté d'affaiblir l'influence de Temujin auprès de Wang Khan, mais ils n'ont pas réussi. Les succès militaires de Temujin lui ont permis de maintenir sa force malgré leurs tentatives de le saper. Wang Khan avait des sentiments partagés à l'égard de Temujin. Il était content et fier de lui, mais il le craignait aussi. Wang Khan ne voulait pas dépendre d'un leader subalterne, mais il ne pouvait pas s'en passer. Un roi ne souhaite jamais que l'un de ses sujets devienne trop visible ou trop puissant. Wang Khan aurait été heureux de réduire le pouvoir et l'influence que Temujin avait acquis, qui semblait croître chaque jour. Cependant, il n'a pas trouvé de moyen pacifique de le faire. Temujin menait ses troupes, généralement loin de Karakorum, où vivait Wang Khan, et il jouissait de beaucoup de liberté. Temujin recrutait ses soldats pour maintenir une armée forte. De plus, s'il y avait une pénurie des approvisionnements habituels, il lui était toujours facile de trouver de la nourriture. En outre, il y avait de nombreuses occasions où Wang Khan avait besoin de l'aide de Temujin et ne pouvait pas s'en passer. Une fois, alors qu'il était impliqué dans des campagnes importantes dans une région montagneuse éloignée, Yemuka réussit à semer suffisamment de doutes sur Temujin dans l'esprit de Wang Khan. En conséquence, Wang Khan partit secrètement pendant la nuit et se déplaça vers un lieu distant pour se protéger d'un complot que Yemuka prétendait que Temujin planifiait. Cependant, dans cet épisode, il fut pris en embuscade par un grand groupe de ses ennemis. Il se trouva dans une situation difficile, ce qui le poussa à envoyer en urgence des messagers pour demander l'aide de Temujin et de ses courageux guerriers. Temujin arriva. Il sauva Wang Khan du danger et chassa ses ennemis. Wang Khan fut reconnaissant pour ce service, si bien que les deux amis se réconcilièrent complètement et devinrent encore plus proches qu'avant. Cela déçut et attrista grandement Yemuka.
Ils conclurent un nouvel accord d'amitié et, pour le sceller et le confirmer, ils convinrent d'un double mariage entre leurs deux familles. Un fils de Temujin devait épouser une fille de Wang Khan et un fils de Wang Khan devait épouser une fille de Temujin. Cet accord ne dura pas longtemps. Une fois que Wang Khan réalisa que le danger était écarté, il recommença à écouter Yemuka et Sankum. Il ne cessait de dire que Temujin était dangereux et indigne de confiance. Ils affirmaient qu'il était ambitieux et sans moralité. Ils croyaient qu'il attendait juste le bon moment pour se rebeller contre Wang Khan et prendre son trône. Ils firent de nombreuses déclarations au Khan pour confirmer leur opinion. Certaines de ces déclarations étaient vraies, mais beaucoup étaient exagérées et d'autres probablement fausses. Cependant, ils réussirent à faire une telle impression sur le Khan qu'il décida de prendre des mesures pour éliminer Temujin. En conséquence, il trouva un moyen d'envoyer Temujin loin de Karakorum, sa capitale, en utilisant une excuse. Temujin était très populaire parmi les gardes royaux et la garnison de la ville, donc Wang Khan ne pouvait rien faire ouvertement contre lui là-bas. Wang Khan envoya également un messager dans la patrie de Temujin pour convaincre les personnes importantes de là-bas de se joindre à son stratagème. Il est important de se souvenir que lorsque Temujin a quitté sa patrie à l'âge d'environ 14 ans, sa mère s'est mariée avec un puissant chef nommé Menglik. Menglik, avec la mère de Temujin, avait été nommé régent en son absence. Wang Khan envoya maintenant un message à Menglik, lui suggérant de s'allier pour éliminer Temujin. Wang Khan a dit dans le message qu'il a envoyé à Menglik. « Tu n'as pas d'intérêt à le soutenir. Tu as certes épousé sa mère, mais il ne signifie rien pour toi. Et s'il est éliminé, tu seras reconnu comme le grand Khan des Mongols de manière indépendante, au lieu d'être subordonné à lui et de risquer qu'il revienne à tout moment pour te remplacer. » Wang Khan voulait que Menglik l'aide à tuer Temujin. Si Menglik ne voulait pas aider, Wang Khan espérait le convaincre au moins d'accepter le plan, afin que Menglik ne lui en veuille pas plus tard. Cependant, Menglik réagit différemment à la proposition de Wang Khan que prévu. Au lieu de dire quoi que ce soit, Menglik décida d'informer Temujin du danger dans lequel il se trouvait. Il partit rapidement pour le camp de Temujin pour l'informer des plans de Wang Khan. Pendant ce temps, Wang Khan organisa une rencontre avec Temujin à un endroit précis pour finaliser le mariage entre leurs enfants, comme convenu auparavant. Temujin, sans soupçonner de trahison, accueillit et hébergea le messager avec beaucoup de respect. Il accepta de venir. Après s'être préparé, il se mit en route avec le messager et un grand groupe de SS accompagnateurs, se dirigeant vers le lieu désigné. Lors de son voyage, Temujin rencontra Menglik, qui était arrivé pour l'informer du danger imminent. Après avoir reçu cette information de son beau-père, Temujin trouva une raison de retarder son voyage. Il envoya une réponse polie à Wang Khan par l'intermédiaire de l'ambassadeur et lui donna l'instruction de continuer, tandis que Temujin lui-même retournait à son camp. Ce camp était situé loin de Karakorum. Wang Khan, comme mentionné précédemment, avait envoyé Temujin loin de la capitale parce qu'il était favori et craignait qu'il puisse y avoir une révolte s'il tentait quoi que ce soit contre lui là-bas. Cependant, Temujin avait un camp solide. 6 troupes habituelles y étaient, ainsi que les 4 courageux commandants dirigeant les 4 principales divisions. Son ancien enseignant et tuteur, Karacher, était également avec lui. Karacher, semble-t-il, avait été avec Temujin jusqu'à maintenant, l'accompagnant dans toutes ses expéditions en tant que conseiller et ami. Lorsque Wang Khan découvrit, par le retour de son messager, que Temujin refusait de venir au point de rencontre qu'il avait fixé, il supposa rapidement que Temujin soupçonnait une trahison. En conséquence, il détermina immédiatement qu'il devait lancer une attaque forte sans perdre de temps. Sinon, Temujin deviendrait de plus en plus prudent. Il semble qu'il n'avait pas tort de penser que Temujin était bien aimé à Karakorum. Cela fut confirmé lorsque 2 de ses serviteurs l'entendirent discuter de son plan secret avec l'une de ses épouses et le révélèrent à Temujin. Wang Khan prévoyait de se rendre secrètement au camp de Temujin, avec une force armée plus importante, et d'attaquer lui et toute sa troupe soudainement et de manière inattendue pendant la nuit.
Ils croyaient que de cette manière, ils pourraient facilement vaincre tout le camp, soit en tuant Temujin et ses généraux, soit en les capturant. Les deux hommes qui révélèrent ce plan étaient des esclaves. Ils étaient responsables de s'occuper des chevaux de quelqu'un associé au foyer de Wang Khan et d'effectuer d'autres tâches. Leurs noms étaient Badu et Kishlik. Un jour, alors qu'ils transportaient du lait à la maison ou à la tente de Wang Khan, ils entendirent par accident une conversation entre Wang Khan et sa femme. De cette conversation, ils apprirent les détails du plan pour détruire Temujin. Ils entendirent que l'expédition était prévue pour le départ le lendemain matin. Il n'est pas surprenant qu'ils aient entendu cette conversation. Les tentes et maisons de CS nations asiatiques étaient construites avec des matériaux faibles et fins. Les cloisons, faites de matériaux tels que la toile et le feutre, n'étaient pas efficaces pour bloquer le son. Les deux esclaves décidèrent d'aller immédiatement au camp de Temujin pour l'informer du danger. Ils quittèrent discrètement leur quartier la nuit et voyagèrent toute la nuit. Au matin, ils arrivèrent au camp et partagèrent avec Temujin ce qu'ils avaient découvert. Temujin fut surpris, mais il avait été quelque peu préparé à cette nouvelle. Son beau-père lui avait déjà parlé des plans trompeurs de Wang Khan quelques jours plus tôt. Il appela rapidement Karacher et quelques autres amis pour discuter de ce qu'il fallait faire. Ils décidèrent de duper Wang Khan en utilisant un plan astucieux. Selon les informations des esclaves, Wang Khan allait les attaquer cette nuit-là. Les préparatifs pour l'accueillir devaient être faits immédiatement. Le plan consistait pour Temujin et SS troupes à quitter le camp et à se cacher à proximité. Ils devaient laisser quelques hommes derrière qui allumeraient les lumières et maintiendraient les feux pendant la nuit. Ils feraient en sorte que cela semble que toutes les troupes étaient encore là. Leur plan était que Wang Khan attaque comme prévu initialement, et tandis que ses forces seraient confuses, Temujin les embusquerait. Temujin espérait les vaincre et les faire fuir, même s'il savait que la force de Wang Khan serait probablement plus grande que la sienne. Le plan de Temujin fonctionna très bien. Une fois la décision prise, il commença immédiatement à la mettre en action. Il fit sortir tous les objets de valeur de sa tente et les déplaça dans un endroit sûr. Il envoya également les femmes et les enfants au même endroit. Ensuite, il organisa tous ses hommes, sauf une petite garde qu'il laissait derrière jusqu'au soir, et les conduisit au lieu d'embuscade qu'il avait choisi. L'endroit était à environ 2 lieues de son camp. Temujin se cacha ici dans une vallée étroite parmi les montagnes, non loin de la route que Wang Khan devait emprunter. La vallée était étroite et avait des rochers escarpés des 2 côtés pour protection. Il y avait aussi une forêt à l'entrée, qui cachait ceux qui étaient à l'intérieur. Il y avait également un ruisseau près de l'entrée, donc en entrant ou en sortant, il était nécessaire de traverser le ruisseau. Temujin arriva sur les lieux et emmena toutes ses troupes dans le ravin, se cachant là. Pendant ce temps, la garde laissée derrière dans le camp avait pour instruction d'allumer les feux de camp et d'illuminer les tentes la nuit, comme d'habitude. Cela était fait pour créer l'illusion que l'armée était toujours présente lorsqu'elle était observée de loin. Ils devaient attendre et observer les feux et les lumières jusqu'à ce qu'ils voient des indications que l'ennemi approchait pour attaquer le camp. Ils devaient alors se retirer discrètement de l'autre côté et s'échapper. Ces préparatifs et le mouvement des troupes de Temujin vers le lieu de l'embuscade prirent presque toute la journée. Il était presque soir lorsque les dernières troupes entrèrent dans le ravin. Juste après avoir terminé cette manœuvre, l'armée de Wang Khan arriva. Wang Khan lui-même n'était pas présent, car il avait confié l'expédition à Sankum et Yemuka. En effet, il est probable qu'il soit à l'origine de celle-ci, et Wang Khan a probablement accepté à cause de leur influence, peut-être à contre-cœur. Sankum et Yemuka menèrent prudemment leurs troupes. Lorsqu'ils virent le camp illuminé par les lumières et les feux de camp, ils crurent que tout était en ordre. Ils pensèrent que leur vieil ennemi et concurrent était enfin à leur portée. Ils approchèrent les hommes près du camp sans être vus. Ensuite, ils bandèrent leurs arcs, préparèrent leurs flèches et attaquèrent avec férocité. Un grand nombre de flèches s'abattirent sur les tentes.
il s'attendait à ce que des milliers d'hommes réagissent ou sortent précipitamment en réponse à l'attaque surprise. Cependant, ils furent surpris de constater que tout restait silencieux et immobile après la chute des flèches. Ils tirèrent plus de flèches, mais ne trouvèrent aucun signe de vie. Ils entrèrent prudemment dans le camp et le trouvèrent vide. Ils cherchèrent dans la zone avec des torches pour trouver les traces laissées par l'armée de Temujin. Ils trouvèrent rapidement les traces et certains d'entre eux se mirent à poursuivre les prétendus fugitifs en criant aux autres de les suivre. D'autres, qui avaient erré à différentes distances du camp à la recherche de traces, revinrent progressivement sur ordre. Certains restèrent près des tentes, allant et venant, tentant de trouver des indices ou discutant de leur étonnement et se demandant quoi faire ensuite. Cependant, ils rejoignirent tous finalement le groupe qui suivait la trace découverte. Le groupe entier continua aussi rapidement que possible, mais dans un état de désarroi. Ils croyaient tous que Temujin et ses soldats battaient en retraite hâtivement. Ils anticipaient de le rattraper par derrière à tout moment, ce qui le mettrait à un désavantage significatif et faciliterait sa domination. Au lieu de cela, Temujin émergea de sa cachette avec ses escadrons en parfait ordre, avançant en une colonne ferme et stable. Ils étaient prêts à charger l'ennemi avançant avec une grande force et organisation. Les deux armées entrèrent en collision, résultant en un puissant impact. Temujin, comme prévu, gagna complètement. L'armée de Wang Khan fut submergée, causant le chaos et étant piétinée. De nombreuses personnes furent tuées. Les survivants s'enfuirent immédiatement. Sun Kum fut touché au visage par une flèche, mais il réussit à rester sur son cheval et s'éloigna rapidement. Les autres survivants retournèrent sur la route d'où ils venaient et repartirent chez eux à Karakorum, en groupes séparés et ouverts. Après cela, Wang Khan ne put plus cacher son hostilité envers Temujin, et les deux camps se préparèrent à la guerre. Les historiens qui documentent la vie et les aventures de Genghis Khan offrent des récits variés sur les événements suivant le conflit entre Temujin et Wang Khan. 6 comptes rendus diffèrent légèrement en détail et en perspective. Après la bataille, les deux parties commencèrent à parler aux tribus voisines qu'elles pensaient pouvoir les soutenir. Ils tentèrent de rallier autant de personnes que possible à leur cause. Temujin obtint l'aide de nombreux princes tatars qui régnaient sur des hordes dans cette région ou dans les montagnes environnantes. Certains de ces chefs étaient ses parents. D'autres furent convaincus de le rejoindre parce qu'ils croyaient qu'il serait finalement plus fort que Wang Khan. 16 chefs n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des politiciens, et ils voulaient s'assurer de se retrouver du côté gagnant après le concours. Il y avait un khan nommé Turkili, qui était apparenté à Temujin et dirigeait une tribu puissante. Lorsque Temujin atteignit les frontières du territoire de Turkili, il n'était pas sûr de ce que Turkili pensait de lui. Ainsi, Temujin envoya un ambassadeur en avance pour informer Turkili de son arrivée et pour découvrir si leur amitié était toujours intacte. Turkili pouvait être incertain de quel côté choisir, mais le fait que Temujin et toute sa troupe soient présents à sa frontière semble l'avoir convaincu. Par conséquent, il envoya une réponse positive et soutint immédiatement la cause de Temujin. De nombreux autres dirigeants rejoignirent Temujin de manière similaire, ce qui augmenta la taille de ses forces. Au cours de son voyage à travers le pays, il arriva à un endroit avec un cours d'eau salé ou amer qui était imbuvable. Temujin installa son camp près de ce cours d'eau et y mena une grande cérémonie, où lui et ses alliés formèrent solennellement une alliance forte. Pendant la cérémonie, un cheval fut sacrifié près du cours d'eau. Temujin but également un peu d'eau du ruisseau et fit un vœu solennel, invoquant le ciel comme témoin. Il promit de toujours partager le bon comme le mauvais avec ses officiers et ses soldats, et se maudit lui-même s'il rompait jamais son serment. Tous ses alliés et officiers en firent de même. Cette cérémonie resta bien gravée dans la mémoire de l'armée. Ceux qui avaient été présents et y avaient participé chérissaient le souvenir avec fierté et plaisir. Même longtemps après, lorsque Temujin était devenu puissant et prospère,
Ces généraux considéraient leur présence à cet accord solennel initial comme une marque d'honneur. Ils croyaient que eux et leurs descendants seraient à jamais distingués de ceux qui avaient rejoint la cause du conquérant à une date ultérieure. À cette époque, Temujin commença à se sentir assez fort. Il avança avec son armée jusqu'à arriver aux frontières d'un lac qui n'était pas très éloigné des domaines de Vang Khan. Là, il établit son camp. Avant de procéder plus loin, il décida de mesurer l'impact d'une lettre de protestation et de plainte sur l'esprit de Vang Khan. Ainsi, Temujin lui écrivit essentiellement comme suit. « Il y a longtemps, lorsque mon père était en vie, vous aviez été chassé du pouvoir par vos ennemis. Mon père vous a aidé, a vaincu vos ennemis et vous a ramené au pouvoir. Plus tard, après mon arrivée sur vos terres, votre frère a comploté contre vous avec les Markas et les Neyman. Je les ai vaincus et vous ai aidé à reprendre le contrôle. Lorsque vous étiez en grande difficulté, j'ai partagé mes animaux et tout ce que je possédais avec vous. Une fois, lorsque vous étiez dans une situation très dangereuse et difficile, vous m'avez demandé d'envoyer mon équipe courageuse pour vous sauver. J'ai répondu à votre demande, et ils vous ont sauvé avec succès d'une menace très sérieuse. Ils vous ont aidé à vaincre vos ennemis et à récupérer un grand nombre d'objets de valeur. Dans de nombreux autres cas, lorsque les Khans se sont unis contre vous, je vous ai fourni l'assistance la plus efficace pour les vaincre. Comment se fait-il, après vous avoir procuré tant d'avantages pendant si longtemps, que vous prévoyez de me trahir et de me détruire de manière si déshonorante? Il semble que cette lettre ait affecté Vang Khan. Cependant, il était sous l'influence de Sankum et Yemuka, si bien qu'il ne pouvait pas prendre de décision par lui-même. Il envoya la lettre à Sankum pour demander des conseils sur la manière de répondre. Mais Sankum, qui était déjà jaloux de Temujin, était maintenant encore plus en colère en raison de la blessure qu'il avait subie. Il était déterminé à se venger et refusait d'envisager un quelconque compromis. Pendant ce temps, les dirigeants des tribus tatars et mongols vivant près des territoires de Vang Khan apprirent le conflit entre Vang Khan et Temujin. Ils étaient intrigués par la lutte de pouvoir à venir entre ces deux dirigeants. Temujin s'engagea activement dans la négociation avec eux et tenta de les persuader de le soutenir. C'était un homme jeune et prometteur, alors que Vang Khan vieillissait et était principalement influencé par Sankum et Yemuka. Temujin, également connu sous le nom de Genghis Khan, gagnait en popularité en tant que commandant, tandis que la réputation de Vang Khan déclinait. De nombreux Khans étaient enclins à soutenir Temujin. D'autres, il les a forcés à le rejoindre, et d'autres encore, il les a convaincus en promettant de les libérer des exigences et de la tyrannie de Vang Khan. Il se déclara comme un messager envoyé du ciel pour apporter leur libération. Ces tribus asiatiques étaient toujours prêtes à croire en des messagers célestes qui conquéraient pour leur bénéfice. Parmi les autres nations qui rejoignirent Temujin à cette époque, se trouvaient les gens de son propre pays de Mongolistan propre. Il fut chaleureusement accueilli par son beau-père, qui était en charge là-bas, et par tous ses anciens sujets, et ils promirent tous de le soutenir dans la guerre à venir. Après un moment, alors que Temujin gagnait plus de partisans et se renforçait grâce à ses actions et à d'autres similaires, il envoya un autre messager à Vang Khan, proposant un compromis. Vang Khan rassembla un groupe pour discuter de la proposition. Mais Sankum et Yemuka refusèrent continuellement de conclure un accord. Ils dirent qu'ils n'écouteraient des propositions de paix que si Temujin et ses alliés se soumettaient complètement à Vang Khan en tant que leur dirigeant légitime. Sankum donna personnellement ce message à l'ambassadeur. Sankum dit « Dites aux Mongols rebelles qu'ils trouveront la paix seulement s'ils se soumettent complètement à la volonté du Khan. Quant à Temujin, je ne le reverrai pas avant de le confronter avec une épée pour le tuer. » Juste après cela, Sankum et Yemuka tentèrent de faire un raid sur le territoire mongol, mais ils furent infructueux et repoussés par les soldats de Temujin. Ces escarmouches rendirent les deux côtés très en colère et les amenèrent à commencer à se préparer pour une guerre à grande échelle. Chapitre 5. De la rébellion à la domination. Unir les tribus sous une même bannière.
Une grande réunion fut organisée pour tous les alliés de Temujin, qui étaient unis contre Wang Khan à un lieu nommé Mankerul. Le but de cette réunion était de planifier une forte continuation de la guerre. Les chefs et les dirigeants qui avaient rejoint Temujin contre Wang Khan assistèrent à cette réunion, chacun accompagné d'un nombre significatif de soldats. Ils tinrent une grande discussion pour prendre des décisions. Certains voulaient tenter de négocier à nouveau avec Wang Khan, mais Temujin les convainquit que la seule espérance était de se rendre complètement. Il les avertit que s'ils se rebellaient, Wang Khan chercherait à tous les détruire. Finalement, il fut convenu que chaque homme devrait retourner à sa tribu et rassembler autant de soldats que possible pour combattre la guerre avec grande force. Temujin fut officiellement désigné comme le commandant suprême de l'armée à former. À de telles occasions, il était coutumier de présenter au général choisi un trunchon spécial ou une matraque ornée, connue sous le nom de topaze comme symbole de commandement. Temujin reçut la topaze de manière habituelle et avec toutes les cérémonies traditionnelles. Il y consentit à la condition claire que chaque personne suivrait promptement et sans questionner tous ses ordres. Il insista également pour avoir l'autorité complète de punir quiconque le défiait de la manière qu'il jugeait la plus appropriée et exigeait qu'il se soumette sans hésitation à tous ses jugements. Ils acceptèrent tous solennellement ces conditions. En tant que nouveau leader, Temujin récompensa ceux qui avaient quitté le service de Wang Khan pour le rejoindre. Il reconnut également et récompensa les 2 esclaves qu'il avait avertis du plan de Sankum et de Yemuka pour l'embuscade à son camp. Il libéra les esclaves et s'assura qu'ils seraient pris en charge pour le reste de leur vie. Il les inclut également dans le groupe des exemptés. Les exemptés étaient un groupe spécial de personnes à qui étaient accordés certains droits et privilèges en récompense de leur grand service public. Ils étaient exemptés de payer des impôts. Lorsque le butin était pris à l'ennemi, ils recevaient leur part complète sans aucune déduction, tandis que tous les autres devaient donner une portion de leur part au Khan. Les exemptés jouissaient également de divers autres privilèges. Ils avaient le droit de voir le Khan quand ils le voulaient, sans attendre la permission comme les autres. Ils avaient également le privilège spécial de recevoir 9 pardons pour toute infraction commise. Cela signifiait qu'ils ne seraient punis que s'ils commettaient 10 délits ou crimes. Ces privilèges étaient transmis à leurs descendants pendant 7 générations. Temujin couvrit les esclaves de récompense en témoignage de sa profonde gratitude pour leur rôle dans la sauvegarde de lui-même et de son armée. Il offrit généreusement aux esclaves, reconnaissant sincèrement leur aide qui avait possiblement sauvé son armée et lui-même. Il voulait également clarifier à ses suiveurs qu'il récompense toujours ceux qui apportent une aide significative. Temujin se retrouvait maintenant à la tête d'un grand groupe d'hommes. Sa priorité était de créer un système de discipline pour qu'il puisse combattre de manière organisée et ordonnée. Il divisa son armée en 3 groupes. Le groupe du milieu était composé de gardes et était sous son commandement. Les ailes étaient constituées des groupes de ses alliés et amis. Sa stratégie pour entrer dans la bataille était de faire avancer les 2 ailes tout en gardant le centre en réserve. Le centre chargerait alors avec une force imparable au moment opportun pour maximiser l'impact. Lorsque tout fut prêt, Temujin mit son armée en marche et commença à avancer vers le pays de Wang Khan. Les escadrons qui composaient sa vaste horde étaient si nombreux qu'ils remplissaient toute la plaine. Pendant ce temps, Wang Khan était actif. Agissant en son nom, Sankum et Yemuka avaient rassemblé une grande armée et il avait commencé à marcher depuis Karakorum pour affronter son ennemi. Cependant, ses forces, bien que plus nombreuses, n'étaient pas aussi bien organisées et disciplinées que celles de Temujin. Ils avaient également beaucoup de bagages, avec des trains interminables de chariots transportant nourriture, armes et autres fournitures militaires. Cela rendait leur progression lente, les troupes à cheval devant avancer à la même vitesse que les chariots. Les chariots étaient lourds et les routes mal construites. Ils ne pouvaient donc pas avancer rapidement. Les 2 armées livrèrent une bataille féroce et sanglante sur une plaine entre 2 rivières. Karacher, l'ancien tuteur de Temujin, dirigeait une division de l'armée de Temujin.
tandis que Yemuka dirigeait l'aile opposée de l'armée de Wang Khan. Les autres ailes s'attaquaient également avec acharnement, et pendant 3 heures, il était incertain de savoir quel côté l'emporterait. Finalement, Temujin, qui avait attendu patiemment, réalisa que c'était le bon moment pour lui de passer à l'action. Il ordonna à ses gardes de charger, et ils le firent avec une grande force, overpowerant et dispersant les escadrons de Wang Khan. Bientôt, Wang Khan se rendit compte qu'il avait perdu et décida d'abandonner le combat et de s'enfuir. Un petit groupe de cavaliers, y compris ses accompagnateurs immédiats et ses gardes, l'accompagnait. Initialement, les fugitifs se dirigèrent vers Karakorum. Cependant, ils furent poursuivis si implacablement qu'ils durent changer de direction. Finalement, Wang Khan décida de fuir complètement son propre pays et de chercher protection auprès d'un chef nommé Taiyan Khan. Taiyan Khan régnait sur une grande tribu appelée les Naimans, qui était l'une des tribus les plus puissantes de la région de Karakatai. Taiyan Khan était le père de la première épouse de Temujin, qu'il avait épousée lorsqu'il avait seulement 14 ans, alors que son père était encore en vie. Il était considéré comme étrange que Wang Khan cherche refuge parmi les Naiman, car il n'avait pas été en bons termes avec Taiyan, le Khan, ni avec la tribu depuis quelque temps. De nombreux chefs subalternes lui en voulaient pour les dommages qu'il avait causés à eux et à leur pays lors des guerres précédentes. Cependant, toutes ces tribus tatares avaient une forte croyance dans l'importance de l'hospitalité. Wang Khan croyait que son arrivée parmi les Naiman, apparaissant comme un fugitif dans le besoin, adoucirait leur hostilité. Il espérait que cette vulnérabilité encouragerait les Naiman à l'accueillir avec bienveillance, plutôt qu'avec agressivité. En effet, Taiyan, le chef de la tribu, envisagea initialement d'offrir un refuge à son ennemi, Wang Khan, qui était venu chercher l'hospitalité en CS temps de besoin. Cependant, les autres chefs s'opposèrent fortement à montrer la moindre pitié envers leur ennemi vaincu lorsqu'il entra sur leur territoire et s'approcha de leur camp. Ils rappelaient à Taiyan à quel point il avait toujours été un ennemi pour eux. Ils exagérèrent les dommages qu'il leur avait causés et le dépeignirent de la pire manière possible. Ils mentionnèrent également que s'ils offraient un abri à Wang Khan, cela les mènerait inévitablement à un conflit avec Temujin. Ils savaient que Temujin poursuivrait sans relâche son ennemi sur leur territoire et s'opposait fortement à toute tentative de leur part de protéger Wang Khan. Ces pensées influencèrent grandement Taiyan, mais il ne pouvait toujours pas consentir à un acte d'agression contre Wang Khan. Par conséquent, le reste des chefs eut une réunion pour discuter de leurs options. Ils décidèrent de prendre sur eux de tuer Wang Khan. Ils dirent « Taiyan n'est pas d'accord ouvertement, mais il le souhaite secrètement et sera heureux quand cela arrivera. » Taiyan comprenait comment les choses se déroulaient, bien qu'il agissait comme s'il ne le savait pas, et laissait les autres chefs continuer ce qu'ils faisaient. Ils préparèrent un groupe avec 2 des dirigeants qui éprouvaient la haine la plus forte et la plus intense envers Wang Khan à sa tête, et partirent pour l'intercepter. Il semble qu'il avait retardé son voyage après être entré sur le territoire des Naiman, voulant découvrir quel type d'accueil il pourrait attendre avant de trop s'avancer. Les Naiman attaquèrent rapidement Wang Khan dans son camp, tuèrent ses gardes et le décapitèrent. Ils laissèrent son corps là et emportèrent sa tête pour la montrer à Taiyan. Taiyan était secrètement heureux, et il ne pouvait cacher sa satisfaction face à la mort de son vieil ennemi. Il alla même jusqu'à railler et prononcer des mots méprisants envers la tête, manifestant sa joie devant la défaite de son rival. Mais ensuite, il se reprit et critiqua les chefs pour l'avoir tué. Il dit « Compte tenu de son grand âge et de sa renommée et réputation antérieure en tant que prince et commandant, il aurait été plus sage de le protéger plutôt que de le tuer. » Taiyan ordonna que la tête soit traitée avec grand respect. Après l'avoir préparée correctement, en la séchant et en la préservant, il la mit dans un étui en argent et la plaça en position d'honneur. Pendant les préparatifs pour ce type d'enterrement, la tête devint un objet de grand intérêt solennel et mystérieux pour tous. Il fut rapporté que la langue avait sailli de la bouche à plusieurs reprises.
Les devins, qui observaient ces changements, les interprétèrent comme des signes significatifs pour les événements de guerre à venir. Ces signes indiquaient que la prospérité et le pouvoir de Temujin étaient en croissance. Sankum, le fils de Wang Khan, mourut dans la bataille, mais Yemuka s'échappa. Pendant ce temps, loin du tumulte des Naiman, Temujin taillait un chemin de succès considérable dans le royaume de Wang Khan. Il remporta une victoire décisive dans une bataille massive, avec des rapports affirmant que 40 000 soldats avaient été tués. Ces chiffres sont grandement exagérés. De plus, bien plus de personnes sont mortes dans ces conflits avec les barbares que le nombre de personnes impliquées. Ceci est très différent de la guerre bien structurée et planifiée des pays modernes et civilisés, où le nombre de victimes est inférieur au nombre de combattants. Dans tous les CA, Temujin remporta une grande et importante victoire. Il captura de nombreux prisonniers et une quantité significative de butin. Il prit également le contrôle de toutes ces lignes de chariots et beaucoup d'entre eux contenaient des objets très précieux. Il prit également un grand nombre de chevaux. La plupart de ces chevaux appartenaient aux hommes qui avaient été tués ou capturés. Les meilleures troupes restantes de l'armée de Wang Khan rejoignirent également son camp après la bataille. Il pensait que le pouvoir de Wang Khan était détruit, et dès lors, Temujin serait reconnu comme le souverain de tout le pays. Ils étaient prêts à lui transférer immédiatement leur loyauté. Peu après, Temujin fut informé de la mort de Wang Khan par son beau-père Taiyan. Cette nouvelle ne fit qu'alimenter sa détermination à conquérir tous les territoires de Wang Khan. Un à un, les Khan qui avaient précédemment été loyaux à Wang Khan prêtèrent allégeance à Temujin. Ils savaient que la résistance était futile et ils étaient heureux de transférer leur loyauté à leur ancien ami et favori. Temujin parcourut le pays, recevant partout des accueils joyeux. Son ancien ennemi, Yemuka, avait disparu. Yemuka, qui avait été le principal leader contre Temujin, avait encore un groupe d'hommes armés avec lui, composé des soldats qu'il avait pu rassembler après la bataille. Cependant, on ne savait pas où il était allé. Les autres parents et amis de Wang Khan rejoignirent rapidement le camp de Temujin. Ils se concurrençaient les uns les autres pour gagner sa faveur. Un frère de Wang Khan, qui était un leader fort et important, vint offrir son aide et, en signe de bonne volonté, il présenta sa fille en mariage à Temujin. Temujin accueillit chaleureusement le frère. Il accepta le cadeau de sa fille, mais comme il avait déjà de nombreuses épouses et que l'un de ses hauts officiers semblait intéressé par elle, il offrit gracieusement la jeune dame à celui-ci. Naturellement, la jeune dame ne pouvait exprimer son opinion sur la question. Elle devait obéir docilement à la décision de son père et des autres Khan concernant son sort. Le nom du prince était Hakembu. Il arriva au camp de Temujin avec des inquiétudes. Il craignait que, parce qu'il était le frère de Wang Khan, Temujin puisse lui garder rancune et rejeter sa reddition et ses cadeaux. Mais lorsqu'il vit l'accueil chaleureux qui lui était réservé, il se sentit beaucoup mieux et demanda à Temujin de lui donner un rôle dans l'armée. Temujin accepta avec joie, surtout puisque c'était le frère de Wang Khan qui le demandait. Il dit à Hakembu « Certainement, je te suis reconnaissant pour ton frère. Il m'a fourni aide et protection lorsque j'étais dans le besoin et m'a accueilli alors que j'étais un fugitif et un exilé. Il m'a montré beaucoup de bonté pendant cette période. Je me souviendrai toujours et serai reconnaissant de l'aide qu'il m'a donnée. Même s'il est devenu plus tard mon ennemi, je ne garde aucune rancune contre lui ni contre son fils Sankum. Je crois que Yemuka, qui a toujours été contre moi, l'a influencé avec de fausses informations. Je ne suis pas en colère contre Wang Khan pour s'être opposé à moi, donc j'ai toujours du respect pour lui. Je suis heureux de pouvoir maintenant montrer ma reconnaissance à son frère à travers toi pour l'aide que j'ai reçue de Wang Khan. » Ainsi, Temujin donna à Hakembu une position importante dans son armée et le traita avec un grand respect. Étant donné sa constante démonstration de générosité, il n'est pas surprenant qu'il ait acquis une influence significative sur ses suivants. Cette influence a grandement contribué à ses réalisations et à sa renommée ultérieure. Pendant ce temps, alors que Sankum était tué, Yemuka réussit à s'échapper.
Après avoir vécu plusieurs aventures, il atteignit finalement le territoire de Taiyan. Il amena avec lui les soldats restants de l'armée de Wang Khan qui avaient réussi à survivre et à ne pas être capturés, ainsi que de nombreux officiers. Yemuka fit de son mieux pour soigner les soldats blessés en rassemblant les restes dispersés et en réorganisant les groupes endommagés. Eux, ainsi que certains des malades et blessés qui pouvaient encore monter à cheval, atteignirent les territoires de Taiyan. Il était un général compétent et fut bien accueilli à la cour de Taiyan. Taiyan, entendant des rumeurs sur les conquêtes rapides et la puissance croissante de Temujin, commença à ressentir de la jalousie et pensa qu'il était nécessaire d'agir pour limiter l'expansion de son gendre. Taiyan eut de nombreuses conversations avec Yemuka sur la personnalité et les plans de Temujin. Yemuka s'assura de les décrire de manière très négative pour rendre Taiyan plus méfiant et jaloux. Il dépeignit Temujin comme un homme extrêmement ambitieux, constamment en train de comploter pour augmenter son pouvoir, et sans aucun sens de la gratitude ou de l'honneur dans la poursuite de ses objectifs. Il attribua toute la responsabilité de la guerre avec Wang Khan à Temujin. Cela s'était produit parce que Temujin avait fait des plans pour ruiner à la fois Wang Khan et son fils, bien qu'il leur devait beaucoup pour avoir été gentil avec lui lorsqu'il était en difficulté. Yemuka dit également à Taiyan de se réveiller et de se protéger du danger avant qu'il ne soit trop tard. Yemuka déclara « Il est certes ton fils et prétend être ton ami, mais il est extrêmement traître et manque de principes. Tu ne peux en aucune manière lui faire confiance, malgré ta bonté passée et le lien familial qui devrait vous unir. Il concevra rapidement des plans pour te nuire dès qu'il pensera que tu entraves la réalisation de ses objectifs ambitieux, tout comme il le ferait avec n'importe qui d'autre. » Ces actions, basées sur les peurs naturelles de Taiyan, eurent un impact significatif. Finalement, Taiyan décida de se protéger du danger. Il commença à parler aux leaders des différentes tribus qu'il croyait susceptibles de le soutenir. Bientôt, il forma une solide alliance avec ceux qui s'opposaient à Temujin et toute autre personne désirant limiter son pouvoir. 6 démarches furent prises en secret car Yemuka et Taiyan voulaient garder Temujin, ignorant de la ligue qu'ils formaient contre lui, jusqu'à ce qu'il soit pleinement préparé. Cependant, ils ne purent garder le secret aussi longtemps qu'ils l'avaient prévu. Ils furent prudents de ne pas inviter un khan ou un chef à rejoindre leur ligue tant qu'ils n'étaient pas certains que la personne soutenait leur objectif. Mais devenant moins prudents au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils finirent par commettre une erreur. Taiyan envoya des invitations à un certain prince ou khan nommé Alacus, lui demandant de rejoindre la ligue. Ces invitations étaient écrites dans une lettre qui fut envoyée par un messager spécial. La lettre fournissait des détails complets sur l'alliance, décrivant les stratégies que les alliés avaient l'intention d'employer. De plus, elle listait les principaux khans ou tribus qui avaient déjà accepté de rejoindre la coalition. Or, il y avait un souverain nommé Alacus qui régnait sur une nation de nombreuses tribus près de la Chine. Pour une raison quelconque, Alacus décida de soutenir Temujin dans le désaccord. Au lieu de laisser partir le messager, Alacus garda le messager en prison et envoya la lettre, qui contenait tous les détails de la conspiration, à Temujin. Temujin fut très surpris lorsqu'il reçut l'information, car jusqu'alors il avait considéré son beau-père Taiyan comme l'un de ses amis les plus proches et les plus fiables. Il rassembla rapidement un grand groupe de conseillers pour discuter de ce qu'il devrait faire ensuite. Temujin avait un fils nommé Jugi, qui était désormais un jeune homme. Temujin pensait qu'il était temps pour Jugi de commencer à participer aux affaires de la cour aux côtés d'autres princes et chefs. Il donna à Jugi un siège au conseil, le reconnaissant publiquement comme une figure influente de l'État. En apprenant que Taiyan et les autres formaient une ligue, le conseil exprima le désir de joindre leurs forces et de lancer immédiatement une attaque contre l'ennemi. Leur objectif était d'empêcher les plans de l'ennemi de se développer davantage. Cependant, ils rencontrèrent un problème pour acquérir un nombre adéquat de chevaux. Les chevaux des différents groupes de l'armée de Temujin étaient très fatigués des longues marches et des autres tâches difficiles qu'ils avaient dû accomplir lors des récentes campagnes.
Ils avaient besoin de temps pour se reposer et récupérer avant de pouvoir commencer une nouvelle expédition. Mais un certain leader, nommé Bulay, qui était apparenté à Temujin, résolut rapidement ce problème en fournissant suffisamment de chevaux frais pour toute l'armée à partir de S.E. troupeaux. Ce fait démontre l'ampleur de la vie nomade des puissants leaders asiatiques de cette époque. Temujin accepta l'offre de son oncle et ils se préparèrent rapidement pour l'expédition. Lorsque Yemuka entendit parler de ces préparatifs, il exhorta Taiyan à rassembler les troupes alliées et à affronter l'armée de Temujin avant qu'ils ne franchissent la frontière. Yemuka dit « Il vaut mieux le confronter et le combattre là où il est à l'aise, plutôt que d'attendre qu'il envahisse ton territoire et commence à causer des dégâts. » Taiyan répondit « Non, il vaut mieux attendre. Plus il avancera dans sa marche, plus ses chevaux et ses hommes seront fatigués, moins ils auront de provisions, et plus il leur sera difficile de se replier après que nous l'ayons vaincu dans la bataille. » Ainsi, même si Taiyan commença à rassembler ses forces, il n'avança pas. Lorsque Temujin, à la tête de son armée, atteignit la frontière Naiman, comme la région régie par Taiyan était connue sous le nom de pays Naiman, il fut surpris de ne trouver aucun ennemi pour la protéger. Cela le surprit encore plus, car la frontière était formée par une rivière qui aurait pu être facilement défendue. Cependant, lorsqu'il atteignit la rive de la rivière, il n'y avait aucun obstacle. Il traversa immédiatement la rivière avec toutes ses forces et continua dans le territoire Naiman. Temujin était prudent en avançant pour éviter le danger prédit par Taiyan. Le danger était qu'il épuiserait la force de ses hommes, de ses animaux et de ses réserves alimentaires. Pour prévenir cela, il s'assura d'apporter suffisamment de provisions et avança lentement et régulièrement pour garder tout le monde frais et fort. Finalement, il atteignit l'endroit où Taiyan avait établi son camp et rassemblé ses armées. Les deux côtés organisèrent rapidement leurs troupes pour la bataille. Yemuka mena les forces du côté de Taiyan avec l'aide de Kushlok, un jeune prince et fils de Taiyan. De l'autre côté, Jugi, le jeune fils de Temujin, se vit confier un rôle important par son père. En effet, ces deux jeunes princes, qui rivalisaient et s'émulaient intensément, furent choisis pour mener les lignes de front au début de la bataille. Jugi attaqua le premier et fut confronté à Kushluk, qui avait pour tâche de le défendre. Les deux princes combattirent courageusement tout au long de la bataille et gagnèrent beaucoup de renommée. La bataille commença le matin et dura toute la journée. À la fin, Temujin gagna complètement. Taiyan fut gravement blessé le matin et fut rapidement retiré du champ de bataille. Tous les efforts possibles furent faits pour sauver sa vie, mais il décéda peu après. Son fils, le prince Kushluk, combattit courageusement toute la journée. Mais à la tombée de la nuit et réalisant la défaite, il s'échappa avec autant de troupes qu'il put rassembler dans le chaos. Menant ce groupe, il se hâta vers le territoire de l'un de ses oncles, le frère de son père. Il y chercha refuge temporairement, planifiant de décider de ses prochaines étapes plus tard. Quant à Yemuka, après avoir combattu farouchement toute la journée, il fut finalement encerclé et capturé vers la nuit. Temujin ordonna immédiatement son exécution après la bataille. Il ne voyait pas Yemuka comme un adversaire honorable, mais comme un rebelle et un traître, et par conséquent croyait qu'il ne méritait aucune pitié. Chapitre 6. Le couronnement de Gengis Khan. La fondation d'un empire. Il y avait une vaste étendue de terre couvrant une partie importante de l'intérieur de l'Asie. Elle était contrôlée par Temujin, qui avait sous son autorité de nombreux groupes riches et puissants. Il décida d'unifier et de renforcer son contrôle en établissant un gouvernement impérial centralisé sur l'ensemble du territoire. Quelques batailles devaient encore être livrées pour vaincre certains chefs résistants et certaines villes devaient être capturées. Cependant, ces victoires furent rapidement remportées. Peu après la grande bataille avec Taiyan, Temujin devint le souverain incontesté de ceux qui étaient pour lui presque tout le monde connu.
Toute opposition à son règne avait disparu et ses priorités étaient désormais d'améliorer l'organisation de son armée, d'établir des lois, de choisir une capitale et de mettre en place un système de gouvernement civil capable de gérer les affaires internes d'un vaste empire. Temujin décida de faire de Karakorum sa capitale. Il se rendit alors dans la ville avec 16 troupes et y entra de manière grandiose. Il y établit une cour magnifique. Tout au long de l'hiver, alors qu'il se concentrait sur l'organisation et le renforcement de son empire, il reçut un flux continu d'ambassadeurs provenant de diverses nations et tribus d'Asie centrale. Ils venaient le féliciter pour ses victoires et lui offrir leur loyauté ou leur alliance au nom des Khans qu'il représentait. 6 ambassadeurs arrivaient avec des cavaliers bien habillés et entièrement armés. Les scènes joyeuses et magnifiques observées à Karakorum pendant l'hiver étaient plus impressionnantes que tout ce qui avait été vu auparavant. Alors que les gens étaient absorbés par les défilés, Temujin réfléchissait au type de gouvernement qu'il devrait établir pour son empire et aux lois qui régiraient ses sujets. Il comprenait l'importance de concevoir un système de gouvernance robuste qui assurerait la stabilité et l'ordre au sein de son vaste domaine. Il en discuta en privé avec certains de ses conseillers et fit rédiger un système de gouvernement et un ensemble de lois par des secrétaires. Les plans pour CS-lois proposés furent discutés au Conseil. Une fois bien préparés, Temujin envoya un message à tous les dirigeants et chefs importants de ces terres. Il leur demanda de se réunir à une date spécifique pour entendre ses idées. Temujin visait à établir une forme de gouvernement où le grand Khan serait sélectionné par un processus de vote par tous les autres Khans. Cette sélection aurait lieu lors d'un rassemblement général chaque fois qu'un nouveau Khan devait être nommé. Il fut décrété que quiconque se déclarerait grand Khan ou tenterait de s'emparer de l'autorité suprême sans avoir été dûment élu par les autres Khans serait passible de la peine de mort. Le pays était divisé en provinces, chacune dirigée par un souverain subordonné appelé Khan. 6 dirigeants étaient responsables devant le grand Khan. Si le grand Khan les convoquait, ils devaient se rendre immédiatement à la capitale. Là, ils devaient expliquer comment ils gouvernaient leur province et répondre à toute accusation portée contre eux. S'ils étaient reconnus coupables de désobéissance grave ou de mauvaise gestion, ils seraient exécutés. Temujin a transformé et restructuré l'armée en utilisant les mêmes principes ou des principes similaires. Les soldats étaient divisés en groupes d'environ 100 individus. Chaque 10 de CS groupes était ensuite organisé en une unité plus grande appelée régiment, qui comprenait typiquement environ 1000 soldats. Les régiments étaient ensuite regroupés pour former des corps plus importants d'environ 10 000 soldats chacun. Des officiers étaient choisis pour diriger les troupes et ils recevaient des armes et des munitions qui étaient stockées dans des entrepôts. Les officiers étaient responsables de la distribution des fournitures aux soldats lorsqu'ils en avaient besoin. Temujin a également veillé à ce que des villes et des palais soient construits, que des routes soient aménagées et que des fortifications soient érigées. Il instaura une règle selon laquelle tous les gens devaient travailler un jour chaque semaine à ces travaux publics lorsque cela était nécessaire. Malgré la paix actuelle dans le pays sous ce nouveau gouvernement, Temujin était déterminé à maintenir l'esprit combatif des gens. Il voulait s'assurer que leur préparation au combat ne s'affaiblisse pas en temps de paix. Il créa des lois pour promouvoir et contrôler la chasse, notamment la chasse aux animaux sauvages dans les montagnes. De plus, il organisa de nombreuses expéditions de chasse avec les nobles de sa cour et d'autres leaders influents. Le but était de susciter l'enthousiasme pour le frisson et les risques de la chasse parmi tous les Khans. Il utilisait également fréquemment les forces militaires lors de CS expéditions, les considérant comme une forme d'alternative à la guerre. Il voulait s'assurer que les habitants locaux ne travaillent pas comme serviteurs ou n'accomplissent pas de tâches inférieures. Au lieu de cela, il devait compter sur des prisonniers de guerre qui étaient réduits en esclavage. L'une des raisons de cette pratique était d'encourager les personnes vivant aux frontières à attaquer leurs communautés voisines et à ramener des esclaves pour eux-mêmes et pour le pays. Les droits de propriété des esclaves capturés étaient fortement protégés et des lois strictes étaient créées pour les faire respecter. Il était interdit
sous peine de mort, de fournir un abri, de la nourriture, de l'eau, des vêtements ou toute assistance à un esclave sans la permission de son propriétaire. De plus, si quelqu'un rencontrait un esclave en fuite et ne réussissait pas à l'appréhender et à le ramener à son propriétaire, il serait également passible de la peine de mort. Chaque homme pouvait épouser plusieurs femmes, et ces esclaves féminines étaient toutes légalement disponibles pour devenir concubines. Il y avait une pratique intéressante parmi ces nations pastorales qui soulignait l'importance de la famille et des relations. 2 familles pouvaient légalement fusionner leurs liens en organisant un mariage fictif entre enfants décédés. Les contrats et les cérémonies pour de tels mariages étaient conduits comme si les enfants étaient encore en vie. Par la suite, les 2 familles étaient considérées comme légalement liées, et elles étaient tenues l'une envers l'autre, comme elles l'auraient été dans un véritable mariage. On dit que certaines nations tartares pratiquent encore cette tradition aujourd'hui. Il est cru que ce type de cérémonie de mariage, réalisée par les parents des enfants décédés, a un impact sur les individus concernés dans l'au-delà. Par conséquent, leur union, arrangée et consacrée sur terre, est validée et complétée dans le ciel. En plus de ces lois uniques et spécifiques, il y avait également des lois contre le volume, le meurtre, l'adultère et le faux témoignage. Les peines pour ces crimes étaient généralement sévères. Voler du bétail était punissable de mort. Pour les vols moins importants, le criminel était battu avec un bâton, le nombre de coups dépendant de la gravité de l'offense. Cependant, si le criminel disposait de suffisamment d'argent, il pouvait éviter cette punition en payant 9 fois la valeur de l'objet volé. En termes de religion, la constitution de Temujin affirmait qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu est reconnu comme le souverain suprême et le gouverneur de toute l'humanité. Il a le pouvoir de contrôler la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, et possède une autorité absolue sur tout. Cette croyance fondamentale était la seule exigence. Temujin permettait aux différentes nations et tribus de son territoire de pratiquer leur mode de culte préféré et de célébrer leurs rituels religieux. Il interdisait strictement le trouble ou la persécution de quiconque en fonction de sa religion, quelles que soient ses formes. Le moment était venu pour les Khans de se rassembler pour une grande réunion. Au lieu de la tenir dans la capitale, Karakorum, ils ont choisi un lieu central appelé Dilon Ildak. Cet endroit était plus pratique car il pouvait accueillir le grand nombre de chevaux et d'animaux que les Khans apportaient toujours avec eux. Il était important de trouver un lieu avec beaucoup d'espaces ouverts et de pâturages fertiles pour le campement. À mesure que les différents dirigeants arrivaient, chacun avec son groupe de suiveurs, ils choisissaient leurs emplacements, montaient leurs tentes et laissaient leurs chevaux, moutons et bœufs paître dans les plaines. En quelques jours, des villages de tentes remplissaient tout le pays. On pouvait voir des cavaliers circuler, et de petits groupes de bétail étaient guidés par des bergers et des esclaves. Le bétail broutait lentement l'herbe en se déplaçant le long des collines et des vallées. Finalement, lorsque tout le monde fut rassemblé, un lieu fut choisi au milieu du camp pour les cérémonies. Un siège spécial fut préparé pour que Temujin puisse prononcer son discours devant l'assemblée. Les Khans et leurs suiveurs se rassemblèrent autour de cette zone, et Temujin leur parla, expliquant pourquoi ils s'étaient réunis et partageant ses plans pour l'avenir. Il leur dit que grâce aux victoires qu'ils avaient aidé à remporter, un grand empire avait été établi. Maintenant, il les rassemblait pour organiser un gouvernement pour ce domaine et choisir un dirigeant. Il leur demanda de commencer par élire ce dirigeant. Les Khans procédèrent alors à l'élection. C'était juste une formalité, car on s'attendait à ce que Temujin soit choisi. L'élection fut menée, et l'un des Khans les plus âgés et les plus respectés fut chargé d'annoncer le résultat. Avec une grande solennité, il déclara devant toute l'assemblée que Temujin avait été choisi. Il s'adressa ensuite directement à Temujin, qui était assis sur un tapis de feutre noir pour cette partie de la cérémonie. Le Khan rappela à Temujin que son autorité venait de Dieu et qu'il était responsable devant Dieu de l'utilisation avisée de son pouvoir. Le Khan dit que si Temujin gouvernait bien ses sujets, Dieu rendrait son règne prospère.
Cependant, s'il abusait de son pouvoir, il aurait une fin misérable. Après que le discours fut terminé, 7 des Khan, qui avaient été choisis pour cela, vinrent porter Temujin jusqu'à un trône qui avait été préparé pour lui au milieu du rassemblement. Tous les Khan et leurs suiveurs vinrent lui rendre hommage. Parmi eux, il y avait un vieux prophète nommé Kokza, très respecté par le peuple car on croyait qu'il était inspiré et menait une vie stricte. Il portait des vêtements légers et allait pieds nus toute l'année, et on croyait que sa capacité à endurer ces conditions était miraculeuse et divine. Les gens lui donnèrent un nom signifiant « l'image de Dieu » et le considéraient comme inspiré. Il prétendait aussi que, occasionnellement, un cheval blanc venait le chercher pour l'emmener au ciel. Là, il aurait des conversations en face à face avec Dieu et recevrait des révélations à partager avec les autres. Tout cela était fermement cru par le peuple. L'homme aurait pu être un imposteur ou il aurait pu être mentalement malade. Dans de nombreux CA comme celui-ci, l'inspiration supposée que la personne croit expérimenter provient d'une certaine excitation spirituelle. Cette excitation, bien qu'elle ne désactive pas complètement les individus de leurs tâches et responsabilités normales, approche de la folie et aboutit souvent à une folie complète. Ce vieux prophète s'approcha de Temujin alors qu'il était assis sur son tapis de feutre et lui adressa un discours solennel devant tous les Khan rassemblés. Il prétendait avoir un message du ciel concernant le royaume et le règne de Temujin. Selon le prophète, ce royaume avait été établi par la volonté de Dieu et continuerait d'exister tant que Temujin vivrait, se transmettant à ses descendants pour les générations à venir. À l'écoute de ce discours, les gens adoptèrent immédiatement le nom que le prophète avait conféré à leur nouveau leader et saluèrent Temujin avec enthousiasme. Ainsi, notre héros fut nommé Genghis Khan, un nom qui acquit rapidement une renommée à travers l'Asie et est depuis devenu célèbre dans le monde entier. La signification de ce titre, dans la langue des Mongols, était le grand Khan des Khans. Temujin, également connu sous le nom de Genghis Khan, fut proclamé par le peuple avec un nouveau titre qui lui fut donné par le vieux prophète. Il était assis sur son trône, tandis que ses sujets venaient lui rendre hommage. D'abord, les Khan eux-mêmes s'approchaient et s'agenouillaient 9 fois en signe de leur soumission complète à son autorité. Une fois qu'ils avaient quitté, les gens eux-mêmes venaient et montraient leur respect de la même manière. Lorsqu'ils se levaient après la révérence finale, ils criaient « Vive le grand Genghis Khan » à plusieurs reprises et avec enthousiasme. Par la suite, le nouvel empereur prononça un discours aux Khan et à leurs suiveurs. Il exprima sa gratitude pour l'honneur qu'il lui avait conféré en le nommant leader suprême. Il partagea également les principes directeurs qui façonneraient sa gouvernance. Ces principes incluaient l'équité et la miséricorde envers ses sujets, la protection contre les ennemis et les efforts pour améliorer leur bien-être et leur bonheur. L'empereur s'engagea à les mener à l'honneur et à la gloire, assurant leur reconnaissance dans le monde entier. Il souligna le traitement impartial de toutes les tribus et hordes, montrant une faveur égale à la fois aux Mongols et aux Tartares, les 2 principaux groupes parmi ses sujets. Après le discours, Genghis Khan offrit des cadeaux à tous les Khans subordonnés, importants et moins importants. Il organisa également de grandes célébrations qui durèrent plusieurs jours. Après avoir profité des festivités, les Khans dirent au revoir à l'empereur un par un. Ensuite, le grand camp fut levé et les différentes tribus retournèrent chez elles. Après la conclusion des cérémonies d'inauguration, Genghis Khan retourna à Karakorum avec ses officiers de cour et ses proches suiveurs. Cette ville, bien qu'elle fût considérée comme la capitale de l'Empire, n'était pas très importante. En fait, les villages et les villes n'avaient pas beaucoup d'importance à cette époque, et il y avait très peu de lieux de vie permanents considérés comme significatifs. La raison en est que les villes sont des lieux de commerce et de fabrication, et elles sont surtout importantes pour ces activités. D'autre part, les Mongols et les Tatars menaient principalement une vie nomade et pastorale. Leur richesse et leur grandeur étaient liées à de grands troupeaux d'animaux, à de magnifiques tentes,
à de longues files de chariots transportant des vêtements, des armes et d'autres biens, et à d'immenses camps près de terres de pâture fertiles. Ceux qui vivaient dans des maisons permanentes étaient considérés comme une classe inférieure. Ils étaient restreints à un seul endroit en raison de leur pauvreté ou de leur travail. En revanche, les autres pouvaient vagabonder librement avec leur bétail dans les plaines. Ils pouvaient monter des chevaux rapides ou des dromadaires et installer leur camp où ils le souhaitaient, dans les vallées luxuriantes ou le long des ruisseaux sinueux. Karakorum n'était pas une ville grande et magnifique. Elle était entourée d'un mur de boue, un mur fait de blocs d'argile séchés au soleil. Les maisons des gens étaient de simples cabanes, et même le palais du roi et les autres bâtiments publics étaient fragiles. Le style architectural des Mongols de l'époque était influencé par les tentes, qui servaient d'inspiration pour toutes les autres structures. Le nouvel empereur, cependant, ne passait pas beaucoup de temps à Karakorum. Il passait plusieurs années à mener ses troupes lors d'expéditions dans différentes parties de ces terres. Le but de ces expéditions était de réprimer les rébellions, de contrôler les khans désobéissants et de résoudre divers conflits parmi les différentes hordes. Lors de ces expéditions, il voyageait avec son armée à travers les plaines, effectuant des marches faciles. Parfois, il installait un camp et y restait pendant des semaines, voire des mois, comme si c'était chez lui. Non seulement Genghis Khan lui-même, mais beaucoup d'autres grands chefs vivaient de cette manière. Leurs campements étaient comme des villes, avec des quartiers, des places et des rues. Parfois, ces campements étaient si grands qu'ils couvraient une zone de presque 1 mille dans chaque direction. La tente du khan était au milieu. Un espace était réservé pour cela qui était assez grand non seulement pour la tente principale elle-même, mais aussi pour les tentes plus petites à proximité, où restaient les épouses et les autres femmes de la famille du khan. Il y avait également des rangées de chariots ou de wagons qui contenaient des provisions, des vêtements, des armes et d'autres objets de valeur. 6 chefs nomades emportaient toujours ces objets avec eux dans leur voyage. La tente du khan était faite d'un tissu léger en été et de feutre plus chaud en hiver. Elle était élevée au-dessus des autres tentes et décorée de couleurs vives et d'autres ornements traditionnels. Les habitations où résidaient les femmes, situées près de la tente principale, étaient parfois des tentes et parfois de petites huttes en bois. Lorsqu'elles étaient en bois, elles étaient conçues pour être légères et pouvaient être facilement démontées et emballées sur des chariots ou des wagons. De cette façon, elles pouvaient être déplacées vers le prochain campement chaque fois que leur seigneur et maître devaient changer de domicile pour une raison quelconque. Une partie importante du pays au sein des territoires de Genghis Khan était fertile et offrait abondamment de l'herbe pour le pâturage des animaux, ainsi que de nombreux ressorts et cours d'eau. Cependant, il y avait aussi des zones montagneuses où des tigres, des léopards, des loups et d'autres prédateurs dangereux cherchaient refuge. Genghis Khan organisait de grandes parties de chasse dans ces montagnes pour poursuivre leur gibier. Il y avait un officier important dans le royaume connu sous le nom de Grand Veneur. Cet officier était chargé de tout ce qui concernait la chasse et le gibier dans tout l'Empire. Le Grand Veneur occupait un rang très élevé et avait même un statut supérieur à celui des principaux ministres de l'État. Genghis Khan nomma son fils Jugi comme Grand Veneur. Jugi avait déjà été mentionné à propos du conseil de guerre important convoqué par son père et la bataille subséquente où il avait acquis une grande renommée. De plus, il nomma 2 khans plus âgés et plus expérimentés comme et ministres d'État. Chasser des bêtes sauvages aussi féroces que celles des montagnes asiatiques est une activité très dangereuse, même avec des armes modernes comme la poudre à canon et les fusils. Mais dans le passé, lorsque les chasseurs n'avaient que des arcs, des flèches, des javelots et des lances, c'était extrêmement dangereux. Un lion africain adulte était autrefois considéré comme équivalent à 40 hommes lorsque seules des armes conventionnelles étaient utilisées contre lui. Il était considéré comme presque impossible d'attaquer le lion avec moins de 40 hommes. Même avec ce nombre, le lion n'était généralement pas vaincu avant d'avoir tué ou blessé 2 ou 3 de ses attaquants.
Aujourd'hui, avec les armes puissantes inventées, une personne, si elle est brave, calme et stable, peut gérer une telle situation dangereuse. L'arme utilisée est un fusil spécial appelé fusil à double canon, qui a des rainures en spirale à l'intérieur du canon. 6 rainures font tourner les balles lorsqu'elles sont tirées, leur permettant de voyager dans l'air avec une précision incroyable. Les balles utilisées dans ces fusils ne sont pas rondes, mais cylindriques avec un cône pointu à l'avant. Elles sont creuses et remplies d'un matériau explosif beaucoup plus puissant que la poudre à canon. Le cône pointu est séparé du corps principal de la balle et s'y insère. Lorsque la balle frappe le corps d'un lion ou d'un autre animal sauvage, elle agit comme un capuchon à percussion, provoquant la détonation du matériau explosif. En conséquence, la balle explose à l'intérieur du corps de l'animal, causant des dommages graves avec des fragments de fer provenant du cylindre. En conséquence, une balle ordinaire pouvait rester coincée dans son corps ou le traverser sans causer beaucoup de dommages, le rendant encore plus en colère et entraînant une attaque plus intense contre son ennemi. Cependant, si une balle explosive le frappe quelque part sur son corps, il sera immédiatement incapacité et éprouvera une douleur intense, ce qui finira par entraîner sa mort sur le terrain. Ainsi, la chasse aux animaux sauvages dans les montagnes était très dangereuse. C'est pourquoi le poste de grand veneur était très respecté. Cependant, toute la chasse n'était pas aussi dangereuse que celle décrite ci-dessus. Certains animaux sont naturellement timides et inoffensifs, et ils essaient de se sauver en fuyant. Des animaux comme ceux-ci étaient poursuivis et capturés à l'aide de chevaux rapides et de chiens, ou déjoués par des tactiques astucieuses. Dans certaines régions de Mongolie, les chasseurs utilisaient cette méthode pour capturer un type spécifique de cerf. Les chasseurs, lorsqu'ils se rapprochaient de l'endroit où un groupe de cerfs mangeait, se divisaient en 2 groupes. Un groupe prenait les bois des cerfs mâles et les positionnait de manière à les tenir au-dessus de leur tête dans les buissons, donnant l'impression que de véritables cerfs mâles étaient présents. L'autre groupe, armé d'arcs et de flèches, de javelots, de lances et d'autres armes, se cachait à proximité. Le groupe avec les bois émettait ensuite un son semblable à celui fait par les cerfs femelles. En entendant le cri, les cerfs mâles du groupe s'approchaient rapidement de la zone. Les hommes cachés dans les buissons soulevaient alors les bois et les bougeaient pour tromper les cerfs et provoquer un sentiment de compétition et de colère. Pendant ce temps, les individus assignés continuaient de prétendre être des cerfs femelles et émettaient le cri. Les cerfs mâles commençaient à gratter le sol et se préparaient pour un combat. Lorsque les cerfs étaient concentrés sur les faux bois dans les buissons, les chasseurs se rapprochaient secrètement. Ils visaient alors soigneusement et tiraient directement dans le cœur des animaux sans méfiance. Bien sûr, il fallait beaucoup de pratique et de compétences pour réussir de telles tâches. De nombreux autres aspects de la chasse nécessitaient une formation spécifique. L'une des choses les plus difficiles était de former les chevaux à approcher des tigres et d'autres animaux sauvages sans peur. Les chevaux ont naturellement une forte peur de ces animaux, et il était très difficile de surmonter cette peur. Les chasseurs mongols ont trouvé un moyen de rendre leurs chevaux plus courageux, leur donnant la bravoure d'affronter de puissants ennemis. Cette formation rendait les chevaux enthousiastes, comme un cheval de guerre discipliné chargeant d'autres chevaux et cavaliers au combat. En plus des montagnes mentionnées précédemment, il y avait également des déserts dans le pays mongol. Le plus grand désert s'étend à travers le centre de l'Asie et est l'une des plus grandes zones arides du monde. Contrairement à d'autres déserts, ce territoire est très élevé, ce qui contribue à sa stérilité. Une partie importante de ce désert est constituée de roches et de sable arides. À l'époque où nous en discutions, il était complètement inhabitable. L'altitude élevée du terrain le rendait extrêmement froid, le rendant presque impossible à traverser, sauf pendant la saison la plus chaude de l'année. Dans certaines zones plus basses de ce district qui n'étaient pas aussi élevées et qui avaient de meilleures terres, il y avait de l'herbe et des plantes que les animaux pouvaient manger. Ainsi, à certaines périodes de l'année, les gens y allaient pour laisser paître leurs animaux. Dans tout le pays,
il n'y avait pas de grandes forêts. Il n'y avait que quelques fourrés enchevêtrés dans les montagnes où les animaux sauvages se cachaient et faisaient leur nid. Une des raisons possibles de l'absence de forêt était la pratique de brûler les plaines chaque printemps, similaire à ce que faisaient les Amérindiens dans les prairies américaines. Au printemps, l'ancienne herbe sèche de l'année précédente recouvrait le sol, rendant difficile la croissance de l'herbe fraîche. Pour résoudre ce problème, les gens mettaient le feu à l'herbe sèche lors d'une matinée de printemps venteuse. Le feu brûlait rapidement tout ce qui se trouvait au-dessus du sol, mais les racines de l'herbe restaient protégées sous terre. Peu après, la nouvelle herbe poussait très bien. Les gens croyaient que la nouvelle herbe paraissait si verte et poussait rapidement parce que l'ancienne herbe morte avait disparu. Mais maintenant, nous savons que brûler l'ancienne herbe laisse des cendres sur le sol qui aident la nouvelle herbe à mieux pousser. Ainsi, la raison pour laquelle la végétation fraîche semble si riche est principalement due à cela. C'était le pays où vivaient les tribus pastorales nomades qui étaient maintenant sous le contrôle de Gengis Khan. Son règne n'avait pas de frontières fixes, car il s'étendait sur des tribus spécifiques plutôt que sur une région spécifique. Presque toutes les tribus des nations mongoles et tatares lui avaient maintenant capitulé. Cependant, il devait encore occasionnellement combattre de petites guerres avec des tribus éloignées avant que son autorité ne soit pleinement et définitivement reconnue. Chapitre 7. La conquête finale des ennemis de l'Ouest. Marche vers la victoire. Le prince Kushluk, comme le lecteur s'en souviendra, était le fils de Taïan, le khan des Nayman. Taïan organisa la Grande Ligue des Khans contre Temujin à l'instigation de Yemuka, comme mentionné au chapitre 10. Kushluk était le jeune prince qui s'opposa à Jugi, le fils de Temujin, dans la bataille décisive. Dans cette bataille, Taïan et Yemuka furent tués, mais Kushluk réussit à s'échapper. Il fut accompagné dans sa fuite par un leader nommé Tukta Bey. Tukta Bey était le chef d'une tribu puissante. La ville qu'il considérait comme sa capitale était Kachin, située au sud-ouest, non loin des frontières de la Chine. Tukta Bey, avec Kushluk, se rendit à Kachin et commença à préparer le rassemblement d'une nouvelle armée pour combattre contre Temujin. Je mentionne Temujin parce que ces événements se sont produits juste après la bataille, avant que Temujin ne soit connu sous le nom de Gengis Khan. Temujin apprit que Tukta Bey et le jeune prince s'étaient rendus à Kachin. Il décida de les suivre là-bas. Lorsque Tukta Bey entendit parler de l'arrivée de Temujin, il commença à fortifier la ville et à augmenter le nombre de soldats. Il stocka également des vivres et des fournitures militaires. Alors qu'il faisait ces préparatifs, il reçut la nouvelle que Temujin approchait avec une armée massive. Tukta Bey réalisa que sa ville ne pourrait pas résister longtemps à une force aussi importante. Il était incertain sur la conduite à tenir. À ce moment-là, il y avait un frère de Taïan Khan nommé Boyrak. Boyrak était le chef d'un groupe solide de personnes qui vivaient dans une zone proche, non loin des terres de Tukta Bey. Tukta Bey croyait qu'il pourrait facilement convaincre Boyrak de l'aider dans la guerre, puisque c'était une guerre contre l'ennemi de son frère. Tukta Bey décida de quitter sa ville capitale et de laisser les soldats qu'il y avait postés la protéger. Il prévoyait d'aller sur les terres de Boyrak pour obtenir plus de soutien pour la guerre. Il envoya d'abord le prince Kushluk ailleurs pour garantir sa sécurité. Après avoir fait les préparations nécessaires pour défendre sa ville en cas d'attaque, il prit son fils aîné et un petit groupe de cavaliers pour aller chez Boyrak. Il était également inquiet pour la sécurité de son fils. En conséquence, lorsque Temujin et ses forces arrivèrent à la ville de Kachin, ils découvrirent que les fugitifs qu'ils poursuivaient étaient déjà partis. Cependant, Temujin décida de capturer la ville. Il l'encercla immédiatement et commença l'attaque. La garnison résista vigoureusement, mais les forces de Temujin étaient trop puissantes. La ville fut rapidement capturée. Temujin ordonna à ses soldats de tuer sans merci quiconque était armé contre eux à l'intérieur des murs. Ils détruisirent également les murs et autres défenses de la ville. Il fit ensuite une proclamation, offrant la paix et le pardon au reste de la tribu.
La condition était qu'ils lui prêtent allégeance. Ils acceptèrent cela sans hésitation. De nombreux leaders de différentes tribus acceptèrent également l'autorité de Temujin et promirent de le suivre. Cela se produisit juste après la grande bataille avec Taiyan, avant que Temujin ne devienne empereur ou ne reçoive son nouveau titre de Gengis Khan. En effet, Temujin était un peu inquiet du temps qu'il perdait lors de son expédition à Kachin à la poursuite de Kushluk et Tukta-Bey. Il voulait aller à Karakorum dès que possible pour organiser et renforcer son gouvernement. Par conséquent, il décida de ne plus poursuivre les fugitifs et se rendit directement à Karakorum. Il prévoyait de s'occuper de Kushluk et de Tukta lors de la saison suivante. Pendant qu'il était à Karakorum, il passa l'hiver à créer la constitution de son nouvel empire et à préparer une grande réunion des Khans au printemps, comme décrit dans le chapitre précédent. Pendant ce temps, Tukta-Bey et le prince Kushluk furent chaleureusement accueillis par Boyrak, le frère de Taiyan. Il pensait initialement que Temujin continuerait à poursuivre le prince après avoir capturé et détruit Kachin, alors Boyrak commença à préparer sa défense. Cependant, leurs craintes furent momentanément soulagées lorsqu'ils découvrirent que Temujin avait arrêté la poursuite et était retourné à Karakorum. Néanmoins, ils savaient que le danger n'était que retardé. Boyrak était déterminé à protéger la cause de son neveu et à venger la mort de son frère. Il travailla dur pour augmenter son armée, renforcer ses fortifications et rassembler toutes les défenses nécessaires contre l'attaque attendue lors de la saison à venir. La prédiction de Boyrak concernant une attaque se réalisa. Après avoir réglé les affaires de son gouvernement, Temujin, désormais connu sous le nom de Gengis Khan, prépara rapidement une expédition contre Tukta-Bey et Boyrak. Dirigeant une armée puissante, il entra sur les territoires de Boyrak. Boyrak l'affronta et une grande bataille eut lieu, résultant en la défaite complète de Boyrak. Lorsqu'il réalisa qu'il avait perdu la bataille, il tenta de s'échapper. Mais il fut poursuivi, capturé et ramené au camp de Gengis Khan, où il fut tué. Gengis Khan justifia probablement cet acte cruel en affirmant que le prisonnier, comme Yemuka, n'était pas un ennemi juste et honorable, mais un rebelle et un traître. Ainsi, le tuer était perçu comme l'exécution d'un criminel, et non comme l'assassinat d'un prisonnier. Cependant, bien que Boyrak lui-même ait été capturé et tué, Kushluk et Tukta-Bey réussirent à s'échapper. Ils s'enfuirent vers le nord et l'ouest, sans savoir où aller. Finalement, ils trouvèrent un lieu sûr sur les rives de la rivière Irtysh. Cette rivière commence non loin du centre du continent asiatique et coule vers le nord jusqu'à l'océan Nordique. La rivière traversait le pays au nord-ouest des terres de Gengis Khan, au-delà de ses frontières. Le prince Kushluk et Tukta-Bey, accompagnés de leur petit groupe de fidèles, traversèrent ce pays jusqu'à ce qu'ils arrivent à une forteresse appelée Ardish. Ils décidèrent de s'y établir. Ils étaient quand ici entre amis, car Ardish se trouvait à la frontière du territoire de Tukta-Bey. Les habitants de la région rejoignirent rapidement le groupe de Tukta et le chef en fuite se retrouva bientôt à la tête d'une grande force. Cette force fut encore accrue par l'arrivée de groupes dispersés qui avaient échappé à la bataille où Boyrak et Tukta-Bey avaient été tués, mais s'étaient séparés de Tukta-Bey lors de leur fuite. Il semble qu'initialement, Gengis Khan ne savait pas où se trouvaient les fugitifs. Ce n'est que l'année suivante qu'il décida de les poursuivre. Après avoir appris leur emplacement et leurs activités, il organisa une expédition pour entrer dans la région de l'Irtysh et lancer une attaque. Il arriva dans le pays en plein hiver rigoureux. Il s'était précipité à cette période de l'année pour empêcher Tukta-Bey de terminer ses fortifications. Tukta-Bey et ses compagnons furent surpris d'apprendre que leur ennemi s'approchait à cette période de l'année. Malgré leur défense de forteresse inachevée, ils comprirent rapidement la futilité d'affronter l'armée de Gengis Khan en combat ouvert. Ils reconnurent que leur préparation était inadéquate face à la force redoutable qu'ils dirigeaient. En conséquence, ils cherchèrent tous refuge à l'intérieur et autour de la forteresse et attendirent leur ennemi là. Les hivers dans cette région étaient très froids et le pays que Gengis Khan devait traverser était plein de défis.
Les branches de la rivière qu'ils devaient traverser étaient bloquées par la glace et les routes étaient presque impraticables en de nombreux endroits à cause de la neige. L'empereur ignorait l'itinéraire menant à la forteresse où Tukta Bey et ses partisans se cachaient. Il lui aurait été presque impossible de la trouver sans l'assistance de certaines tribus dont il traversait les territoires, car elles lui fournissaient des guides. Ces tribus comprenaient que résister à la puissante force de Gengis Khan serait inutile. Au lieu de cela, elles se soumirent immédiatement à lui et envoyèrent des groupes de cavaliers pour le guider le long de la rivière. Sous la conduite de ces guides, Gengis Khan continua. En temps voulu, il arriva à la forteresse d'Ardish et força immédiatement Tukta Bey et ses alliés à un engagement. L'armée de Tukta fut rapidement vaincue et forcée de se replier. Tukta et de nombreux autres khans et chefs qui étaient avec lui furent tués. Mais le prince Kushluk eut assez de chance pour s'échapper. Il s'échappa avec un petit groupe de fidèles, tous montés sur des chevaux rapides. Après avoir voyagé et enduré de nombreuses épreuves et souffrances, le fugitif malheureux arriva finalement dans le pays d'un prince puissant nommé Gurkhan. Gurkhan régnait sur un pays appelé Turkestan, situé en Asie occidentale près de la mer Caspienne. C'est là que les Turcs, qui se sont ensuite répandus à travers l'Asie occidentale et l'Europe orientale, sont originaires. Gurkhan accueillit Kushluk et son groupe de manière très amicale, et Gengis Khan ne les suivit pas. Il n'est pas clair s'il pensait que la distance était trop grande ou s'il estimait que le pouvoir de Gurkhan était trop fort pour risquer d'entrer sur ces terres sans renfort supplémentaire. Dans tous les CA, Gengis Khan abandonna temporairement la poursuite. Il sécurisa les récompenses de sa victoire à Ardish et reçut la reddition de toutes les tribus et de tous les khans de cette région avant de rentrer chez lui. On dit que pendant cette période, l'un des khans qui s'était soumis à Gengis Khan lui offrit un oiseau appelé un shangar en cadeau. C'était une coutume courante parmi les peuples de cette région. Le shangar était un grand et féroce oiseau de proie, semblable au faucon qui était très prisé par les princes et les nobles européens au Moyen-Âge. Il était courant qu'un khan de rang inférieur présente un de ces oiseaux à un khan de rang supérieur lors d'occasions importantes. Cet acte symbolisait leur soumission à l'autorité du khan de rang supérieur. L'oiseau était dans CSK orné d'or et de pierres précieuses, rendant le cadeau assez coûteux et impressionnant. Gengis Khan reçut un cadeau de ce type de la part d'un chef nommé Urus Inal. Urus était l'une des personnes qui s'étaient rendues à Gengis Khan dans la région de l'Irtish, après la bataille dans laquelle Tukta Bey fut vaincu et tué. Urus présenta l'oiseau à Gengis Khan lors d'une grande cérémonie comme un signe de soumission et de respect. Il y avait un autre chef puissant nommé Idikut. Sa tribu était sous le règne de Gurkhan, le prince de Turkestan. Kushluk avait cherché refuge au Turkestan, mais Idikut choisit de se rebeller contre Gurkhan et de rejoindre Gengis Khan. Cet événement montre les relations politiques complexes entre différentes tribus et nations. La tribu d'Idikut était censée payer un tribut au Turkestan et il y avait un officier nommé Shuwakem qui collectait et envoyait le tribut. Cependant, comme de nombreux percepteurs d'impôts à cette époque, Shuwakem exigeait souvent plus que ceux qui étaient justes. À l'époque, les gouvernements collectaient les impôts des tributaires ou des zones conquises en vendant les droits de perception des impôts à des individus riches. Cette personne payait un montant fixe au gouvernement, généralement moins que ceux que les impôts totaux seraient, puis collectait les impôts auprès du peuple pour réaliser un profit. Naturellement, cela signifiait que le percepteur d'impôts tentait de collecter autant que possible pour maximiser son profit après avoir payé le gouvernement. Tout argent supplémentaire collecté était considéré comme le profit du percepteur d'impôts. Ensuite, si les gens se plaignaient au gouvernement de ces actions, ils pouvaient rarement obtenir de l'aide. Le gouvernement reconnaissait que réprimander ou punir le percepteur d'impôts pourrait nuire à leurs relations. En conséquence, négocier des termes favorables avec lui pour la collecte des impôts de l'année suivante deviendrait plus difficile. La perception des revenus a entraîné beaucoup de traitements injustes et d'abus, et les gens devaient les supporter car il n'y avait généralement pas de solution.
Il ne restait rien à faire d'autre que de demander au roi ou aux chefs eux-mêmes. Mais ces plaintes attiraient rarement l'attention. C'était parce que le souverain ne voulait pas se soucier de tels désaccords, et aussi parce qu'il ne voulait pas qu'il soit prouvé que l'argent collecté était extorqué. Ainsi, le pauvre contribuable découvrait que la personne collectant l'argent et celle qui devait régler les différends étaient toutes deux contre lui, et qu'il était constamment traité de manière injuste. L'officier en charge de la collecte des impôts dans le territoire d'Idikut pour Gurkhan, le roi de Turkestan, était Chouakem. Il surchargeait injustement le peuple en exigeant plus d'impôts que nécessaire. Il n'est pas clair s'il profitait de ses actions en tant que percepteur d'impôts ou s'il agissait au nom de Gurkhan, tentant de l'impressionner en maximisant les revenus des provinces. Quoi qu'il en soit, les gens souffraient et n'avaient aucun moyen de contacter directement Gurkhan, alors ils portaient leurs griefs à Idikut, leur khan. Idikut se disputa avec Chouakem, mais au lieu de bien prendre l'argument et de répondre calmement pour apaiser la tension, Chouakem réagit avec colère à l'ingérence d'Idikut et le menaça. Cela rendit Idikut très en colère. Il était déjà furieux, car il n'appréciait pas qu'une personne qui devait allégeance à un prince étranger exerce l'autorité de manière fière et dominatrice sur son territoire. La réponse de Chouakem lorsqu'il fut confronté à son extorsion ne fit qu'exaspérer encore plus Idikut. En conséquence, Idikut fit assassiner Chouakem. Il tua également tous les autres officiers de Gurkhan dans son pays, probablement ceux qui avaient aidé Chouakem à collecter les impôts. Le meurtre de ces officiers était un acte clair de rébellion contre Gurkhan. Pour se protéger des conséquences, Idikut décida d'aligner sa tribu et lui-même avec l'empire de Gengis Khan. Il envoya rapidement 2 ambassadeurs proposer cela à l'empereur mongol. Les envoyés, accompagnés d'un groupe approprié de gardes et d'assistants, entrèrent sur le territoire mongol. Ils rencontrèrent bientôt Gengis Khan, alors qu'il marchait vers une tribu ou une horde qui s'était rebellée contre lui. L'accueil chaleureux qu'ils reçurent était dû aux intentions de Gengis Khan. Bien qu'il ne fût pas encore prêt à déclarer ouvertement la guerre contre Gurkhan ou à envahir ses terres pour poursuivre le prince Kushluk, il avait prévu d'entreprendre ces actions à l'avenir. En attendant, il était satisfait d'affaiblir son ennemi en persuadant les tribus tributaires enclines à se rebeller contre Gurkhan de se détacher de son empire. Il accueillit chaleureusement les ambassadeurs d'Idikut et accepta leurs propositions. Pour montrer sa sincérité, il envoya également 2 de ses propres ambassadeurs accompagner ceux d'Idikut lors de leur voyage de retour. Ils assurèrent à Idikut l'acceptation amicale de Gengis Khan de ses offres d'amitié et lui promirent protection. Idikut était heureux lorsque ces messagers revinrent avec des nouvelles de leur mission réussie. Il décida de rendre visite à Gengis Khan dans son camp pour consolider l'alliance. Idikut apporta des cadeaux impressionnants et conduisit ses gardes au camp. Gengis Khan l'accueillit chaleureusement, accepta les présents et fut tellement satisfait d'Idikut qu'il lui offrit l'une de ses filles en mariage. Concernant Gurkhan, lorsqu'il apprit pour la première fois le meurtre de Chouakem et des autres officiers, il fut extrêmement en colère. Il jura de se venger en détruisant les territoires d'Idikut. Cependant, après avoir découvert qu'Idikut avait cherché la protection de Gengis Khan et avait même épousé la fille de l'empereur, Gurkhan décida de reporter sa vengeance en faveur d'une approche plus stratégique. Il ne voulait pas provoquer l'hostilité d'un souverain aussi puissant. Le prince Kushluk resta au Turkestan et dans les pays environnants pendant de nombreuses années. Il épousa la fille de Gurkhan, qui le protégea. En raison de cette connexion et de son rang élevé dans son propre pays, ainsi que de son courage personnel et de ses compétences militaires, il gagna rapidement beaucoup d'influence parmi les khans de l'Asie occidentale. Finalement, il se rebella contre Gurkhan, lui fit la guerre et lui prit plus de la moitié de ses terres. Après cela, il leva une grande armée et se prépara à combattre Gengis Khan. Gengis Khan envoya l'un de ses meilleurs généraux à la tête d'une force petite mais très organisée et disciplinée pour l'affronter. Le nom de ce général était Jenna.
Kuchluk, malgré le danger imminent, resta sans peur. Son armée était plus grande que celle de Jenna, alors il marcha courageusement pour affronter son ennemi. Cependant, il fut vaincu dans la bataille. Réalisant que la bataille était perdue, il s'enfuit avec un petit groupe de cavaliers qui réussirent à s'échapper avec lui. Jenna poursuivit rapidement le fugitif avec un petit groupe de chevaux rapides. Le groupe avec Kuchluk, fatigué de la bataille et effrayé par la fuite, ne put rester ensemble. Ils furent capturés et tués un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3. Ces 3 restèrent avec Kuchluk jusqu'à ce que le groupe de Jenna perde leurs traces. Finalement, lorsque Jenna arriva à un endroit où 2 routes se croisaient, elle demanda à un fermier s'il avait vu passer des cavaliers inhabituels. Le fermier dit que 4 cavaliers étaient passés peu de temps auparavant et il indiqua à Jenna quelle route ils avaient choisie. Jenna et son groupe continuèrent de chevaucher dans la direction indiquée par le paysan. Ils avancèrent encore plus rapidement et rattrapèrent rapidement les individus effrayés qui tentaient de s'échapper. Ils attaquèrent Kuchluk sans merci et mirent fin instantanément à sa vie. Ils coupèrent ensuite sa tête et rebroussèrent chemin pour la porter à Gengis Khan. Gengis Khan récompensa généreusement Jenna pour son action réussie. Il plaça ensuite la tête de Kuchluk sur un poteau et l'afficha dans tous les camps et villages qu'il traversait. Elle servait à la fois de signe et de trophée de sa victoire sur un ennemi. De plus, elle agissait comme un avertissement pour les autres sur le danger qu'ils encouraient s'ils tentaient de résister à son pouvoir. Chapitre 8. La destruction de la Grande Muraille. Les dynasties chinoises contre le Khan des Khans. Les récits que nous avons des événements et des actions durant le règne de Gengis Khan, après qu'il ait pris le pouvoir sur les nations mongoles et tatares, sont incomplets et, de bien des manières, peu clairs. Cependant, il semble qu'en l'an 1211, environ 5 ans après être devenu le Grand Khan, il ait commencé une guerre avec les Chinois, qui a finalement eu des conséquences significatives. Le royaume de Chine était situé au sud des territoires mongols. Il était protégé par le célèbre mur chinois qui s'étendait d'est en ouest sur de nombreux kilomètres, traversant collines et vallées du grand désert jusqu'à la mer. Le mur était doté de tours stratégiquement construites sur toute sa longueur, et des villes fortifiées étaient situées à certains intervalles. 6 villes abritaient de puissantes garnisons et des réserves de troupes, prêtes à être déployées où besoin était le long du mur. Le mur n'était pas seulement la frontière de la Chine. Le gouvernement chinois contrôlait la zone à l'extérieur du mur sur une longue distance. De nombreuses grandes villes et forts puissants se trouvaient dans cette région, et les soldats chinois les protégeaient. Les personnes vivant à l'extérieur du mur étaient principalement de race tatare ou mongole. Elles appartenaient à un groupe appelé les Khitans et souhaitaient occasionnellement se rebeller contre le règne chinois. Un empereur chinois cherchait à améliorer le contrôle sur certaines provinces. Il ordonna que toutes les villes clés et les forteresses à l'extérieur du mur devaient contenir 2 fois plus de familles chinoises que de familles khitanes. Cette politique visait à renforcer l'influence chinoise et à maintenir l'ordre dans ces zones. Cette règle a augmenté le mécontentement des khitanes et les a rendus encore plus susceptibles de se rebeller qu'auparavant. En outre, il y avait depuis un certain temps un problème croissant entre le gouvernement chinois et Gengis Khan. Il semble que les Mongols aient versé une forme de tribut à l'empereur de Chine depuis longtemps. Il y a de nombreuses années, lorsque Gengis Khan, connu sous le nom de Temujin, vivait à Karakorum et servait Vang Khan, l'empereur a envoyé un prince royal nommé Yongzi pour collecter le tribut. Alors que Yongzi était sur le territoire mongol, il rencontra Temujin, mais ils ne s'entendirent pas du tout. Le prince chinois offensa Temujin, et cela ne plut pas à Temujin. Temujin, qui était fier et énergique, ne voulait probablement pas payer le tribut. En conséquence, Yongzi devint extrêmement en colère contre lui et l'accusa de graves méfaits à son retour auprès de l'empereur. Yongzi voulait que Temujin soit capturé et tué, mais l'empereur ne voulait pas prendre une telle mesure risquée. Temujin découvrit le plan de Yongzi et décida qu'il se vengerait un jour. Finalement, environ 3 ou 4 ans après que Temujin fut monté sur le trône,
l'empereur des Chinois mourut et Yangtze lui succéda. L'année suivante, il envoya un officier à Gengis Khan pour exiger le tribut habituel. Lorsque l'officier entra dans le camp de Gengis Khan et fit sa demande, Gengis Khan lui demanda quel empereur l'avait envoyé avec un tel message. L'officier répondit que Yangtze était à ce moment-là l'empereur des Chinois. Gengis Khan dit « Yangtze. Les Chinois ont un proverbe qui suggère qu'ils pensent devoir avoir un dieu comme empereur. Cependant, il semble qu'ils aient du mal à choisir même un homme respectable. Va et dis à ton empereur que je suis un roi et que je ne l'accepterai jamais comme mon chef. » Lorsque le messager revint avec cette réponse audacieuse, Yangtze devint très en colère et commença à se préparer pour la guerre. Gengis Khan commença également ses préparatifs sans tarder. Il envoya des messagers au grand Khan qui contrôlait les zones à l'extérieur du mur, leur demandant de se joindre à lui. Il constitua une grande armée et plaça ses meilleurs généraux à la tête de différentes parties de celle-ci. Yangtze leva également une grande armée. Les historiens affirment qu'elle comptait 300 000 soldats. Il nomma un général compétent nommé Hujaku pour diriger cette armée et lui ordonna de se diriger vers le nord. L'objectif était d'intercepter l'armée de Gengis Khan et de protéger le mur et ses forteresses contre ses attaques. Dans la campagne qui suivit, Gengis Khan rencontra un grand succès. Les Mongols capturèrent de nombreuses villes et forteresses au-delà du mur. Chaque victoire incitait davantage les tribus et les nations vivant dans ces régions à les rejoindre. Beaucoup de ces groupes se rebellèrent contre la domination chinoise et rejoignirent les Mongols. Parmi eux se trouvait un chef de tribu très influent qui commandait une armée de 100 000 soldats. Pour s'engager formellement dans l'alliance avec Gengis Khan, il monta sur une montagne avec l'envoyé et d'autres témoins. Là, il réalisa la cérémonie coutumière qui impliquait de sacrifier un cheval blanc et un bœuf noir. Il brisa également une flèche en prêtant serment de rester fidèle à Gengis Khan avec le plus grand sérieux. Pour récompenser le prince de son soutien, Gengis Khan le nomma roi de cette région spécifique du pays. Cela attira beaucoup d'autres dirigeants à le rejoindre, y compris un qui contrôlait une porte et une forteresse sur la Grande Muraille. Avec leur aide, Gengis Khan pénétra en Chine, suscitant l'inquiétude de Yangtze et de son général Hujaku. Après de nombreux mouvements et manœuvres, Gengis Khan découvrit que Hujaku était campé avec toute son armée dans une position très défendable à la base d'une montagne. Gengis Khan décida de s'y rendre et de lancer une attaque. Il le fit, et en conséquence, Hujaku fut vaincu et contraint de se replier. Hujaku se retira dans une grande ville fortifiée, et Gengis Khan le poursuivit, initiant un siège de la ville. Hujaku s'enfuit lorsqu'il fut en danger, et Gengis Khan était sur le point de capturer la ville. Cependant, sa progression fut brusquement arrêtée lorsqu'il fut gravement blessé par une flèche tirée depuis le mur. La blessure était très grave. Gengis Khan ne pouvait pas diriger son armée à cause de la blessure, alors il ramena ses troupes et retourna dans son propre pays. Il y attendit jusqu'à ce que sa blessure soit guérie. Après quelques mois, il fut complètement rétabli, et l'année suivante, il prépara un nouveau voyage et retourna en Chine. Pendant ce temps, Hujaku, qui avait été à plusieurs reprises vaincu et repoussé l'année précédente par Gengis Khan, était tombé en disgrâce. 6 rivaux et ennemis parmi les autres généraux de l'armée et les officiers de la cour complotèrent contre lui. Ils prétendirent à l'empereur qu'il était incapable de commander et que son échec à défendre les villes et le pays qui lui avaient été confiés était dû à sa lâcheté et à son incompétence. En conséquence, Hujaku fut démis de son commandement dans la disgrâce. Cela le mit grandement en colère, et il résolut de se venger d'eux. Il y avait beaucoup de personnes qui le soutenaient à la cour, mais aussi beaucoup contre lui. Après un long et intense débat, ses partisans gagnèrent à nouveau et convainquirent l'empereur de lui rendre sa position. Cependant, le débat ne fut pas résolu. Lorsque Gengis Khan revint l'année suivante pour continuer l'invasion, les dirigeants chinois étaient divisés et leurs actions étaient entravées par ce conflit. En conséquence,
il remporta facilement des victoires sur eux. Au lieu de coopérer contre l'ennemi commun, les généraux chinois étaient uniquement concentrés sur leurs disputes. Finalement, la haine devint si intense que Hujaku décida de renverser l'empereur, qui semblait pencher vers le côté opposé. Il planifia d'assassiner tous les dirigeants du parti opposé et ultimement de tuer l'empereur lui-même, se proclamant comme le nouveau dirigeant. Pour faciliter ce plan, il prit la décision de ne pas prendre d'action agressive contre Gengis Khan et les Mongols. Au lieu de cela, il leur permit d'avancer plus loin dans le pays. Cela rendit naturellement les gens plus mécontents et agités, ce qui prépara le terrain pour la révolte planifiée par Hujaku. Finalement, il était temps de passer à l'action. Hujaku apparut soudainement avec une grande force aux portes de la capitale et sonna l'alarme disant que les Mongols arrivaient. Il avança dans la ville et se rendit au palais pour y donner l'alarme. En même temps, des soldats qu'il avait ordonnés pour cette tâche se répandirent dans la ville, arrêtant et exécutant tous les dirigeants du parti opposé. Il prétendit avoir découvert un complot ou une conspiration dans laquelle ils étaient impliqués, trahissant la ville à l'ennemi. L'attaque suscita la peur et la confusion parmi la population de la ville, laissant les autorités en désarroi. De plus, les officiels étaient incapables d'agir en raison des rumeurs que les Mongols arriveraient bientôt. Cela les rendit incapables de résister à Hujaku ou de sauver les individus qu'il avait détenus. Il en tua certains immédiatement et en emprisonna d'autres. Ayant le plein contrôle de la ville, il captura ensuite l'empereur, le destitua de son pouvoir et l'emprisonna. Peu après, il l'exécuta. C'était la fin de Yangtze, mais Hujaku ne réussit pas dans son plan de devenir empereur. Il réalisa qu'il y aurait trop d'opposition à cela, alors il abandonna cette partie de son plan. À la place, il fit d'un prince de la famille royale le nouvel empereur et conserva sa position de commandant en chef des forces. Croyant avoir éradiqué l'influence de ses adversaires dans la capitale, il mena ses troupes pour affronter Gengis Khan. Un accident lui arriva à ce moment-là et il se blessa au pied, ce qui le rendit quelque peu handicapé. Cependant, il continua son voyage. Finalement, il rencontra les soldats de tête de l'armée de Gengis Khan à un endroit où il tentait de traverser une rivière en utilisant un pont. Hujaku décida de les attaquer immédiatement. Son pied était blessé. Il ne pouvait ni marcher, ni monter à cheval. À la place, il monta dans une voiture de fortune et fut emmené dans la bataille. Les Mongols furent vaincus et repoussés. Peut-être cela s'est-il produit parce que Gengis Khan n'était pas là pour les diriger. Il était loin à l'arrière avec le groupe principal de l'armée. Hujaku voulait continuer sa victoire en attaquant l'avant-garde mongole le lendemain. Cependant, il ne pouvait pas le faire lui-même, car son pied s'était aggravé en raison de la bataille et des mouvements brusques. Une inflammation se produisit pendant la nuit et la plaie se rouvrit le lendemain. Ainsi, il dut abandonner le plan d'affronter lui-même l'ennemi et envoya l'un de ses généraux, Kanki, à sa place. Kanki partit combattre l'ennemi, mais revint sans succès. Hujaku était très en colère lorsqu'il entendit le rapport de Kanki. Peut-être que la blessure à son pied le rendait impatient et déraisonnable. Quoi qu'il en soit, Hujaku affirma que Kanki avait échoué parce qu'il avait été trop lent à poursuivre l'ennemi, ce qui équivaut à être un lâche ou un traître. Selon Hujaku, Kanki méritait d'être exécuté pour cela. Hujaku rapporta immédiatement l'affaire à l'empereur, demandant la confirmation de la peine de mort contre Kanki et la permission de l'exécuter. Mais l'empereur, sachant que Kanki était un officier courageux et fidèle, ne consentit pas. Cependant, avant que l'empereur ne réponde, la colère de Hujaku s'était un peu apaisée. Ainsi, lorsqu'il obtint la réponse, il dit à Kanki qu'il lui donnerait finalement une autre chance. Hujaku dit « Prends à nouveau le commandement des troupes et affronte l'ennemi. Si tu les vains, je pardonnerai ta transgression initiale et épargnerai ta vie. Cependant, si tu es à nouveau vaincu, tu seras condamné à mort. » Kanki mena son détachement pour attaquer à nouveau les Mongols. Les Mongols étaient situés au nord, positionnés sur ou près d'une plaine sablonneuse. Cependant,
Un fort vent du nord souffla du sable et de la poussière dans les yeux des soldats de Kanki, rendant difficile pour eux de voir. Les Mongols, d'autre part, n'étaient pas affectés par le vent. En conséquence, Kanki fut repoussé avec des pertes importantes et dut se replier dans les quartiers de Hujaku pour sauver les soldats restants. Il était maintenant désespéré. Hujaku avait dit que s'il revenait sans victoire, il mourrait. Il croyait que Hujaku le ferait car il était violent et imprudent. Il décida de ne pas abandonner. Il pensa qu'il valait mieux mourir en combattant avec ses soldats que d'être tué honteusement par l'exécuteur de Hujaku. Ainsi, il fit un plan avec ses soldats, qui probablement haïssaient Hujaku autant que lui. Lorsqu'ils revinrent en ville, ils marcheraient armés, prendraient le contrôle de l'endroit, encercleraient le palais et captureraient ou tueraient le général s'il tentait de résister. Les soldats, en atteignant les portes de la ville, capturèrent rapidement et désarmèrent les gardes. Ils entrèrent ensuite dans la ville, agitant leurs armes et criant. Cela causa d'abord l'étonnement, puis la peur des résidents. La panique atteignit rapidement le palais. Les soldats eux-mêmes arrivèrent bientôt au palais, l'encerclèrent et commencèrent à frapper aux portes pour qu'on les laisse entrer. Ils entrèrent rapidement. Hujaku, extrêmement effrayé et paniqué, s'enfuit du palais et tenta de s'échapper par les murs du jardin. Les soldats le poursuivirent. Dans son état d'excitation et de détresse, il sauta d'un mur trop haut et en conséquence, il se cassa la jambe. Il gisait sur le sol, se tordant de douleur, lorsque les soldats le rattrapèrent. Remplis de colère et de frénésie suite à la poursuite, ils le poignardèrent avec leurs lances, causant sa mort. Kanki prit la tête de son ancien ennemi et l'apporta à la capitale. Il avait l'intention de l'offrir à l'empereur et de se rendre aux officiers de justice. Il souhaitait être exécuté pour le crime d'avoir mené une révolte militaire et tué son supérieur. Selon les lois de la guerre, c'était une offense très grave et impardonnable. Cependant, l'empereur était sincèrement ravi que le vieux général, problématique et difficile, ait été éliminé. Cela est dû au fait que des individus comme Hujaku, qui sont malhonnêtes, ambitieux et négligents, tendent à instiller la peur et le dégoût chez quiconque doit interagir avec eux. L'empereur fit alors une déclaration publique, affirmant que Hujaku avait été justement exécuté pour ses nombreux crimes. Immédiatement, l'empereur nomma Kanki comme le nouveau chef des forces. Après la mort de Hujaku, l'empereur de Chine tenta de protéger ses terres de Genghis Khan avec ses autres généraux. La guerre dura de nombreuses années. Pendant ce temps, Genghis Khan prit le contrôle de la partie nord de la Chine et causa de grandes destructions et souffrances. La Chine était un pays densément peuplé et riche. Contrairement aux Mongols et aux Tatars, les gens y vivaient de l'agriculture et étaient habiles dans de nombreux arts de fabrication et de mécanique. Le pays était très fertile, avec des champs cultivés, des jardins, des vergers et des plantations de mûriers répartis dans tout le pays. Des villages prospères et des villes animées étaient éparpillés à travers le pays. La Grande Muraille avait été construite il y a longtemps pour protéger ce centre florissant de richesse et d'industrie. Les Chinois étaient connus pour leur stabilité, leur industrie et leur pacifisme. Les territoires de l'Asie centrale au nord avaient longtemps été le foyer de groupes de maraudeurs sauvages et sans scrupules, tels que ceux unis sous la bannière de Genghis Khan. La muraille avait été protégée pendant de nombreux siècles. Aucun chef n'était apparu avec assez de pouvoir pour unir les différents groupes à une échelle suffisamment grande pour briser une telle barrière solide. Cependant, avec l'arrivée de Genghis Khan, la barrière fut finalement brisée, et les hordes féroces et indisciplinées déferlèrent comme une vague puissante et imparable. En 1214, après la mort de Hujaku, Genghis Khan rassembla une force massive pour envahir la Chine. Il divisa cette force en 4 bataillons distincts, chacun empruntant une route différente et causant des destructions dans différentes parties du pays. Chaque bataillon était une armée redoutable en soi, et l'invasion simultanée par ces 4 armées instilla la peur et la panique dans tout le pays.
L'empereur chinois envoya ses meilleures troupes garder les cols montagneux, les ponts et les passages fluviaux dans le but de stopper les forces envahissantes. Cependant, ces efforts furent vains. Genghis Khan avait préparé son armée en pillant la Chine l'année précédente. Il avait également fait des promesses alléchantes à ses soldats concernant les récompenses qu'ils recevraient dans cette nouvelle campagne. Les troupes étaient remplies d'excitation et d'ardeur, et elles avançaient avec une telle force qu'elles surmontaient tous les obstacles. L'empereur de Chine voulait défendre son pays, alors il dit à tous les hommes capables de combattre de se rendre à la grande ville ou à la forteresse la plus proche. Ils seraient formés et recevraient des armes pour combattre. En conséquence, lorsque les Mongols traversaient le pays, ils trouvaient que seuls les hommes âgés et faibles, les femmes et les enfants se trouvaient dans les petites villes et villages. Beaucoup de ces personnes, surtout celles qui semblaient importantes, attirantes, et les enfants les plus âgés, étaient prises de force pour devenir esclaves. Les envahisseurs prenaient également tout l'or, l'argent, la soie et les autres objets de valeur qu'ils trouvaient et les partageaient comme butin. Ils capturaient une énorme quantité de moutons et de bovins comme butin. Ils formaient avec ces animaux d'immenses troupeaux et les ramenaient sur le territoire mongol. Les restants étaient abattus pour fournir de la nourriture à l'armée. Les envahisseurs avaient l'habitude de piller une ville et 16 environ, prenant tout ce qu'ils trouvaient utile. Ensuite, ils brûlaient la ville et passaient à la suivante, ne laissant derrière eux qu'un tas de ruines fumantes. La population survivante, épargnée par les envahisseurs, était laissée à errer dans la zone dévastée, dans la misère et le désespoir. Ils utilisaient les prisonniers qu'ils prenaient de manière lâche et terrible. Lorsqu'ils atteignaient une ville fortifiée avec une garnison ou des forces armées prêtes à riposter, ils faisaient sortir ces captifs sans défense et les plaçaient en première ligne de la bataille. Cela rendait impossible pour les défenseurs sur les murs de tirer des flèches sur les attaquants sans risquer de blesser leur propre famille. Les officiers ordonnaient aux hommes de tirer, mais lorsqu'ils entendaient pleurer les femmes et les enfants, ils ne pouvaient se résoudre à le faire. Ils refusaient d'obéir, et dans le chaos qui s'ensuivait, les Mongols prenaient facilement le contrôle de la ville. Il y a 2 grands fleuves en Chine qui coulent d'ouest en estimated. Ils sont séparés par une distance considérable et divisent le territoire en 3 parties presque égales. Le fleuve le plus au nord est appelé le Hoang-ho. En 2 ans, les Mongols ont conquis et pris le contrôle de presque toute la zone située au nord de ce fleuve, ce qui représente environ 1/3 de la Chine proprement dite. Cependant, ils ont rencontré des défis significatifs pour capturer certaines villes bien fortifiées. Parmi d'autres lieux, il y avait la ville impériale de Yanqing, où vivait l'empereur lui-même. Elle était fortement défendue, ce qui rendait les Mongols hésitants à l'attaquer. Finalement, Genghis Khan arriva avec une grande force, et l'empereur ainsi que sa cour furent alarmés, s'attendant à une attaque immédiate. Cependant, Genghis Khan hésita. Certains de ses généraux suggérèrent d'escalader les murs pour entrer de force dans la ville, mais il pensa qu'il serait plus sage de choisir un plan différent. Il envoya donc un officier dans la ville avec des propositions de paix à remettre à l'empereur. Dans ces propositions, Genghis Khan mentionnait qu'il voulait épargner la ville. Cependant, pour apaiser ses soldats qui étaient impatients d'attaquer et de piller la ville, il exigeait des cadeaux substantiels. Il offrait d'épargner la ville et de se retirer si l'empereur acceptait des conditions qui lui permettraient de satisfaire ses hommes à cet égard. L'empereur et ses conseillers étaient très confus lorsqu'ils reçurent cette proposition. Les conseillers avaient des opinions différentes sur la façon de répondre. Certains voulaient la rejeter immédiatement. Mécontent de simplement rejeter l'offre, un général proposa une réponse plus agressive. Il suggéra que la garnison devrait sortir et affronter directement les Mongols dans leur camp, démontrant leur colère et leur défiance. Certains ministres conseillèrent à l'empereur d'accepter la situation et de faire la paix avec le conquérant. Ils argumentèrent que attaquer l'ennemi dans leur camp était trop risqué à considérer. Ils croyaient également que se défendre à l'intérieur des murs de la ville les exposerait à un grand danger sans offrir aucun avantage significatif. S'ils échouaient à sauver la ville, ils seraient complètement ruinés.
Même s'il parvenait à repousser l'attaque, ce ne serait qu'un soulagement temporaire, car les Mongols reviendraient bientôt avec encore plus de troupes et plus de fureur. De plus, ils mentionnèrent que les soldats dans le fort étaient malheureux et démoralisés, et qu'ils étaient peu susceptibles d'offrir beaucoup de résistance. La majorité d'entre eux étaient des soldats qui avaient été amenés de zones rurales, loin de leurs proches et de leurs foyers. Tout ce qu'ils voulaient, c'était être relevés de leurs fonctions pour pouvoir aller découvrir ceux qui étaient arrivés à leurs épouses et à leurs enfants. L'empereur finit par accepter ce conseil et envoya un représentant au camp de Gengis Khan pour discuter des conditions de paix. Gengis Khan présenta ses conditions très dures, mais l'empereur n'avait d'autre choix que de les accepter. L'une des conditions était que Gengis Khan reçoive une princesse chinoise, qui était la fille de feu l'empereur Yangtze, pour devenir l'une de ses épouses. De plus, il devait fournir à Gengis Khan 500 jeunes garçons et filles comme esclaves, 3000 chevaux, une grande quantité de soie et une énorme somme d'argent. Une fois ces conditions remplies, Gengis Khan partagea les esclaves et le butin parmi ses officiers et soldats, puis leva le siège et se dirigea vers le nord. Concernant les prisonniers capturés par les soldats dans les villes et villages, les femmes et les enfants mentionnés plus tôt, l'armée emmena tous ceux qui étaient considérés utiles comme esclaves. Ils tuèrent les jeunes enfants qu'ils considéraient comme un fardeau. L'empereur se sentait mal à l'aise, même après le départ de l'armée mongole. Il craignait qu'ils ne reviennent, même s'il les avait payés. Ainsi, il suggéra de déplacer sa cour vers une grande ville dans la province du Henan, de l'autre côté du fleuve Huanghe. Cependant, certains de ses conseillers n'étaient pas d'accord. Ils croyaient que si l'empereur quittait les provinces du nord de cette manière, il perdrait cette partie de son empire pour toujours. Gengis Khan prendrait bientôt le contrôle complet de toute la région. Ils suggérèrent que le meilleur plan était de rester et de défendre fermement la capitale et le pays. Pour se préparer à un éventuel retour de l'ennemi, ils avaient besoin de recruter de nouveaux soldats, de réparer les fortifications, de renforcer la garnison et de reconstituer leur stock de nourriture et d'autres fournitures militaires. Cela leur permettrait de résister à l'ennemi de manière vigoureuse et efficace. Mais l'empereur refusa d'être convaincu. Il expliqua que le trésor était vide, les troupes étaient démoralisées, les villes près de la capitale étaient ruinées et tout le pays avait été gravement endommagé par les invasions mongoles. En conséquence, il était impossible de recruter un nombre significatif de nouveaux soldats. Par conséquent, la seule option viable pour le gouvernement était de se replier vers le sud, de l'autre côté du fleuve. Cependant, il mentionna qu'il laisserait son fils derrière lui, avec une garnison bien équipée, pour protéger la capitale. Il prit quelques proches membres de sa famille et quelques soldats avec lui et commença son voyage. Les gens virent cela comme une fuite honteuse et déshonorante. Cette décision lui causa beaucoup de problèmes. En chemin, certains de ses gardes se rebellèrent contre lui. L'un des généraux rebelles envoya un message à Gengis Khan, l'informant que l'empereur avait abandonné sa capitale. Le général proposa également de changer de camp avec toutes ses troupes, à condition que Gengis Khan l'accepte. Lorsque Gengis Khan apprit que l'empereur s'était retiré de sa capitale, il se mit en colère ou fit semblant de l'être. Il voyait cela comme un acte hostile contre lui-même, qui violait le traité et relançait la guerre. Il ordonna donc rapidement à l'un de ses principaux généraux, un chef nommé Mingan, de diriger une grande armée vers le sud et de mettre le siège devant Yenqing une fois de plus. L'ancien empereur, qui semblait maintenant avoir perdu tout espoir et courage, était très inquiet pour la sécurité de son fils, le prince, qu'il avait laissé en charge à Yenqing. Il ordonna rapidement à son fils de quitter la ville et de le rejoindre. Le départ du prince, suite à ces ordres, rendit naturellement la ville encore plus sombre et intensifia l'insatisfaction généralisée causée par le comportement de l'empereur. Le prince laissa 2 généraux en charge de la garnison lorsqu'il partit. Leurs noms étaient Wan Yen et Mon Yen. Ils devaient défendre la ville de l'armée des Mongols dirigée par Mingan, qui approchait rapidement.
Les généraux étaient très troublés et confus par leur situation difficile. Ils n'avaient pas assez de ressources pour la défense et ne savaient pas quoi faire. L'un d'eux, Wan Yen, suggéra qu'ils devraient mettre fin à leur vie. Cependant, Mon Yen, qui était le commandant sur lequel les troupes comptaient, refusa de le faire. Il croyait que se suicider serait comme abandonner ses responsabilités, ce qu'il considérait comme déshonorant. Il croyait que son devoir était de rester avec ses troupes. S'ils ne pouvaient pas être protégés à leur emplacement actuel, il tenterait de les mener vers un endroit plus sûr tant qu'ils en avaient encore la possibilité. Ainsi, après que sa proposition ait été refusée, Wan Yen partit en colère. Il alla dans sa chambre et écrivit un message à l'empereur. Il y décrivait à quel point la situation était mauvaise et qu'il était impossible de sauver la ville. Il conclut en disant qu'il méritait de mourir pour ne pas avoir accompli ce que l'empereur lui avait demandé. Il scella et envoya ce message. Puis, il rassembla son personnel domestique et distribua calmement tous ses biens personnels parmi eux. Enfin, il leur dit au revoir et les laissa partir. Il ne restait qu'un officier avec lui. Devant cet officier, il écrivit quelques mots puis le congédia. Une fois l'officier parti, il but une coupe de poison qu'il avait déjà demandé à préparer pour lui. En quelques minutes, il était mort. Pendant ce temps, un autre général, Mon Yen, se préparait à quitter la ville. Il prévoyait d'emmener avec lui des troupes utiles pour l'empereur, mais de laisser derrière lui tous les habitants du palais et de la ville pour affronter leur destin. Parmi les résidents du palais, il y avait plusieurs épouses de l'empereur qui avaient été laissées derrière lorsque celui-ci s'était enfui. Il n'avait emmené que quelques-unes de ses épouses favorites avec lui à ce moment-là. Lorsque ces femmes entendirent que Mon Yen prévoyait de quitter la ville pour rejoindre l'empereur dans le sud, elles s'approchèrent toutes ensemble de lui et lui demandèrent de les emmener. Pour éviter leur demande, il accepta de le faire mais expliqua qu'il devait quitter la ville avec les gardes pour faire des préparations. Il leur assura qu'il reviendrait rapidement. Satisfaites de cette promesse, elles retournèrent au palais pour se préparer au voyage. Mon Yen quitta immédiatement la ville. Peu après son départ, Mingan, le général mongol, arriva aux portes. Avec peu de résistance, il entra dans la ville et le chaos et la peur se répandirent partout. Les soldats parcoururent la ville à la recherche de choses à voler et ils tuèrent toute personne qu'ils rencontraient. Ils volèrent des objets dans le palais puis y mirent le feu. Le palais était très grand et il contenait beaucoup de vêtements et d'objets de valeur. Même après avoir pris tous les trésors qu'ils pouvaient trouver, le feu continua de brûler dans les ruines pendant 1 mois ou plus. Ce qui est arrivé aux femmes malheureuses qui ont été trompées par Mon Yen concernant leurs espoirs d'évasion n'est pas explicitement mentionné. Elles sont probablement mortes avec les autres résidents de la ville lors du massacre généralisé. Durant les périodes de chaos, les soldats qui se livrent au pillage et au saccage d'une ville peuvent devenir frénétiques. Ils peuvent prendre plaisir à attaquer sans distinction toute personne sur leur chemin avec leurs armes. Mon Yen s'excusa auprès de l'empereur d'avoir laissé les femmes derrière lui, car il croyait qu'il était impossible de les sauver et de s'échapper lui-même. Il expliqua qu'il aurait été difficile de se déplacer rapidement avec un groupe de femmes. L'empereur accepta cette explication, mais plus tard accusa Mon Yen de comploter contre lui et le fit exécuter. Mingan prit le contrôle du trésor impérial. Il trouva beaucoup de soie, d'or et d'argent. Il envoya toutes ces choses à Gengis Khan, qui était encore au nord dans un grand camp en Tartarie. Par la suite, Gengis Khan mena d'autres campagnes en Chine. Au cours de ces campagnes, il étendit encore ses conquêtes vers le sud et prit le contrôle d'une grande zone de terre. Après avoir confirmé ces conquêtes, il choisit des officiers chinois disposés à se joindre à son service et les nomma gouverneurs des provinces. Cela lui permit d'incorporer ces provinces dans son empire. 6 officiers prêtèrent allégeance à Gengis Khan et acceptèrent de lui envoyer le tribut annuel collecté sur leur territoire. Cette affaire réglée, Gengis Khan tourna alors son attention vers les frontières occidentales de son empire. 6 frontières englobaient les terres tatares et mongoles, qui étaient adjacentes au Turkestan et au territoire des musulmans. Chapitre 9.
la quête de rétribution contre le sultan Mohammed. Genghis Khan a étendu son empire en conquérant une partie de la Chine. Ce territoire était appelé Cathay. Avec cette addition, ainsi que les vastes territoires qu'il gouvernait déjà, son empire est devenu exceptionnellement grand. Il contrôlait un pays qui s'étendait des mers de Chine et du Japon à l'est jusqu'à la mer Caspienne à l'ouest, couvrant une distance de presque 3000 milles. Ce contrôle était soit direct, soit par le biais de tribus. Au-delà des limites occidentales se trouvait le Turkestan et d'autres pays gouvernés par les musulmans. L'un des souverains musulmans était le sultan Mohammed, un puissant souverain qui gouvernait une grande région près de la mer Caspienne. Sa principale base de pouvoir était dans un pays appelé Kharazm. Il était également connu sous le nom de Mohammed Kharazm. On aurait pu s'attendre à ce que Genghis Khan, après avoir conquis tous ses rivaux en Asie, attaque le sultan et étende ses territoires. Cependant, pour une raison quelconque, il a décidé d'essayer une approche différente. Peut-être était-il fatigué de la guerre, ou peut-être que les terres du sultan étaient trop éloignées ou redoutables pour être attaquées. Au lieu d'envoyer une armée, il a choisi d'envoyer une ambassade pour proposer une alliance amicale. L'ambassade a été envoyée en 1217 et l'ambassadeur principal s'appelait Makinut. Makinut s'est rendu en mission avec un grand groupe d'assistants et de gardes. Le voyage a duré plusieurs semaines, mais il a finalement atteint les terres du sultan. Peu après son arrivée, il a été autorisé à rencontrer le sultan. Il avait 6 secrétaires avec lui et tous les hauts officiers de la cour du sultan étaient présents. Il a livré son message à l'audience. Dans son discours, il a parlé des récentes victoires que son dirigeant, Genghis Khan, avait remportées. Il a également mentionné comment l'empire avait grandi en conséquence. Genghis Khan contrôlait maintenant tous les pays en Asie centrale, de l'extrême est du continent jusqu'aux frontières du territoire du sultan. Étant désormais le voisin du sultan, il souhaitait établir une alliance amicale par le biais d'un traité qui profiterait aux 2 parties. Genghis Khan avait envoyé un ambassadeur à la cour du sultan pour proposer une alliance. L'empereur voulait que le sultan le voie comme un père et il verrait le sultan comme un fils. Sous les concepts traditionnels de gouvernance de cette époque, la relation père-fils allait au-delà de l'affection. Elle englobait une dynamique où le père détenait l'autorité et le fils était censé être dépendant et soumis. Peut-être que Genghis Khan n'avait pas l'intention que sa suggestion soit prise ainsi. Il se peut qu'il faisait uniquement référence à la différence d'âge entre lui-même et le sultan, surtout qu'il vieillissait. Quoi qu'il en soit, le sultan n'était initialement pas content de la suggestion telle que présentée par l'ambassadeur. Cependant, le sultan écoutait silencieusement les mots de Makinut et attendait que la réunion publique soit terminée. Ensuite, il emmena Makinut dans une autre pièce pour une conversation privée. Il demanda à Makinut d'expliquer la véritable situation concernant toutes les victoires supposées de Genghis Khan. Pour encourager l'honnêteté, il offrit à Makinut une belle écharpe décorée de joyaux précieux. Le sultan demanda « Comment est-ce? L'empereur a-t-il réalisé toutes ces conquêtes? Et son empire est-il aussi étendu et puissant qu'il le prétend? Dites-moi la vérité à ce sujet. » Makinut répondit « Ce que j'ai dit à votre majesté est la vérité. Mon maître, l'empereur, est aussi puissant que je l'ai représenté. Vous le découvrirez bientôt, votre majesté, au cas où vous rencontreriez des difficultés avec lui. » Le langage audacieux et défi de l'ambassadeur irrita encore plus le sultan. Il était très en colère dans sa réponse. Le sultan répliqua « Je ne comprends pas pourquoi votre maître m'envoie ces messages, se vantant des provinces qu'il a conquises et prétendant être plus puissant que moi. Il s'attend à ce que je le respecte comme un père et que je sois satisfait d'être traité comme son fils. Est-il vraiment si important ?» Makinut réalisa alors qu'il avait peut-être parlé trop directement. Il commença rapidement à adoucir ses mots et à complimenter le sultan, qu'il savait plus puissant et glorieux que Genghis Khan, malgré l'expansion récente de ce dernier. Makinut demanda également au sultan de ne pas lui en vouloir d'avoir délivré le message qui lui avait été confié. Il expliqua qu'il n'était qu'un serviteur et devait obéir aux ordres de son maître.
Makhinout assura au sultan que l'empereur n'avait aucune mauvaise intention dans ses paroles. Il dit que l'empereur voulait être amical et honorable, tant dans le message envoyé que dans toutes les transactions liées. En utilisant un langage plus pacifique comme celui-ci, le sultan fut finalement apaisé et finit par accepter tout ce que l'ambassadeur avait proposé. Un traité de paix et de commerce fut créé et signé, et une fois tout réglé, Makhinout retourna au pays mongol avec de nombreux cadeaux. Certains des présents étaient pour lui et ses compagnons, tandis que d'autres étaient pour Genghis Khan. Il était également accompagné d'un groupe de marchands. Grâce au nouveau traité, ils se rendaient au pays de Genghis Khan avec leurs marchandises pour explorer le nouveau marché. Ils voyagèrent avec Makhinout à son retour pour profiter de la protection fournie par ses gardes lors du passage à travers les pays voisins. Sea Space était rempli de groupes de Tatars qui avaient peu de considération pour la loi. Il aurait donc été dangereux pour les marchands de les traverser sans escorte. Genghis Khan était très heureux du résultat de son ambassade. Il était également ravi des cadeaux que le sultan lui avait envoyés. Les cadeaux comprenaient des tissus coûteux pour les vêtements, des armes magnifiquement ouvragées, des pierres précieuses et d'autres objets similaires. Il accueillit également chaleureusement les marchands et leur permit de voyager librement et de vendre leurs marchandises dans ses territoires. Pour assurer la sécurité des futures caravanes voyageant entre son pays et celui du sultan, il plaça des gardes le long des routes. 6 gardes étaient stationnés dans des forteresses situées à des points stratégiques, tels que les passages de rivières et les cols de montagne. Leur tâche était de patrouiller dans les zones environnantes et de prévenir les vols. Chaque fois qu'un groupe de voleurs se formait, les soldats les pourchassaient d'une cachette à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complètement éliminés. Cela a rendu le pays très sûr en peu de temps, permettant aux caravanes de marchands de voyager librement avec des biens de valeur, y compris des trésors en or et en argent, sans aucun souci. Au début, il semblait que certains marchands des pays de Mohammed demandaient des prix excessifs pour leurs marchandises. Il y a une histoire à propos d'une compagnie qui est arrivée peu après l'établissement du traité. Ils ont essayé de vendre leurs marchandises à Genghis Khan, mais leur prix était si élevé qu'il en fut surpris. Genghis Khan a dit « Je suppose que, en demandant de tels prix, vous imaginez que je n'ai jamais acheté de marchandises auparavant. » Il leur montra ensuite ses trésors, qui comprenaient plus de 1000 grands coffres remplis de divers objets de valeur. 6 objets comprenaient des ustensiles en or et en argent, des soies luxueuses, des armes magnifiquement décorées et des accessoires incrustés de pierres précieuses et d'autres biens similaires. Il expliqua qu'il leur montrait ces choses pour démontrer son expérience dans le traitement de telles marchandises et sa connaissance de leur juste valeur. Il trouva que les prix élevés qu'il demandait étaient probablement parce qu'il pensait que les gens qui achetaient chez eux ne savaient pas mieux. En réponse, il choisit de les renvoyer avec leurs marchandises et les interdit de réaliser des ventes dans son pays, quel que soit le prix proposé. Cette menace fut exécutée. Les marchands durent repartir sans vendre aucune de leurs marchandises. Le groupe suivant de marchands, ayant entendu parler des actions du groupe précédent, décida d'aborder les choses différemment. Lorsqu'ils rencontrèrent le khan et lui montrèrent leurs marchandises, il leur demanda le prix. Ils répondirent en disant que le khan pouvait décider du prix, car il en connaissait mieux la valeur qu'eux. Ils dirent même que si le khan voulait prendre les marchandises sans rien payer, il était le bienvenu pour le faire. L'empereur fut très heureux de cette réponse. Il leur paya le double du prix pour les articles qu'il choisit dans leur magasin, et il leur accorda des privilèges commerciaux spéciaux avec son peuple tant qu'ils étaient dans son royaume. Le commerce entre les dominions du sultan et ceux de Genghis Khan n'était pas uniquement contrôlé par les marchands du pays du sultan. Après l'arrivée de la caravane mentionnée, Genghis Khan organisa un groupe de marchands de son propre pays. Ils devaient se rendre au pays du sultan et apporter avec eux des marchandises des Mongols qu'ils espéraient y vendre. Il y avait 4 marchands principaux, mais ils avaient de nombreux assistants, serviteurs, conducteurs de chameaux et d'autres avec eux, formant ainsi une grande caravane. Genghis Khan envoya 3 ambassadeurs avec eux. Les ambassadeurs avaient une tâche claire:
transmettre au sultan les sentiments amicaux continus de Genghis Khan à son égard. De plus, il devait exprimer le souhait de Khan de stimuler et de soutenir le commerce déjà réussi entre leurs deux pays. Les 3 ambassadeurs que Genghis Khan a choisis pour cette tâche étaient musulmans. Les Mongols pratiquaient une religion distincte de l'islam, mais Genghis Khan permettait toutes les formes de culte dans son empire. Il nommait également les officiers en fonction de leurs compétences, sans tenir compte de leurs croyances religieuses. Cependant, en envoyant ce groupe de représentants au sultan, il a spécifiquement choisi des ambassadeurs qui étaient musulmans de sa cour. Il croyait que cela plairait davantage au sultan, car le message serait délivré par des individus partageant les mêmes croyances religieuses. De plus, les 3 individus qu'il a sélectionnés étaient originaires du Turkestan et donc familiers avec la langue et le pays. Genghis Khan a accordé la permission à divers individus d'accompagner la caravane. Chacune de ses épouses, ainsi que les nobles influents de sa cour, étaient autorisées à envoyer un serviteur ou un messager avec les commerçants et les ambassadeurs. Leur tâche était de choisir et d'acheter des objets intéressants et précieux dans les villes musulmanes que la caravane visiterait. Les nobles et leurs épouses étaient tous très heureux de profiter de cette opportunité. Toutes ces personnes, les ambassadeurs et leurs groupes, les marchands et leur personnel, ainsi que les messagers spéciaux envoyés par les seigneurs et dames de la cour, formaient un très grand groupe. Selon les rapports, la caravane comptait environ 450 personnes lorsqu'elle était prête à commencer son voyage. Une fois tout préparé, la caravane commença son long voyage. Elle avait une escorte appropriée. Pour assurer la sécurité de la précieuse cargaison et des vies, Genghis Khan envoya des ordres aux stations militaires le long du chemin. Les capitaines ont reçu l'instruction d'augmenter la garde sur leur section de la route pendant que la caravane passait. En prenant ces précautions et d'autres similaires, l'expédition a complété le voyage et est arrivée en toute sécurité dans le pays musulman. Cependant, ils ont rencontré de très graves malheurs peu après leur arrivée, résultant d'une série d'événements qui se déroulaient depuis un certain temps. Je vais maintenant revenir un peu en arrière pour décrire ces événements. Il semble qu'il y avait un désaccord entre le sultan Mohammed et le calife de Bagdad, qui était le chef de la puissance musulmane. Mohammed a demandé au calife de lui accorder certains droits et pouvoirs qui avaient été donnés à d'autres sultans dans le passé pour leur grand service à l'empire musulman. Il a dit qu'il avait mérité ces récompenses pour les services qu'il avait rendus. Il affirmait avoir vaincu plus d'100 de princes et de chefs, les décapitant et ajoutant leurs territoires aux siens. Cela a considérablement élargi et étendu le pouvoir des Mohammedans. Mohammed a demandé quelque chose au calife par l'intermédiaire d'un ambassadeur qu'il a envoyé à Bagdad. Après avoir entendu le message de l'ambassadeur, le calife a refusé. Il a déclaré que ce que Mohammed avait fait n'était pas suffisamment significatif pour mériter les honneurs et les privilèges qu'il désirait. Cependant, bien qu'il ait refusé de se conformer à la demande de Mohammed, il a exprimé sa volonté de traiter le sultan lui-même avec le respect approprié. Il a envoyé son ambassadeur accompagner l'ambassadeur de Mohammed sur le trajet du retour, avec pour instruction de livrer la réponse du calife de manière polie. Mohammed a accueilli l'ambassadeur du calife avec beaucoup de respect. Bien qu'il fût en colère face à la réponse du calife, il a caché ses émotions devant l'ambassadeur. Une fois l'ambassadeur parti, Mohammed a convoqué une réunion du conseil avec tous les leaders importants, généraux et ministres de son royaume. Il les a informés de sa décision de rassembler une armée et de marcher sur Bagdad dans l'intention de destituer le calife et de devenir le nouveau souverain. Les personnalités importantes du conseil étaient désireuses de rejoindre ce plan car elles savaient que, s'ils réussissaient, elles recevraient de nombreux honneurs et beaucoup de trésors. Ils ont donc tous aidé avec enthousiasme le sultan à créer et préparer son armée. Finalement, l'expédition était prête et le sultan a commencé son voyage. Cependant, il y a eu des retards dans les préparatifs, et lorsque l'armée a finalement commencé à se déplacer, il était déjà trop tard dans la saison. Les forces avançaient lentement après avoir commencé leur marche, et l'hiver est arrivé alors qu'ils étaient dans les passages montagneux.
L'hiver était très rude et les troupes ont beaucoup souffert du froid et de la pluie, ainsi que des autres difficultés auxquelles elles étaient confrontées. En conséquence, le sultan n'a pas pu continuer et a dû revenir en arrière et recommencer. Le pire, c'est que le calife était désormais au courant de ses plans et serait capable de prendre les mesures appropriées pour se défendre avant la saison suivante. Lorsque le souverain a entendu parler des ennuis survenus à l'armée du roi et de la manière dont il avait à peine échappé à une invasion dangereuse, il s'est vraiment réjoui. Il a décidé de déclencher une guerre contre le roi rebelle. Lors de la planification de la bataille, il a conçu un plan pour persuader Genghis Khan de lancer une attaque sur les terres du roi depuis l'Est, tandis qu'il lancerait une attaque depuis l'Ouest. La capitale du souverain, Bagdad, était située dans la partie occidentale du pays du roi, tandis que l'empire mongol était situé à l'Est. Mais lorsque le souverain a présenté son plan à ses conseillers, certains d'entre eux s'y sont fortement opposés. Le souverain et les gens de sa nation étaient adeptes de la foi musulmane, tandis que les Mongols adhéraient à une religion différente. Les musulmans désignaient les Mongols comme des non-croyants ou des infidèles. Les conseillers opposés à la proposition du souverain ont soulevé une préoccupation morale. Ils ont argumenté que d'inviter les ennemis de Dieu dans leur pays, même pour se défendre contre une menace présente et à court terme, serait moralement incorrect. Ils craignaient que cette décision puisse finalement conduire à la chute de leur religion et de leur empire. Ils considéraient comme sacrilège de faire entrer un grand groupe de non-croyants incivilisés pour faire la guerre à leurs coreligionnaires. Le calife a répondu que l'urgence était si critique qu'ils étaient justifiés d'utiliser tous les moyens disponibles pour se sauver de la ruine qui les menaçait. Pour répondre aux préoccupations concernant Genghis Khan devenant potentiellement un ennemi s'il était autorisé dans leur pays comme allié, le calife a conseillé de faire attention. Il a recommandé de rester vigilant et de mettre en œuvre des mesures de protection pour se prémunir contre cette menace potentielle. De plus, il préférerait avoir un non-croyant ouvert comme Genghis Khan comme adversaire plutôt qu'un traître et rebelle musulman comme le sultan. De plus, il a exprimé sa conviction que l'empereur mongol ne nourrissait aucune animosité ni mauvaise volonté envers les musulmans ou leur religion. Cela était évident puisqu'il avait de nombreux musulmans dans ces territoires et leur permettait de vivre là-bas en paix. Il avait même des officiers musulmans de haut rang à sa cour. Ainsi, ils ont finalement décidé d'envoyer un message et d'inviter Genghis Khan à se joindre aux leaders pour faire la guerre au sultan. Le défi était maintenant de trouver un moyen d'envoyer ce message à travers les territoires du sultan, qui étaient situés entre les dominations du calife et celles de Genghis Khan. Pour y parvenir, le calife a utilisé une méthode unique. Au lieu d'écrire le message dans une lettre, il l'a fait tatouer sur la tête du messager à l'aide d'une aiguille et d'encre indigo. Le tatouage était fait de manière à être caché par les cheveux du messager. Le messager était ensuite déguisé en fermier et envoyé. Il a réussi à accomplir le voyage en toute sécurité et à son arrivée, Genghis Khan n'avait qu'à raser sa tête pour révéler le message du calife. Cette manière de communiquer était considérée comme très sûre. Même si l'homme était arrêté et fouillé, les hommes du sultan n'auraient rien trouvé de suspect pour confirmer leurs soupçons. Il est peu probable qu'ils aient pensé à fouiller ses cheveux à la recherche d'une lettre. Genghis Khan était satisfait de recevoir les propositions du calife. Cependant, il a répondu qu'il était incapable de lancer des attaques contre le sultan pour le moment en raison du traité de paix et de commerce récemment établi avec lui. Tant que le sultan respectait le traité, Genghis Khan se sentait obligé de l'honorer. Cependant, il savait que la nature inquiète du sultan ne permettrait pas que la situation reste inchangée longtemps. Il anticipait que dès qu'une occasion se présenterait, le sultan initierait une guerre contre lui. La situation était telle lorsque le grand groupe de commerçants et de diplomates que Genghis Khan avait envoyé arriva aux frontières des terres du sultan. Après avoir franchi la frontière, le premier lieu important où ils arrivèrent était une ville appelée Otrar. Le gouverneur de cette ville les accueillit chaleureusement et ils étaient heureux d'avoir la chance de se reposer après leur long voyage. Il semble que le gouverneur n'était pas amical envers ses invités. Il envoya rapidement un message au sultan, l'informant qu'un groupe de personnes était arrivé du pays mongol.
6 individus prétendaient être des marchands et des ambassadeurs, mais le gouverneur soupçonnait qu'ils étaient des espions. Ils posaient de nombreuses questions sur la force militaire et les défenses du pays. Le gouverneur croyait qu'ils avaient été envoyés par Genghis Khan pour recueillir des informations en vue d'une invasion potentielle. Une histoire implique que le gouverneur partagea ses préoccupations avec le sultan parce qu'il se sentait manquer de respect. Cela s'est produit après qu'un ambassadeur d'Otrar, qui connaissait le gouverneur avant sa montée en puissance, lui ait parlé de manière trop décontractée. Selon une autre version, le gouverneur visait à saboter l'expédition. Son motif était de s'emparer des biens précieux et des cadeaux transportés par les marchands et les ambassadeurs pour lui-même. Dans tous les CA, il écrivit au sultan en accusant tout le groupe d'être des agents étrangers et des espions. Peu après, il reçut une réponse du sultan lui ordonnant de tous les tuer ou de les traiter comme il le jugeait approprié. Ainsi, il invita tout le groupe à une somptueuse fête dans son palais. Puis, à un signal spécifique, probablement lorsque la plupart d'entre eux étaient ivres et incapables de se défendre, un groupe de ses gardes fit irruption et les tua tous. Ou bien, ils tentèrent de tous les éliminer, mais un homme du groupe des marchands réussit à s'échapper durant la confusion. Il retourna en territoire mongol et informa Genghis Khan des événements qui s'étaient déroulés. Genghis Khan était très en colère lorsqu'il a entendu cette nouvelle. Il a rapidement rassemblé ses fils, ainsi que tous les seigneurs et chefs importants de sa cour. Il leur a raconté l'histoire du massacre des marchands d'une manière qui les a tous rendus furieux et remplis d'un fort désir de vengeance. Il a également rapidement informé le sultan que, à cause d'une telle action, il avait rompu tous les accords qu'ils avaient conclus. Dès ce moment, il s'est déclaré ennemi du sultan et a cherché à se venger de sa trahison et de sa cruauté en attaquant son pays avec le feu et les armes. Ce message a été envoyé par 3 ambassadeurs, dont les personnes auraient dû être considérées comme sacrées selon tous les principes du droit international. Mais le sultan, dès qu'ils ont délivré leur message, a ordonné que leur tête soit coupée. Ce récent massacre a rendu Genghis Khan extrêmement en colère. On dit que pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni dormi et semblait presque fou, mélangeant frustration, tristesse et colère. Par la suite, il a travaillé sans relâche jour et nuit pour rassembler son armée et préparer la marche. Il ne s'est reposé que lorsque tout était prêt. Chapitre 10. La chute de Bokhara. La machine de guerre de Genghis Khan. Genghis Khan se préparait pour une guerre à grande échelle. Il envoya des messagers à tous les princes, khans, gouverneurs et autres chefs de son empire. Les messagers expliquèrent la raison de la guerre et ordonnèrent de rassembler leurs troupes au lieu de rendez-vous désignés. Il donna des instructions spécifiques sur la manière dont les hommes devaient être armés et équipés. Les armes requises étaient le sabre, l'arc avec un carquois de flèches et la hache de bataille. De plus, chaque soldat devait porter une corde, car les cordes et les cordages étaient fréquemment nécessaires pour les personnes vivant à cheval et sous des tentes. Les officiers devaient porter une armure et transporter des armes. Ceux qui en avaient les moyens devaient s'équiper d'une armure complète en cotte de maille. Les autres devaient porter seulement des casques et des cuirasses pour se protéger. Les chevaux devaient également être protégés par une armure, en fer ou en cuir robuste, pour les protéger des flèches. Lorsque les soldats convoqués arrivèrent au lieu de rendez-vous désigné, Genghis Khan découvrit, comme le dit l'histoire, qu'il avait une armée de 700 000 hommes. Lorsque Genghis Khan rassembla son armée, il établit certaines règles et régulations semblables aux articles de guerre pour 16 troupes. Une règle importante était qu'aucun groupe de soldats ne devait battre en retraite sans avoir combattu au préalable, quel que soit le danger imminent. Genghis Khan émit un ordre strict concernant la discipline de bataille. Il ordonna que si une unité plus petite au sein d'un groupe plus large, comme une compagnie au sein d'un régiment ou un régiment au sein d'un bataillon, rompait les rangs et fuyait sans ordre officiel de retraite, les soldats restants devaient changer de cible. Au lieu de continuer à combattre l'ennemi, ils devaient immédiatement attaquer et éliminer les soldats en fuite.
L'empereur planifia également la possibilité de mourir pendant la campagne. Dans ce cas, une grande réunion de tous les khans et chefs de l'Empire serait convoquée. La constitution et les lois de l'Empire, telles qu'établies par l'empereur, seraient lues devant les khans et fils. Après cela, l'Assemblée choisirait un nouveau khan selon les procédures décrites dans la Constitution. Après avoir organisé toutes ces affaires, Gengis Khan mit son armée en mouvement. Il devait la diviser en plusieurs grandes divisions et envoyer chaque division par des routes différentes et à travers différentes parties du pays. Un groupe aussi important ne peut rester ensemble pendant une longue marche en raison de l'énorme quantité de nourriture nécessaire à la fois pour les chevaux et les soldats. Cette nourriture doit principalement provenir des terres qu'ils traversent, car ni les chevaux ni les soldats ne peuvent transporter suffisamment de nourriture pour plus de quelques jours. Gengis Khan plaça une grande division sous le commandement de son fils Jugi, qui s'était distingué dans les conflits, ayant aidé son père à monter en puissance. On demanda à Jugi de faire avancer son groupe à travers le Turkestan, où le prince Kouchlouk s'était réfugié pour sa sécurité. Il restait encore dans le Turkestan des personnes mécontentes de Gengis Khan. Gengis Khan lui-même, avec la majeure partie de l'armée, prit un chemin différent pour aller directement vers les terres du sultan. Pendant ce temps, le sultan n'était pas resté inactif. Il rassembla toutes les forces qu'il pouvait commander et lorsqu'elles furent comptées, il y avait 400 000 hommes. C'était une grande armée, mais toujours plus petite que celle de Gengis Khan. Le sultan commença sa marche avec ses troupes pour affronter les envahisseurs. Après avoir avancé pendant un moment, il découvrit que l'armée de Jugi, qui avait traversé le Turkestan, était située au nord de sa position. Réalisant qu'il avait une chance de vaincre cette portion de la force mongole avant qu'elle ne puisse rejoindre l'armée principale, il décida immédiatement de changer de direction et de poursuivre ce plan. Il changea de direction et marcha vers la zone où il croyait que Jugi se trouvait. Après un moment, il atteignit un endroit où ses éclaireurs découvrirent un grand nombre de corps sans vie près d'une rivière. Parmi les défunts, il y avait un homme qui était blessé, mais encore en vie. Cet homme blessé informa les éclaireurs que les corps appartenaient à des personnes qui avaient été tuées par l'armée de Jugi, qui avait récemment traversé cette zone. Le sultan poursuivit son voyage et les rattrapa rapidement. Jugi se hâtait de retrouver son père. Jugi demanda à ses généraux quelle serait la meilleure ligne de conduite. Ils recommandèrent d'éviter une bataille. Ils dirent « Nous ne sommes pas assez forts pour affronter seuls toute l'armée du sultan. Nous devrions battre en retraite de manière organisée et rejoindre le groupe principal avant d'engager le combat avec l'ennemi. Alternativement, si le sultan tente de nous poursuivre, son armée risque de se diviser en plusieurs petits groupes en chemin. À ce moment-là, nous pourrons nous retourner et vaincre chaque groupe séparément, ce qui est une approche beaucoup plus sûre que de les attaquer tous à la fois. » Jugi ne voulait pas suivre ce conseil. Jugi répondit « Que penseront mon père et mes frères lorsqu'ils nous verront approcher, fuyant l'ennemi sans les avoir combattus, contre ses ordres directs? Non. Nous devons rester où nous sommes, compter sur notre bravoure et donner tout ce que nous avons. Si nous devons mourir, il vaut mieux être tué au combat que de fuir. Vous avez accompli votre devoir en me prévenant du danger que nous affrontons. Et maintenant, c'est à mon tour de remplir le mien en essayant de vous mener hors de cela avec honneur. » Par conséquent, il ordonna à l'armée de s'arrêter et de se mettre en formation pour le combat. La bataille commença et dura toute la journée. Les Mongols, bien qu'en infériorité numérique, étaient mieux disciplinés et plus braves que leurs ennemis. Ils avaient l'avantage, mais ils n'ont pas gagné de manière décisive. Vers la nuit, les troupes du sultan commencèrent à montrer des signes de retraite, et les officiers eurent du mal à les convaincre de tenir leur position jusqu'à ce qu'il fasse noir. Quand il devint trop sombre pour voir, les deux armées se retirèrent dans leur camp et firent des feux pour la nuit. Jugi croyait qu'en combattant ce jour-là, il avait rempli l'exigence de son père de défendre l'honneur de l'armée. Il pensait qu'il serait sage de se retirer au lieu de risquer une autre bataille le lendemain. Pour tromper l'ennemi, il ajouta plus de combustible au feu de camp et conduisit ses hommes hors du camp pendant la nuit.
Le lendemain matin, lorsque les troupes du sultan étaient prêtes à combattre à nouveau, Jugi était déjà bien avancé pour rejoindre son père et était hors de portée. Il retrouva rapidement son père, qui l'accueillit avec beaucoup de bonheur. Gengis Khan était très heureux des actions de son fils et lui donna de nombreuses récompenses et prix publics. Après cela, d'autres batailles eurent lieu entre les deux armées. Dans l'une de ces batailles, une énorme trompette, longue de 15 pieds, fut mentionnée comme l'un des nombreux instruments utilisés pour motiver les soldats à charger avec enthousiasme. Dans ces batailles, les Mongols furent victorieux. Cependant, le sultan continua de combattre les envahisseurs, mais il réalisa qu'il avait perdu 160 000 de ses hommes. C'était presque la moitié de son armée, et cela l'affaiblit tellement qu'il décida qu'il était inutile de résister aux Mongols dans des batailles ouvertes. Au lieu de cela, il envoya son armée dans différentes villes et forteresses de son royaume, leur donnant pour instruction de se défendre jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Le sultan, cependant, ne chercha pas à s'abriter de cette manière. Il choisit les soldats les plus actifs, les plus alertes et les mieux montés de et troupes et créa un escadron rapide. Avec ce escadron, il pouvait rapidement se rendre dans différentes parties du pays où son aide était le plus nécessaire. Gengis Khan était désormais prêt à attaquer les villes où les différentes divisions de l'armée du sultan s'étaient fortifiées. Sa première cible était Otrar, où les ambassadeurs et les marchands avaient été tués. Comme la ville n'était pas très grande, il décida d'envoyer 2 de ses jeunes fils avec un détachement approprié pour la capturer, au lieu d'y aller lui-même. Lui, avec son armée, marcha vers les villes de Samarcande et Boukhara. Ce étaient les principales villes de l'empire du sultan. Boukhara était une grande et belle ville. Elle était située dans un pays très fin et fertile, dans une position très favorable pour le commerce de l'époque. C'était également un centre majeur d'apprentissage, d'art et de sciences. La ville avait de multiples institutions offrant une éducation dans divers arts et sciences qui étaient populaires à cette époque. En conséquence, des étudiants de différentes parties de l'Asie occidentale affluaient vers la ville pour poursuivre leurs études. La ville était entourée d'un mur solide. En plus de cela, il y avait un autre mur, long de 30 000, encerclant les banlieues de la ville. Il y avait également des parcs et des jardins dans cette zone, où les gens pouvaient se divertir et les résidents riches avaient leurs villas. Gengis Khan et ses barbares impitoyables arrivaient pour attaquer et piller cette paisible ville d'industrie et de richesse. La première ville que les Mongols atteignirent sur leur marche vers Boukhara était appelée Zarnuk. À leur approche, un grand groupe se dirigea vers les murs, en criant. Les gens effrayés fermèrent rapidement les portes. Cependant, Gengis Khan envoya un officier leur dire que lui résister était inutile et les conseilla de se rendre immédiatement. Ils reçurent l'instruction de détruire leur forteresse et d'envoyer tous les jeunes hommes aptes au combat à Gengis Khan. L'officier suggéra également d'envoyer des cadeaux à Gengis Khan comme moyen de l'apaiser et de le convaincre d'épargner la ville. Les gens écoutèrent le conseil et ouvrirent les portes. Tous les jeunes hommes capables de combattre furent rassemblés et envoyés au camp mongol. Des hommes plus âgés de la ville les accompagnèrent, apportant les meilleurs cadeaux. Gengis Khan accepta les cadeaux, enrôla les jeunes hommes dans son armée et laissa les plus âgés partir en paix. Puis, il continua sa marche et poursuivit son chemin. Il arriva ensuite dans une ville appelée Nur. Un homme de Zarnuk a agi comme guide pour le détachement envoyé pour réclamer la présence de la ville. Nur était considérée comme une ville sacrée avec de nombreux lieux saints qui attiraient de nombreux pèlerins et dévots. Les habitants de Nur fermèrent les portes et refusèrent initialement de se rendre. Cependant, ils se rendirent compte finalement que résister était futile. Alors ils ouvrirent les portes et laissèrent entrer les Mongols. Gengis Khan, pour punir les habitants pour leur simple pensée de lui résister, mit de côté un approvisionnement en bétail et d'autres provisions pour les empêcher de mourir de faim. Il permit ensuite à ses soldats de se partager les biens restants trouvés dans la ville comme butin. L'armée arriva sur la grande plaine où se trouvait Boukhara et y établit son camp. Boukhara était une ville très grande et peuplée,
comme en témoignait son mur extérieur long de 30 milles. Gengis Khan savait qu'il serait difficile et que cela prendrait du temps pour conquérir la ville. Cependant, il était déterminé à l'assiéger et à la capturer en raison de sa richesse et de son importance, ainsi que de la croyance que le sultan était à l'intérieur avec son trésor. Cependant, c'était une erreur. Le sultan n'était pas là. Il y était allé initialement et avait emporté ses trésors les plus précieux avec lui. Mais avant que Gengis Khan n'arrive, il s'était secrètement déplacé à Samarcande, pensant qu'il serait plus en sécurité là-bas. En réalité, le sultan commençait à se sentir très découragé. Outre d'autres événements qui perturbèrent son esprit, certaines lettres furent trouvées et lui furent apportées, comme si elles avaient été interceptées. 16 lettres contenaient des informations sur un complot parmi ses officiers pour l'abandonner et rejoindre le camp de Gengis Khan. Les lettres n'étaient pas signées, et le sultan ne put découvrir qui les avait écrites, mais le complot présumé qu'elles révélaient le rendit anxieux et affligé. C'était juste un faux complot à la fin, car les lettres avaient été écrites par un homme dans le camp de Gengis Khan, avec la permission ou l'accord de Gengis Khan. Cet homme avait été autrefois un fidèle de Mohammed et avait travaillé pour le sultan auparavant. Cependant, le sultan avait tué son père et ses frères pour un prétendu méfait. Cela l'avait tellement enragé qu'il avait quitté le sultan et rejoint Gengis Khan. Maintenant, il était déterminé à causer autant de tort que possible à son ancien souverain. Sa connaissance détaillée des personnes et des choses liées à la cour et à l'armée du sultan lui permettait d'écrire ces lettres d'une manière qui trompait complètement le sultan. C'était déjà le milieu de l'été lorsque l'armée de Gengis Khan attaqua Bukhara. Il leur fallut jusqu'au printemps suivant pour percer le mur extérieur fortement fortifié et conquérir la ville. Une fois le mur franchi, les Mongols détruisirent les faubourgs de la ville, ruinèrent les jardins et les terrains, et pillèrent les villas. Ils encerclèrent ensuite le mur intérieur et commencèrent le siège proprement dit de la ville. Le sultan avait laissé 3 de ses meilleurs généraux en charge de la ville. Au lieu d'attendre que Gengis Khan attaque les murs, ces généraux décidèrent de lancer une attaque surprise sur les assiégeants depuis les portes. Ils attaquèrent les Mongols alors qu'ils s'y attendaient le moins, pendant la nuit. Malheureusement, leur plan échoua et ils furent repoussés dans la ville, subissant de lourdes pertes. Les généraux avaient décidé de prendre un grand risque avec cette tentative désespérée. En cas d'échec, ils prévoyaient de quitter immédiatement la ville. Ainsi, lorsqu'ils furent repoussés dans la ville par un ensemble de portes, ils marchèrent droit devant et sortirent par l'autre ensemble de portes. Ils espéraient qu'en battant en retraite de cette manière, ils pourraient se sauver eux-mêmes et la garnison, et éventuellement retrouver le sultan. Ils partirent initialement vers le sud depuis la ville en direction du fleuve Amour. Les généraux emmenèrent leurs familles et celles des principaux officiers de la garnison avec eux. La nuit était sombre et ils réussirent à quitter la ville sans être observés. Cependant, le matin, tout fut découvert et Gengis Khan envoya un détachement puissant de troupes bien montées à leur poursuite. 6 troupes, après environ une journée de chasse, rattrapèrent la garnison en fuite près de la rivière. Il n'y avait pas d'issue pour les pauvres fugitifs, et les Mongols impitoyables tuèrent presque tous en les piétinant avec les sabots de leurs chevaux et en les coupant en morceaux avec leurs épées. Pendant que ce groupe poursuivait les soldats, Gengis Khan réalisa qu'il n'y avait plus de troupes dans la ville pour la défendre et que tout y était en complet chaos. Il décida de lancer une attaque finale. Cependant, alors que ses hommes préparaient les armes pour abattre les murs, une procession d'officiels, de leaders religieux et de nombreux citoyens importants sortit de l'une des portes. Ils portaient les clés de la ville et les offrirent à Gengis Khan comme signe de reddition, le suppliant d'épargner leur vie. L'empereur obtint les clés et dit aux citoyens qu'il épargnerait leur vie s'ils lui remettaient les soldats du sultan cachés dans la ville. Il leur demanda également de capturer et de lui livrer tout citoyen suspecté d'être loyal au sultan. Les citoyens promirent de le faire et prêtèrent un serment solennel. Les soldats qui restèrent dans la ville ne furent pas livrés. Ils allèrent principalement au château, qui était comme une forteresse,
et suivirent les ordres du gouverneur du château. C'était un homme fort et déterminé qui disait qu'il ne se rendrait jamais. Il y avait beaucoup de jeunes hommes de la ville, fils de citoyens importants, qui se rendirent également au château et étaient déterminés à ne pas se rendre aux conquérants. Après que Gengis Khan ait obtenu les clés de la ville, il ouvrit les portes et 16 troupes entrèrent et prirent le contrôle. Il avait promis aux citoyens que ces soldats épargneraient leur vie et ne pilleraient pas leurs maisons si les magistrats remettaient pacifiquement les approvisionnements alimentaires publics pour son armée. Il demanda également à quiconque ayant caché de l'or, de l'argent ou d'autres trésors de les restituer ou de révéler leur cachette. Les gens acceptèrent de tenir ces promesses. Après être arrivés dans la ville, Gengis Khan parcourut les rues à cheval avec ses gardes. Ils entrèrent dans un grand et beau bâtiment aux portes larges. 6 troupes et d'autres soldats le suivirent à l'intérieur. Certains magistrats de la ville l'accompagnaient également lors de sa visite de la ville. Après que tous les invités soient entrés dans le bâtiment, Gengis Khan regarda autour de lui et demanda sarcastiquement si c'était le palais du sultan. Ils répondirent « Non, monseigneur, c'est la maison de Dieu. » Le bâtiment était une mosquée. Entendant cela, Gengis Khan descendit de son cheval et s'approcha d'un lieu sacré où les prêtres s'asseyaient habituellement. Il manqua de respect en se dirigeant vers les prêtres et prit la copie du Coran qui était là, la jetant sous les pieds des chevaux. Il procéda à plusieurs actes de profanation. Cela incluait de permettre à ces soldats d'apporter des provisions dans le temple et de manger et de boire là, en ignorant complètement sa sacralité et les sentiments des habitants de la ville. Ces actions offensèrent grandement les habitants de la ville. Quelques jours plus tard, Gengis Khan rassembla tous les officiels et citoyens importants de la ville. Il se tint sur une plateforme surélevée et prononça un discours. Il commença par louer Dieu et déclara qu'il croyait être favorisé par lui. Pour étayer cette affirmation, il énuméra les victoires qu'il avait remportées, qu'il attribua à l'assistance divine. Il critiqua ensuite les actions trompeuses du sultan, l'accusant d'avoir conclu un traité de paix, puis de l'avoir trahi en tuant les commerçants et diplomates de Gengis Khan. Il affirma que le sultan était un terrible dirigeant et que Dieu lui avait confié la tâche d'éliminer de tels dirigeants cruels. À la fin, il promit de leur épargner la vie et d'empêcher ses soldats de prendre leurs biens s'ils remettaient volontairement tout leur argent et leurs possessions de valeur. Cependant, si quelqu'un refusait de se conformer ou de révéler l'emplacement de leurs trésors, il utiliserait la torture pour les forcer à avouer. Les pauvres gens de la ville, sachant qu'ils étaient complètement sous le contrôle des terribles groupes qui avaient pris la ville, n'ont rien tenté de cacher. Ils révélèrent leurs trésors cachés et offrirent même leurs biens aux conquérants s'ils les voulaient. Ils étaient uniquement préoccupés par la sauvegarde de leur maison et de leur vie si possible. Gengis Khan semblait initialement satisfait de leur obéissance, mais finalement, il prétendit avoir entendu parler de soldats cachés et fut irrité par la résistance de la citadelle. En conséquence, il ordonna que la ville soit incendiée. Comme la plupart des bâtiments étaient en bois, le feu se propagea rapidement et causa d'énormes destructions. De nombreuses personnes moururent dans les flammes, tandis que d'autres souffrirent grandement du manque de ressources et d'exposition. Après la reddition de la citadelle, de manière surprenante, Gengis Khan épargna la vie du gouverneur et des soldats, malgré les attentes d'un massacre. La forteresse fut détruite, ainsi que la ville et tout ce qui s'y trouvait. Tout se transforma en un tas de restes brûlés. Les biens volés aux résidents furent donnés aux soldats mongols, tandis que les gens eux-mêmes se dispersèrent, errant à proximité sans domicile. Malheureusement, ils moururent finalement de faim et de désespoir. Quelle est la différence entre un conquérant comme celui-ci et le chef d'un groupe de pirates ou de voleurs, si ce n'est l'ampleur à laquelle il commet ses crimes? Gengis Khan fut ravi de la capture de Bukhara. Sa joie augmenta encore lorsqu'il reçut des nouvelles des 2 princes qu'il avait envoyés assiéger Otrar, confirmant la capture réussie de la ville. Ils rapportèrent également qu'ils avaient capturé et tué le gouverneur d'Otrar, l'officier qui avait traîtreusement tué les ambassadeurs et les marchands. Le nom du gouverneur était Gayer Khan. Le sultan savait que Gengis Khan attaquerait probablement Otrar.
Il laissa donc 50 000 soldats pour défendre la ville. Plus tard, il envoya 10 000 soldats supplémentaires, dirigés par le général Karyaka. Avec CES soldats, le gouverneur se barricada dans la ville. Il savait que s'il se rendait ou était capturé, il ne recevrait aucune clémence. En conséquence, il prit des mesures pour renforcer les défenses et acquérir une ample provision de provisions. Il était déterminé à combattre jusqu'à la toute fin. Le capitaine de la garde venu l'aider n'avait pas la même motivation pour défendre obstinément la ville. Cette différence dans les circonstances des commandants posa des problèmes à la fin, comme nous le verrons bientôt. Les princes mongols commencèrent à attaquer Otrar en remplissant les fossés autour du mur extérieur de la ville où ils voulaient placer leurs béliers pour briser les murs. Les défenseurs de la ville leur rendaient la tâche difficile en lançant des attaques soudaines la nuit, en grand nombre et avec une intense fureur. Ils parvenaient souvent à détruire certaines des machines ou à les incendier avant d'être repoussés dans la ville. Cela continua pendant un moment jusqu'à ce que, finalement, les princes mongols se découragent. Ils envoyèrent un message à leur père, qui assiégeait alors Boukhara, l'informant de la forte défense mise en place par la garnison d'Otrar. Ils demandèrent sa permission de transformer le siège en blocus. Cela signifiait qu'ils se retireraient de la proximité immédiate des murs et se concentreraient sur l'encerclement de la ville de tous les côtés. Leur objectif était d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir jusqu'à ce que la ville manque de provisions et que la garnison se rende par famine. De cette manière, ils disaient « La vie d'un grand nombre de troupes serait sauvée ». Mais leur père leur dit de ne pas faire cela, mais de continuer et d'entrer dans la ville de force, quel que soit le nombre d'hommes tués. Ainsi, les princes recommencèrent avec un enthousiasme renouvelé. Avec une énergie intense, ils redoublèrent d'efforts. En moins d'un mois, ils détruisirent le mur extérieur et les défenses des assiégés qui étaient destinés à la protection. Les tours furent détruites, les remparts furent ébranlés et de nombreuses ouvertures furent créées par lesquelles les attaquants pouvaient potentiellement entrer dans la ville à tout moment. Par conséquent, les assiégés furent forcés de quitter les murs extérieurs et de se replier vers les lignes intérieures. Les Mongols prirent le contrôle de la périphérie. Ils pillèrent tout ce qu'ils pouvaient utiliser et détruisirent tout le reste avant de passer à l'attaque des défenses intérieures. La bataille entre les attaquants et les défenseurs s'intensifia. Les défenseurs tinrent bon pendant 5 mois, utilisant diverses méthodes pour se protéger depuis les murs. Ils lancèrent également de féroces contre-attaques pour détruire les machines des Mongols et tuer leurs soldats. Finalement, Karyakas, le capitaine de la garde, qui avait été envoyé pour aider le gouverneur à défendre la ville, commença à croire qu'il était temps d'arrêter les tueries et de rendre la ville. Cependant, le gouverneur, conscient qu'il serait certainement exécuté s'il était capturé par l'ennemi, refusa d'envisager une telle proposition. Il réussit également à inciter une forte haine envers les Mongols parmi les habitants et les soldats de la ville. Il les dépeignit comme des infidèles extrêmement méchants qui étaient des ennemis de Dieu et de l'humanité. Pour cette raison, ils décidèrent tous de ne pas se rendre. Karyakas se trouva alors suspecté et méfié dans la ville et la garnison parce qu'il avait proposé de se rendre. Se sentant en danger, il décida de faire une paix séparée en partant secrètement la nuit et en se rendant au prince. Il croyait qu'en faisant cela et en donnant aux Mongols le contrôle de la porte que ses troupes utiliseraient pour partir, il pourrait sauver sa vie et potentiellement rejoindre le service de Gengis Khan. Mais il se trompait. Les princes dirent que si un homme trahissait ses compatriotes, il les trahirait également s'il en avait l'occasion. Ils ordonnèrent donc qu'il soit tué, lui et ses officiers, et que les hommes soient partagés parmi les soldats comme esclaves. Ils prirent toujours le contrôle de la porte par laquelle les déserteurs étaient sortis, leur permettant d'entrer dans la ville. Le gouverneur s'échappa au château avec tous les hommes qu'il put rassembler et s'y barricada. Pendant 1 mois, il combattit avec acharnement, menant ses hommes dans des attaques fréquentes et employant tous les actes de bravoure possibles pour frustrer et repousser les attaquants. Cependant, tous les efforts furent vains. À la fin, les murs du château furent gravement endommagés par les armes attaquantes. Finalement,
les Mongols lancèrent un assaut féroce et coordonné de tous côtés, réussissant à pénétrer. Cela conduisit à des scènes horrifiantes de violence et de dévastation, car ils tuèrent sans merci tous les soldats qu'ils rencontraient. Les soldats se défendirent jusqu'à la fin. Certaines personnes cherchèrent refuge dans des cours et des ruelles étroites, ainsi que sur les toits des maisons. Le château était si grand qu'il ressemblait à une petite ville. Ils combattirent avec une grande détermination jusqu'à ce qu'ils soient abattus par les flèches des Mongols. Le gouverneur, accompagné de 2 hommes, se tenait sur la terrasse de son palais. Il refusa de se rendre et continua de combattre avec acharnement, prêt à tuer quiconque s'approchait de lui. Sa femme resta à ses côtés, lui apportant soutien et encouragement. Gengis Khan avait ordonné au prince de ne pas tuer le gouverneur, mais de le capturer vivant. Il voulait s'occuper personnellement de lui. Ainsi, les soldats qui tentèrent de le capturer sur la terrasse furent prudents de ne pas tirer leurs flèches sur lui, mais uniquement sur ses compagnons. Pendant qu'ils faisaient cela, de nombreux soldats furent tués par les flèches tirées par le gouverneur et ses 2 amis qui se défendaient. Après un certain temps, les 2 hommes furent tués, mais le gouverneur resta en vie. Cependant, personne ne pouvait l'approcher. Ceux qui tentèrent furent abattus et retombèrent parmi leurs compagnons en bas. La femme du gouverneur lui fournissait des flèches aussi rapidement qu'il pouvait les utiliser. Finalement, toutes les flèches furent épuisées. Elle lui fournit alors des pierres qu'il lançait sur ses assaillants alors qu'ils tentaient de grimper vers lui. Finalement, tant d'entre eux grimpèrent ensemble que le gouverneur ne put les repousser tous, et il fut finalement encerclé, capturé et immédiatement mis en chaîne. Les princes informèrent rapidement leur père qu'ils avaient capturé la ville et avaient le gouverneur comme prisonnier. On leur donna ensuite l'instruction de l'amener à Bukhara. Cependant, en chemin, ils reçurent un autre ordre d'exécuter le prisonnier, ce qui fut promptement exécuté. Le sort de sa courageuse et dévouée épouse n'a jamais été connu. Chapitre 11. La fin tragique d'un sultan et la chute d'un empire. Après la chute de Bukhara et d'Otrar, Gengis Khan et les Mongols se sont battus férocement pendant 2 ans. Le sultan a été poursuivi sans relâche et finalement vaincu par ses ennemis. Au prochain chapitre, il sera révélé qu'il a connu un sort tragique. Pendant les 2 années de guerre menées par Gengis Khan contre lui, de nombreux événements se sont produits qui ont montré les méthodes de guerre utilisées à l'époque et les difficultés que la population générale a subies. Ces difficultés résultaient des conflits brutaux entre les dirigeants concurrents qui luttaient pour le droit de les gouverner. Il était une fois, Gengis Khan envoya son fils Jugi avec un grand groupe de soldats attaquer et capturer une ville appelée Saganak. Lorsque Jugi arriva à la ville, il envoya un drapeau de trêve pour demander aux gens de se rendre. Il promit de bien les traiter s'ils acceptaient de se rendre. La personne portant le drapeau s'appelait Hassan et il était adepte de l'islam. Jugi croyait probablement que le message serait mieux reçu par les résidents de la ville s'il était transmis par quelqu'un de leur propre pays. Cependant, il fit une erreur significative en pensant ainsi. Au lieu d'être contents du messager parce qu'il était également adepte de l'islam, les gens devinrent très en colère contre lui. Ils le voyaient comme quelqu'un qui avait abandonné leurs croyances et les avait trahis. Malgré la promesse du gouverneur de garantir sa sécurité, le chaos écrasant rendit impossible pour le gouverneur de le protéger. En conséquence, l'homme malheureux fut attaqué et tué par la foule enragée. Jugi attaqua rapidement la ville avec toute sa force. Une fois qu'il en prit le contrôle, il tua sans merci tous les officiers et les soldats de la garnison. Il tua également environ la moitié des résidents pour venger son messager assassiné. Il fit également ériger un beau monument en sa mémoire sur la place principale de la ville. Jugi fut très sévère envers les gens de toute ville qui tentaient de résister. Mais ceux qui se rendaient tout de suite étaient quelque peu épargnés et maintenus en sécurité. Cela fit en sorte que de nombreuses villes abandonnèrent sans même essayer de se défendre. Dans un séas, les dirigeants et les personnes importantes d'une ville voyagèrent pendant 2 jours pour le rencontrer.
Ils apportèrent les clés de la ville et de nombreux présents précieux. Ils donnèrent tout au conquérant et supplièrent sa miséricorde. Il y avait une ville que la force de Jugi captura en utilisant une ruse ingénieuse. Un ingénieur, engagé pour examiner les fortifications, découvrit un endroit sur un côté de la ville où il y avait un fossé rempli d'eau à l'extérieur du mur. Cela rendait très difficile l'accès au mur de ce côté, de sorte que la garnison ne s'attendait pas à une attaque là. L'ingénieur suggéra un plan pour construire des ponts légers, que les soldats jetteraient sur le fossé la nuit, tout en détournant l'attention de la garnison ailleurs. Ensuite, ils utiliseraient des échelles pour escalader les murs et entrer dans la ville. Ce plan fut accepté. Les ponts et les échelles furent préparés et, lors de la nuit désignée, une fausse attaque fut lancée dans une autre partie de la ville. Les soldats furent appelés pour défendre contre une fausse attaque, laissant le mur sans défense. Les soldats placèrent alors les ponts sur le fossé et installèrent des échelles contre le mur. Avant que les soldats à l'intérieur de la ville ne réalisent ce qui se passait, l'ennemi était entré dans la ville par une des portes. L'ingénieur qui avait conçu le plan monta le premier par l'échelle. Mener la voie dans une telle escalade exigeait du courage et de la maîtrise de soi, car il faisait sombre et les grimpeurs ignoraient combien d'ennemis ils affronteraient en haut. Le prochain endroit que l'armée de Jugi atteignit était une ville paisible et magnifique. Elle abritait de nombreuses institutions éducatives et intellectuelles. C'était un endroit charmant, doté de fontaines, jardins et parcs agréables, incluant plusieurs zones de promenade publiques et privées agréables. Cet endroit s'appelait Tukat, et sa beauté et son charme étaient bien connus dans tout le pays. Tukat était plus un lieu de plaisir que de défense, mais elle avait un mur. Le gouverneur décida de la défendre et la garnison se battit vaillamment pendant 3 jours. Cependant, les machines des Mongols avaient causé de nombreuses brèches dans les murs, amenant le gouverneur à croire qu'ils allaient bientôt pénétrer. Il envoya un message à Jugi demandant les termes de la reddition, mais Jugi refusa de négocier. Il était trop tard. Le gouverneur aurait dû se rendre plus tôt. Ainsi, l'armée mongole envahit la ville et tua tous les soldats. Puis, Jugi ordonna à tous les habitants, hommes, femmes et enfants, de se rassembler à un certain endroit à l'extérieur des murs. Les gens étaient effrayés et pensaient qu'ils seraient tués. Cependant, ils réalisèrent plus tard que Jugi voulait qu'ils quittent leur maison afin que les soldats puissent facilement les piller. Après avoir été tenus éloignés de la ville pendant un moment, ils furent autorisés à revenir. Lorsqu'ils retournèrent dans leur maison, ils découvrirent que leur demeure avait été pillée et tout ce que les soldats pouvaient emporter avait été volé. Il y avait une autre ville grande et importante appelée Khojend. Elle était située à 200 ou 300 milles au nord de Samarcande, sur la rivière Seur, qui se jette dans le lac Aral. Le gouverneur de cette ville était Timur Melek. C'était un leader fort et une figure militaire très respectée, ayant servi comme l'un des principaux généraux de l'armée du sultan. Lorsque Timur entendit que Tukat était tombé, il pensa que sa ville de Khojend serait la prochaine cible de l'armée mongole. Par conséquent, il commença à préparer la défense. Il détruisit les routes menant à la ville et les ponts. Il fit également des stocks de nourriture pour soutenir les habitants pendant un long siège. De plus, il ordonna le retrait de l'excès de maïs, de fruits et de bétail de la région environnante, les stockant dans des endroits cachés loin pour empêcher l'ennemi de les obtenir. Jugi n'attaqua pas personnellement la ville, mais il envoya un grand groupe de soldats dirigés par le général Elak Nevian. Elak se dirigea vers la ville et commença ses opérations. La première tâche consistait à reconstruire un pont sur la rivière pour accéder à la ville de l'autre côté. Ensuite, il plaça de grandes machines à différents endroits le long de la ligne. Certaines de ces machines étaient utilisées pour démolir les murs, tandis que d'autres servaient à lancer des pierres, des fléchettes et des flèches par-dessus les murs pour repousser les défenseurs. Ces machines causaient des dommages importants. Celles utilisées pour détruire les murs étaient énormes et puissantes. Il était répandu que certaines d'entre elles pouvaient lancer des pierres aussi grosses que des meules par-dessus le mur. Timur Melek était également actif dans la défense de la ville. Il construisit des bateaux à fond plat,
qui pourraient être appelées batteries flottantes. 6 bateaux étaient utilisés pour lancer divers types de projectiles dans le camp ennemi. Les bateaux avaient un couvercle sur le dessus pour protéger les hommes et des sabords sur les côtés. Au lieu de boulets de canon et d'obus, ils lançaient des flèches, des fléchettes, des javelots et des pierres. Les bateaux étaient positionnés des 2 côtés supérieurs et inférieurs de la ville pour cibler efficacement les forces mongoles. Ils provoquaient des pertes significatives parmi l'ennemi et perturbaient leurs opérations. Pourtant, Elak persévérait. Il tentait d'encercler la ville aussi étroitement que possible, mais il y avait un grand marécage ou une jungle d'un côté qu'il ne pouvait pas protéger. Timur, cependant, recevait de nombreux renforts pour remplacer les hommes qui étaient tués sur les murs en utilisant cette route. En même temps, Elak continuait également à recevoir plus de soldats de la part du prince Jugi, qui était à proximité. Ainsi, le combat se poursuivait avec beaucoup de colère. Finalement, Timur eut une idée ingénieuse pour essayer de tromper son ennemi. Il y avait une petite île dans la rivière près des murs de la ville. Avant que le siège ne commence, Timur avait construit une forteresse sur l'île comme une sorte d'avant-poste et y avait stationné environ 1000 soldats. Pour distraire les Mongols de la ville elle-même, Timur envoya des hommes de la ville qui prétendaient être des déserteurs et se rendirent directement au camp mongol. Bien sûr, Elak les interrogea sur les défenses de la ville pour découvrir où étaient ses points faibles afin qu'ils puissent attaquer. Les prétendus déserteurs proposèrent une attaque sur la forteresse de l'île, affirmant qu'elle était vulnérable et pouvait être capturée facilement. Ils soulignèrent l'importance stratégique de la forteresse, expliquant que sa capture entraînerait la reddition de la ville. Cela est dû au fait que la forteresse avait un contrôle complet sur la région environnante. Ainsi, Elak déplaça ses principales machines sur la rive opposée à l'île et utilisa tous ses efforts et ses munitions pour tirer sur la forteresse. Cependant, la rivière était large et les murs de la forteresse étaient épais et hauts, donc il n'eut pas beaucoup d'impact. Finalement, il épuisa les pierres qui étaient utilisées comme boulets de canon à cette époque. Comme la ville était située dans une zone sans pierres, il dut envoyer quelqu'un pour obtenir plus de munitions d'un endroit situé à 10 ou 12 000 de distance. Tout cela prit beaucoup de temps, permettant à la garnison de se rétablir et de renforcer ses défenses. Les opérations de siège furent principalement mises en pause pendant que les soldats rassemblaient plus de pierres. Toutes les troupes disponibles étaient occupées à les transporter. Finalement, une grande quantité de pierres fut collectée. Cependant, le général mongol changea son plan. Au lieu de lancer les pierres depuis ses machines vers la forteresse sur l'île, qui s'était avérée hors de portée, il décida de construire une jetée dans la rivière vers celle-ci. Cela lui permettrait de positionner ses machines plus près des murs, augmentant leurs chances de causer des dommages. Il ordonna à ses hommes de préparer des fagots de bois, des radeaux et des fascines. 6 pierres seraient chargées et coulées dans la rivière pour créer une fondation pour la berge proposée. Les hommes porteraient les pierres à la berge à la main. Ensuite, les cavaliers attendant au bord prendraient les pierres et les placeraient sur la selle de leurs chevaux. Ils chevaucheraient jusqu'à l'emplacement désigné et y déposeraient les pierres. Après cela, ils retourneraient en chercher d'autres. Cela leur permettait de travailler sur différentes parties de la jetée simultanément. Certains hommes travaillaient à construire l'extrémité de la jetée qui se connectait à la rive, tandis que les cavaliers posaient les fondations au milieu du cours d'eau. La tâche des cavaliers était extrêmement difficile et risquée en raison de la présence de trous dans le lit sablonneux de la rivière, les faisant constamment s'enfoncer. De plus, les soldats sur les murs entravaient activement le travail en tirant des flèches, des javelots, des pierres et des projectiles enflammés sur les ouvriers. Les Mongols, cependant, continuaient malgré l'opposition de la garnison. Ils progressaient dans la construction de la digue, et Timur réalisait qu'ils allaient bientôt avoir une position forte contre laquelle ils ne pourraient pas défendre. Il décida d'essayer de s'échapper en embarquant sur ses bateaux avec ses hommes et en naviguant sur la rivière la nuit. Pour se préparer à cette tâche, il fit secrètement construire des bateaux supplémentaires par ses hommes. Il finit par avoir plus de 70 bateaux au total.
6 bateaux étaient cachés dans divers endroits le long de la rivière jusqu'à ce qu'ils soient tous prêts. Chaque bateau était recouvert d'une lourde bâche en feutre mouillé qui était ensuite enduite d'argile et de vinaigre. Cette couverture servait à protéger les hommes des projectiles et à empêcher les bateaux de prendre feu. Il y avait un problème avec l'évasion des bateaux qui devait être résolu au préalable. C'était un pont construit par les Mongols à travers la rivière, juste en dessous de la ville, lorsqu'ils étaient venus l'assiéger pour la première fois. Pour détruire le pont, Timur lança une attaque surprise sur les hommes qui le gardaient une nuit, après s'être faufilé hors de l'une des portes. En même temps, il envoya plusieurs grands bateaux à fond plat remplis de matériaux inflammables comme du goudron et du naphte. 6 matériaux furent allumés avant que les bateaux ne soient lancés. Alors que les bateaux descendaient la rivière et heurtaient le pont, il mettait le feu aux piliers et aux poteaux qui le soutenaient. Le garde, occupé par le groupe sorti de la ville, ne put pas aller éteindre les flammes. En conséquence, le pont fut détruit. Une fois le chemin libre, Timur Melek ne perdit pas de temps. Lui et sa famille, ainsi que la majeure partie de son armée, montèrent discrètement dans les bateaux la nuit. Sans que les Mongols ne s'en rendent compte, les bateaux furent rapidement lancés et envoyés en aval, ne laissant aucune trace du groupe au matin. Peu après, le général mongol apprit que sa cible s'était échappée. Il dépêcha rapidement un groupe de soldats pour traquer les fugitifs le long de la rive sud de la rivière. Les soldats les rattrapèrent, et une féroce bataille eut lieu entre les cavaliers mongols le long des rives et les hommes dans les bateaux. Les hommes dans les bateaux restèrent près de la rive nord. Parfois, lorsque le cours d'eau était étroit ou qu'il y avait un point rocheux sur la rive nord, la bataille devenait intense et violente. Les Mongols montèrent leurs chevaux dans l'eau pour approcher les bateaux et lancèrent des attaques avec des flèches, des javelots et des dards enflammés. Pendant ce temps, les musulmans se défendaient depuis leurs fenêtres ou leurs sabords. Les choses continuèrent ainsi pendant un moment, jusqu'à ce que les bateaux atteignent une partie de la rivière où l'eau était très peu profonde à cause des bancs de sable et des hauts fonds, ce qui fit que les bateaux s'ensablèrent. Timur n'eut d'autre choix que d'abandonner les bateaux et de s'échapper vers la terre avec ses hommes. Il réussit à le faire et, une fois qu'ils atteignirent la rive, il organisa ses hommes sur un terrain plus élevé avant qu'Elak ne puisse rassembler assez d'hommes pour l'attaquer. Lorsque les Mongols l'attaquèrent finalement, il les repoussa initialement, mais il dut se retirer peu après. Naturellement, il fut étroitement poursuivi par les Mongols. 6 soldats diminuèrent rapidement en nombre, certains étant tués et d'autres se séparant du groupe principal pendant l'évasion chaotique. Finalement, Timur se retrouva presque complètement seul. Finalement, il allait être capturé. 3 Mongols le poursuivaient de près. Il se retourna et tira une flèche sur le premier poursuivant. La flèche atteignit le Mongol à l'œil. L'homme blessé souffrait tellement que les 2 autres s'arrêtèrent pour l'aider, donnant à Timur une chance de s'échapper. Après avoir affronté d'autres situations périlleuses, il atteignit finalement le camp du sultan. Le sultan l'accueillit avec grande joie, loua son esprit intrépide et le nomma gouverneur d'une autre ville. Pendant ce temps, certains des bateaux qui avaient été laissés derrière par les soldats furent récupérés par les hommes responsables d'eux. Un bateau en particulier transportait la famille de Timur et les achemina en toute sécurité le long de la rivière vers un lieu sûr. La ville de Khojend, d'où Timur et ses hommes s'étaient enfuis, était désormais sans défense et se rendit le lendemain aux Mongols. Pendant que Juji et les autres généraux causaient des dommages significatifs au pays avec leurs détachements et capturaient de petites villes et forteresses, Gengis Khan lui-même avait avancé vers Samarcande avec l'armée principale. Il poursuivait le sultan, qu'il croyait avoir trouvé refuge là-bas. Samarcande était la capitale du pays, et, tout comme maintenant, c'était une grande et célèbre ville. Outre le sultan, que Gengis Khan poursuivait, il y avait 2 dames importantes qu'il voulait capturer. La première dame était la sultane et la seconde était la reine-mère. La reine-mère était une dame très distinguée. Elle était bien connue du temps où son mari, l'ancien sultan, était vivant.
Les gens l'admiraient pour son savoir, sa piété, sa bonté et son caractère globalement excellent. Elle avait une grande influence dans tout le royaume. À certains moments de sa vie, elle détenait un pouvoir politique significatif et était autrefois connue sous le nom de protectrice de la foi du monde. Elle utilisait généralement son pouvoir avec sagesse et au bénéfice des autres. Elle était juste dans la délivrance de la justice, protégeait les vulnérables et prévenait les abus de pouvoir. Elle écoutait attentivement tous les Seah qui lui étaient soumis et prenait la plupart du temps des décisions justes. Cependant, elle était également stricte et sévère, ce qui est souvent le Seah lorsqu'un dirigeant se voit confier un pouvoir sans contrôle. Lorsqu'elle jugeait cela nécessaire pour des raisons politiques, elle pouvait être impitoyable. Son nom était Khatun. Khatun n'était plus à Samarcande. Elle était à Kharazm, une ville où se trouvait la cour. Elle y vivait tranquillement depuis la mort de son mari, le père du sultan actuel. Samarcande elle-même était une magnifique ville, entourée d'une double muraille. Le mur extérieur entourait toute la ville, tandis que le mur intérieur protégeait la mosquée, le palais du sultan et d'autres bâtiments publics. Ces murs étaient plus solides et mieux construits que ceux de Boukhara. Le mur extérieur avait 12 portes en fer. 6 portes étaient espacées d'une lieue l'une de l'autre. Le long du mur, il y avait des forts tous les 2 lieues, capables d'accueillir un grand nombre de soldats. Les murs étaient fortifiés avec des créneaux et des tours, offrant un abri aux défenseurs. Ils étaient également entourés par un large et profond fossé, empêchant les ennemis de s'approcher trop près pour les saper ou les détruire. La ville disposait d'un excellent système d'approvisionnement en eau. L'eau était amenée d'un cours d'eau par des tuyaux de plomb et distribuée dans chaque partie de la ville. Chaque grande rue avait un petit cours d'eau qui la traversait, et chaque maison avait une fontaine dans la cour ou le jardin. De plus, il y avait une colline sur une place publique ou dans un parc où l'eau jaillissait au centre et s'écoulait en petits ruisseaux et cascades de tous côtés. Les portes et les tours mentionnées précédemment faisaient partie du mur extérieur. Au-delà, il y avait de nombreux champs, jardins, vergers et terrains bien entretenus. 6 zones produisaient divers fruits qui étaient exportés par les marchands vers les pays voisins. La ville elle-même était principalement cachée de la vue en raison de la présence de CS jardins et vergers. Seuls les minarets et certains des toits plus hauts des maisons pouvaient être vus, dépassant de la canopée des arbres. De nombreuses personnes venaient à Samarcande des régions environnantes pour chercher refuge et protection lorsqu'elles entendaient que Gengis Khan arrivait. La ville était presque débordante. Le sultan avait également envoyé plus de 100 000 troupes et 30 généraux pour défendre la ville. Il y avait aussi 20 grands éléphants amenés avec l'armée pour être utilisés à diverses tâches pendant le siège. Au lieu d'entrer immédiatement dans la ville, l'armée établit un camp autour. Ils fortifièrent leur position en creusant un profond fossé et en utilisant la terre du fossé pour construire un retranchement pour se défendre contre les Mongols. Mais lorsque Gengis Khan arriva, ils furent rapidement chassés de cet endroit et durent chercher refuge à l'intérieur des murs de la ville. Ils se défendirent avec une grande force et détermination, rendant très difficile pour Gengis Khan de capturer la ville. Cependant, des désaccords parmi les gens à l'intérieur des murs facilitèrent sa tâche. Les marchands riches et autres individus prospères de la ville croyaient que les Mongols finiraient par conquérir l'endroit. Ils décidèrent qu'il valait mieux se rendre maintenant tant qu'ils avaient encore un certain pouvoir de négociation pour discuter des termes qui pourraient sauver leur vie et, éventuellement, leurs biens. Mais les généraux refusèrent de considérer une telle proposition. Ils avaient été envoyés par le sultan pour protéger la ville, et ils croyaient avoir le devoir de se battre pour sa défense jusqu'à la fin. Le désaccord dans la ville devenait de plus en plus violent chaque jour. Finalement, le parti des résidents devint fort et décida de prendre le contrôle de l'une des portes. Ils envoyèrent ensuite un grand groupe de prêtres, de magistrats et de citoyens importants à Gengis Khan. Ils portaient les clés de la ville et proposèrent de les lui remettre s'il épargnait la garnison et les résidents. Cependant, Gengis Khan refusa de négocier avec quiconque sauf ceux qui étaient de son côté et prêts à se rendre. Il ne fit aucune promesse aux généraux et aux soldats de la garnison.
La députation se rendit et Gengis Khan entra dans la ville. Les gens furent épargnés, mais les soldats furent tués là où ils se trouvaient. Beaucoup d'entre eux moururent dans les rues. Cependant, un groupe d'entre eux, mené par le gouverneur, se retira vers le mur intérieur et combattit désespérément pendant 4 jours. Réalisant qu'ils n'avaient aucun espoir et qu'ils ne recevraient pas de clémence de la part des Mongols, ils décidèrent de lancer une attaque audacieuse et d'essayer de percer les lignes ennemies. Le gouverneur mena un groupe de 1000 cavaliers et, de manière inattendue, chargea à travers le camp alors que les Mongols n'étaient pas préparés, s'échappant dans la campagne ouverte. Tous les soldats restants dans la ville furent immédiatement tués. Pendant ce temps, le sultan, réalisant que sa situation s'aggravait, se déplaçait d'une province à l'autre avec une grande force, essayant désespérément de trouver un endroit sûr. Il avait de nombreux fils, dont 2 nommés Jalaloddin et Kotboddin. Jalaloddin était l'aîné et aurait dû devenir le successeur de son père. Cependant, la reine-mère, Khatun, ne l'aimait pas et convainquit le sultan de retirer Jalaloddin et de le remplacer par Kotboddin, qui était son favori. Le sultan avait d'autres fils qui étaient gouverneurs dans différentes provinces. Il fuyait d'une province à l'autre, cherchant un endroit sûr où se cacher. Mais il n'en trouva aucun. Les soldats mongols le poursuivaient sans relâche, causant la diminution de son groupe en nombre. Ainsi, il se sentait complètement désespéré. Finalement, lors d'une brève visite dans l'une des villes, il donna 10 coffres scellés avec le sceau royal à un officier nommé Omar, qui était en charge de sa maison. Il instruisit Omar de prendre secrètement les coffres à une forteresse lointaine et de les y verrouiller, sans laisser personne savoir à ce sujet. 6 coffres contenaient les joyaux du roi, et ils étaient extrêmement précieux. Par la suite, l'un de ses fils le rejoignit avec une grande force. Cependant, un grand groupe de Mongols arriva peu après et vainquit les troupes du sultan lors d'une bataille féroce. Les troupes se dispersèrent dans toutes les directions et le sultan dut de nouveau fuir, avec seulement quelques officiers restant proches de lui. Finalement, ils parvinrent à atteindre une ville isolée près de la mer Caspienne, où ils espéraient se cacher. Sa force était épuisée, et il se sentait très triste et troublé. Il passait son temps à aller à la mosquée et à prier Dieu, demandant de l'aide pour le sauver de la ruine complète. Il reconnaissait ses erreurs et promettait de changer ses manières si Dieu le sauvait de ses ennemis et le ramenait au pouvoir. Finalement, le groupe de Mongols qui le poursuivait dans cette région reçut des informations d'un fermier local sur sa localisation. Un jour, alors qu'il priait dans la mosquée, on lui annonça que les Mongols approchaient. Il quitta précipitamment la mosquée et, avec l'aide de quelques amis, se dirigea vers le rivage et monta à bord d'un bateau. Il prévoyait de s'échapper par la mer, puisque toutes les routes terrestres étaient bloquées. Dès qu'il monta sur le bateau, les Mongols apparurent sur le rivage. Les hommes dans le bateau s'éloignèrent rapidement. Les Mongols, déçus et en colère, leur tirèrent des flèches. Heureusement, aucune des flèches n'atteignit le sultan, et il échappa bientôt à ses poursuivants. Le sultan gisait dans le bateau, presque incapable de bouger, complètement épuisé par la peur et la détresse qu'il avait éprouvée. Il commença également à ressentir une douleur intense dans la poitrine et le côté, qui s'aggrava et lui rendit difficile la respiration. Les hommes avec lui dans le bateau se rendirent compte qu'il était gravement malade. Alors ils se dirigèrent vers une petite île appelée Abiskun, située près du coin sud-est de la mer. Là, ils installèrent une tente et préparèrent un lit pour le souverain malade. Ils envoyèrent également un messager à terre pour amener secrètement un médecin. Le médecin fit tout ce qu'il pouvait, mais il était trop tard. L'enflure et la douleur disparurent après un moment, mais il était clair que l'état du patient s'aggravait et qu'il allait mourir. Il se trouva que le fils du sultan, Jalaloddin, qui avait été écarté au profit de son frère Kotboddin, était sur le continent non loin de l'île à ce moment-là. Il reçut des nouvelles de l'état de son père et se rendit promptement sur l'île, accompagné de 2 de ses frères. Ils durent gérer l'affaire discrètement pour éviter d'alerter les Mongols. Lors de l'arrivée de Jalaloddin,
Le sultan fut très heureux de le voir et annula le décret qu'il avait exclu de la ligne de succession. Le sultan dit « Mon fils, tu es celui parmi tous mes enfants qui est le mieux capable de chercher vengeance contre les Mongols. Par conséquent, je révoque l'acte que j'avais précédemment exécuté à la demande de la reine, ma mère, en faveur de Kotbodin. » Il choisit alors sérieusement Jalal-od-Din comme son successeur et ordonna aux autres princes d'être obéissants et loyaux envers lui comme leur souverain. Il lui remit également officiellement son épée comme symbole et signe de l'autorité suprême qu'il lui conférait. Peu après, le sultan mourut. Les serviteurs enterrèrent le corps en secret sur l'île car ils craignaient les Mongols. Avant l'enterrement, le corps fut soigneusement lavé, suivant la pratique coutumière. Ensuite, ils habillèrent le corps avec une partie des mêmes vêtements que le sultan avait portés de son vivant, car aucun autre linceul n'était disponible. À la découverte de la mort de son fils, Khatun, la reine-mère, fut profondément affectée. Son désarroi s'intensifia lorsqu'elle apprit que Kotbodin, qu'elle favorisait, avait été remplacé par Jalal-od-Din. Elle éprouvait une forte antipathie pour Jalal-od-Din et croyait qu'il ressentait la même chose à son égard, ce qui alimentait encore plus sa colère. Elle était à Kharazm, la capitale à cette époque, où elle tenta de convaincre les officiers et les soldats à proximité de ne pas obéir à la décision du sultan. Elle les pressa de faire de Kotbodin leur souverain une fois de plus. Alors qu'elle planifiait ce complot, elle entendit que les Mongols approchaient de la ville. Khatun décida rapidement de s'échapper pour se sauver. On dit qu'elle avait 12 enfants avec elle à Kharazm, qui étaient les fils de différents princes régnant dans diverses parties de l'Empire ou de ses environs. 6 enfants étaient soit des otages, soit des captifs issus de soulèvements et de conflits. Ils étaient emprisonnés comme punition pour leur père. La reine-mère réalisa qu'elle ne pouvait pas emmener les enfants avec elle, alors elle décida de les faire tous tuer. Elle craignait que les Mongols, à leur arrivée, ne les libèrent. Une fois qu'elle eut quitté la ville, celle-ci devint très chaotique en raison des luttes de pouvoir entre les partis de Jalal-od-Din et de Kotbodin. Cependant, la reine, qui avait causé les troubles, ne se souciait pas du résultat. Sa seule préoccupation était de se protéger. Après de nombreux voyages et escapades, elle arriva finalement dans une région isolée de la campagne, le long de la côte sud de la mer Caspienne, nichée entre les montagnes et la mer. Là, elle chercha la sécurité dans un château ou une forteresse appelée Ilan, croyant qu'elle la protégerait de toute poursuite. Elle emporta avec elle ses précieux joyaux et autres trésors de valeur au château. Mais Gengis Khan avait des espions partout dans le pays et il découvrit bientôt où Khatun se cachait. Il envoya un message à un général mongol nommé Ube Nevian, qui dirigeait un groupe dans cette région, lui indiquant que Khatun était dans le château d'Ilan. Gengis Khan lui ordonna d'attaquer le château, quoi qu'il arrive, et de capturer Khatun pour la lui amener, qu'elle soit vivante ou morte. Ube se rendit rapidement au château. La reine-mère, cependant, savait qu'il arrivait, et les généraux avec elle lui dirent de s'enfuir. Ils dirent qu'ils la prendraient avec eux chez Jalal-od-Din et qu'ils la protégeraient. Mais elle refusa de considérer cette idée. Elle haïssait tellement Jalal-od-Din qu'elle ne se placerait même pas sous son contrôle pour sauver sa propre vie. Elle disait que même le pire traitement des Mongols serait mieux pour elle que la plus grande gentillesse de Jalal-od-Din. La forte aversion de Khatun pour Jalal-od-Din n'était pas due à des problèmes personnels avec lui. Au contraire, elle provenait d'une haine profonde et ancienne qu'elle nourrissait contre sa mère. Ainsi, Khatun refusa de se retirer du danger. Peu après, la horde de Mongols arriva et installa son camp devant les murs du château. Pendant 3 mois, Ube et ses Mongols tentèrent de percer les murs de la forteresse à l'aide de béliers et d'autres machines, mais ils échouèrent. La forteresse était trop solide. Finalement, Gengis Khan apprit la situation et leur ordonna de cesser de tenter de briser les murs. Au lieu de cela, il leur dit d'encercler la forteresse, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir. De cette manière, dit-il, la garnison finirait par se rendre à cause de la famine. Lorsque le gouverneur du château vit que Ube suivait l'ordre en prenant ses à disposition, il se sentit confiant.
Il avait suffisamment de nourriture stockée dans l'entrepôt et il y avait toujours beaucoup d'eau de pluie dans les montagnes pour fournir un approvisionnement en eau suffisant. Mais le gouverneur fit une erreur dans ses calculs concernant la pluie. Normalement, il pleuvait très souvent dans cette région. Cependant, lorsque la forteresse fut bloquée, il n'y eut aucune pluie pendant 3 semaines. Les habitants locaux croyaient que ce manque de pluie était une punition du ciel pour les crimes de la reine, y compris le meurtre d'enfants. C'était inhabituel car normalement, la pluie était si fréquente que les gens de cette région en dépendaient pour leur approvisionnement en eau et n'avaient jamais besoin de chercher des sources ou de creuser des puits. Les personnes à l'intérieur de la forteresse souffraient énormément car elles n'avaient pas assez d'eau. Beaucoup d'entre elles moururent dans de grandes souffrances. Finalement, ils commencèrent également à manquer de nourriture. Khatun n'eut d'autre choix que de laisser le gouverneur se rendre. Les Mongols capturèrent rapidement la reine et prirent le contrôle de ses biens précieux. Ils capturèrent également tous les généraux, dames et femmes qui étaient avec elle, ainsi que quelques-uns de ses arrière-petits-enfants qui l'avaient accompagnée. Toutes ces personnes furent envoyées à Gengis Khan sous haute surveillance. Gengis Khan garda la reine prisonnière pendant un moment et la traita très durement. Parfois, après avoir fini de manger, il la faisait amener dans sa tente juste pour l'insulter et se moquer d'elle. Pendant ces moments, il lui jetait des restes de nourriture de la table, comme si elle était un chien. Il prit tous ses enfants sauf un, qu'il laissa avec elle pendant un court moment pour la réconforter. Cependant, un jour, un officier vint et prit cet enfant alors qu'elle l'habillait et peignait ses cheveux. Ce fut le coup le plus dur qu'elle n'ait jamais subi, la laissant complètement dévastée et le cœur brisé. Certaines sources affirment qu'elle fut exécutée peu après cela. Cependant, d'autres sources suggèrent que Gengis Khan la garda captive pendant de nombreuses années. Gengis Khan la fit parader à travers les terres qu'elle avait autrefois gouvernées avec grand pouvoir et magnificence. Chapitre 12. La poursuite implacable de Gengis Khan, la bataille et l'évasion de Jalal-od-Din. Gengis Khan a poursuivi ses conquêtes réussies pendant plusieurs années. Il a étendu ses territoires dans la partie occidentale de l'Asie centrale, tandis que ses généraux faisaient de même dans la partie orientale. Il a conquis la majeure partie de la Perse, a voyagé autour de la mer Caspienne et a même atteint les frontières de l'Inde. Lors de cette expédition en Inde, il poursuivait Jalal-od-Din. Juste après la mort de son père, Jalal-od-Din a fait de son mieux pour rassembler une armée et continuer la guerre contre Gengis Khan. Au début, il a rencontré de nombreux obstacles et défis en raison des complots et des conspirations orchestrées par sa grand-mère en soutien à son frère Qutb-ud-Din. Ces actions ont entraîné des désaccords parmi son peuple. Finalement, en l'espace d'1 an, il a partiellement résolu ce conflit et a assemblé une armée. Bien qu'il manquât de force pour engager les Mongols dans une bataille à grande échelle, il perturbait constamment leur marche et entravait leurs efforts de manière significative. Gengis Khan envoyait occasionnellement de petits groupes de soldats pour le capturer. Bien qu'il ait subi des défaites dans ces batailles, il a réussi à s'échapper et à conserver certains de ses hommes avec lui. Cela lui a permis de continuer à se battre, bien que sa force diminuât. Finalement, il est devenu très découragé. Après une défaite significative par un détachement envoyé par Gengis Khan, lui et les troupes restantes se sont rendus à une forteresse dans les montagnes. Il informa le gouverneur que continuer la lutte semblait inutile et qu'il avait décidé de rester dans la forteresse et d'abandonner le combat dans le désespoir. Cependant, le gouverneur lui conseilla qu'il ne convenait pas à un prince, issu d'une famille renommée et portant une couronne splendide, de se sentir triste et de perdre espoir en raison de circonstances malheureuses. Le gouverneur suggéra qu'il devrait retourner sur le champ de bataille, rassembler une nouvelle armée et continuer à se battre jusqu'à la fin. Jalal-od-Din décida de suivre ce conseil et, après un court repos au château, il retourna au combat. Il travailla dur et parvint à rassembler environ 20 000 hommes. Bien que ce fût une petite force comparée à l'ennemi,
Cela suffisait pour permettre au prince d'entreprendre des opérations significatives. Jalal-od-Din commença à se sentir quelque peu encouragé à nouveau. Avec ses 20 000 hommes, il remporta également 1 ou 2 victoires, ce qui renforça encore son moral. Dans un cas, il défit avec succès une stratégie astucieuse conçue par le général mongol. Il semble que le groupe mongol envoyé pour confronter Jalal-od-Din dans cette situation n'était pas suffisamment puissant. Pour tromper Jalal-od-Din en lui faisant croire que leur force était plus grande qu'elle ne l'était, le général ordonna de remplir tous les chapeaux et manteaux de feutre de l'armée avec de la paille. 16 chapeaux et manteaux remplis furent ensuite placés sur les chevaux et les chameaux dans les bagages. Cela créa l'illusion d'une seconde ligne de réserve derrière les soldats réels. L'intention était de persuader Jalal-od-Din de se rendre sans engager le combat. Mais d'une manière ou d'une autre, Jalal-od-Din découvrit la supercherie. Et au lieu d'abandonner, il combattit les Mongols avec grande force et gagna. Il remporta une victoire décisive qui aurait pu marquer le début d'un tournant positif pour lui. Cependant, malheureusement, ces généraux commencèrent à se disputer sur la manière de diviser le butin. Il y avait un magnifique cheval arabe que 2 de ses principaux généraux voulaient posséder, et chacun le revendiquait. Le désaccord devint si intense que l'un des généraux frappa l'autre au visage avec son fouet. En conséquence, le différend devint mortel. Les 2 parties demandèrent l'aide de Jalal-od-Din. Il ne voulait pas se faire d'ennemis en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. Alors il essaya de trouver un terrain d'entente. Cependant, il ne réussit pas à le faire. L'un des généraux, profondément offensé, partit pendant la nuit, emmenant avec lui toutes les troupes sous son commandement. Jalal-od-Din fit de son mieux pour ramener le général mécontent. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Genghis Khan arriva avec un grand groupe de soldats et les empêcha de se rejoindre. Jalal-od-Din dut battre en retraite. Genghis Khan le suivit, et finalement, les 2 armées atteignirent les rives de l'Indus, près de l'Inde. Jalal-od-Din, poursuivi de près, se positionna dans un passage étroit à côté de la berge, et une grande bataille se livra parmi les rochers et les falaises. On dit que Jalal-od-Din n'avait que 30 000 hommes, tandis que Genghis Khan dirigeait une armée de 300 000 hommes. Les chiffres réels sont probablement bien inférieurs, mais le rapport pourrait être exact. Seule une petite partie de l'armée mongole pouvait entrer dans le passage étroit où les troupes du sultan étaient positionnées. Les soldats du sultan combattirent avec grande détermination, tuant prétendument 20 000 Mongols avant de se rendre. Ils combattirent férocement tout au long de la journée, comme des animaux sauvages. À la tombée de la nuit, Jalal-od-Din se rendit compte qu'il avait perdu. Beaucoup de ses partisans furent tués, et certains tentèrent de s'échapper en traversant la rivière, mais se noyèrent dans l'entreprise. Les soldats restants étaient fatigués, démoralisés et incapables de continuer à combattre le lendemain. Jalal-od-Din avait combattu ouvertement, espérant être tué. Cependant, Genghis Khan ordonna explicitement qu'il soit capturé vivant. Il assigna même 2 généraux pour s'assurer que personne ne le tuerait. Genghis Khan voulait le capturer vivant pour le parader comme prisonnier à travers le pays, le montrant à ses anciens sujets. Il faisait déjà de même avec sa grand-mère, l'ancienne reine Khatun. Mais Jalal-od-Din était déterminé à empêcher son conquérant de ressentir cette joie. Il décida d'essayer de se sauver en traversant la rivière à la nage. Épuisé et couvert de saleté et de sang de la bataille, il alla d'abord dire rapidement au revoir à sa mère, ses épouses et ses enfants. C'était la coutume dans ces régions, et à cette époque qu'il l'accompagne dans son expédition militaire. Il les découvrit dans sa tente, empli d'inquiétude et de peur. Il leur dit au revoir avec tristesse et larmes, essayant de les rassurer qu'il se reverrait en de meilleurs temps. Puis il enleva son armure et ses armes pour ne pas avoir de difficulté à traverser la rivière, ne gardant que son épée, son arc et un carquois plein de flèches. Ensuite, il monta sur un nouveau cheval et se dirigea vers la rivière. Lorsqu'il atteignit la rive, le cheval trouva le courant très fort et l'eau très turbulente. Il ne voulait pas avancer, mais Jalal-od-Din le poussa.
Il n'y avait pas de temps à perdre car dès qu'il atteignit la rive, Gengis Khan lui-même et un groupe de Mongols apparurent, venant pour le capturer. Ils s'arrêtèrent sur la berge lorsqu'ils virent Jalal-od-Din chevaucher dans l'eau parmi les rochers et les tourbillons. Ils n'osèrent pas le suivre, mais ils restèrent au bord de l'eau pour voir comment son aventure dangereuse se terminerait. Dès que Jalal-od-Din réalisa qu'il était hors de leur portée, il s'arrêta à un endroit où son cheval trouva un appui. Il se tourna vers ses poursuivants avec des regards de haine et de défi. Puis, il banda son arc et commença à tirer des flèches sur eux. Il continua à tirer jusqu'à ce qu'il n'ait plus de flèches. Certains des Mongols les plus courageux suggérèrent à Gengis Khan qu'il devrait nager pour essayer de le capturer. Cependant, Gengis Khan refusa de les laisser partir, affirmant que la tentative serait vaine. Gengis Khan dit « Il n'y a rien que vous puissiez faire contre lui. Un homme avec un tel sang-froid et une bravoure déterminée résistera et surmontera tous vos efforts. Tout père serait fier d'avoir un fils comme lui, et tout fils serait fier de descendre d'un tel père. » Lorsque ses flèches furent toutes épuisées, Jalal-od-Din retourna à la rivière. Son cheval luttait durement contre les courants forts et les tourbillons dangereux, mais réussit finalement à transporter Jalal-od-Din de l'autre côté. Gengis Khan et son groupe observèrent avec grand intérêt depuis la rive jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les voir. Dès que Jalal-od-Din atterrit, il regarda autour de lui et réfléchit à ce qu'il allait faire ensuite. Il était seul dans un lieu isolé qu'il craignait d'être peuplé de tigres et d'autres animaux dangereux, comme ceux trouvés dans les jungles indiennes. Il commençait à faire nuit et il n'y avait aucun signe de maisons ou d'abris. Il attacha donc son cheval à un arbre et grimpa dans les branches pour passer la nuit. Le lendemain matin, il longea la rive de la rivière à la recherche de quelque chose. Il se sentait très inquiet et contrarié. Puis, il fut extrêmement soulagé et heureux lorsqu'il trouva inopinément un petit groupe de soldats et d'officiers qui avaient également traversé la rivière après la bataille. 3 de ces officiers étaient ses amis proches et il fut extrêmement heureux de les voir. Ils avaient traversé la rivière dans un bateau qu'ils avaient trouvé lorsque l'armée fut vaincue. Ils passèrent toute la nuit dans le bateau, faisant face aux dangers des zones peu profondes, des rochers et du courant fort. Finalement, le matin, ils accostèrent près de l'endroit où Jalal-od-Din les trouva. Peu après, il rencontra un groupe de 300 cavaliers qui étaient parvenus à traverser la rivière en nageant à un endroit proche aux eaux plus calmes. Ils l'informèrent qu'à environ 6 milles en aval, il y avait un plus grand groupe d'environ 4 000 hommes qui avaient également échappé en utilisant la même méthode. Après avoir rassemblé ces hommes, Jalal-od-Din se retrouva une fois de plus à la tête d'une force significative. Les hommes avaient besoin de nourriture et d'autres nécessités de manière urgente. Heureusement, l'un des officiers domestiques de Jalal-od-Din, de l'autre côté de la rivière, était attentionné et loyal, et il les aida à se fournir. Le nom de cet officier était Jamalar Azad. Ayant appris que son maître avait traversé la rivière, il réalisa l'urgence de la situation. Il savait que de nombreuses troupes qui avaient également tenté la traversée auraient bientôt besoin de provisions et de fournitures. Agissant rapidement, il chargea un grand bateau avec des articles essentiels, nourriture, armes, argent et matériaux pour fabriquer des vêtements pour les soldats. Il réussit à partir dans le bateau avant que les Mongols ne découvrent son plan. Le lendemain matin, il arriva sur l'autre rive et fournit à Jalal-od-Din suffisamment de provisions pour ses besoins immédiats. Jalal-od-Din était très heureux de la manière dont Jamalar Azad avait géré cette situation. En conséquence, il le promut immédiatement à une position prestigieuse et importante dans son service et lui donna un nouveau titre d'honneur. Pendant ce temps, Gengis Khan, de l'autre côté de la rivière, captura le camp de Jalal-od-Din le lendemain matin. Naturellement, la famille du sultan fut également capturée. L'empereur ordonna l'exécution de tous les mâles, mais il épargna les femmes pour une autre raison. L'une des victimes fut un garçon de 8 ans, le fils aîné de Jalal-od-Din. Jalal-od-Din avait ordonné que son trésor soit jeté dans la rivière, probablement dans l'intention de le récupérer plus tard. Cependant, Gengis Khan découvrit d'une manière ou d'une autre son emplacement
et envoya des plongeurs le récupérer, l'ajoutant ainsi à sa collection de butin. Après cela, Jalal-od-Din resta en Inde pendant 5 ou 6 ans. Il s'allia avec certains des princes de là-bas et combattit dans de nombreuses campagnes. Finalement, lorsque l'occasion se présenta, il retourna dans son pays et continua de combattre les Mongols. Cependant, il ne parvint jamais à acquérir un pouvoir significatif. Gengis Khan poursuivit ses conquêtes dans les pays musulmans de l'Asie occidentale pendant 2 ou 3 ans, étendant ses territoires dans toutes les directions. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de ces mouvements. Cela ne ferait que répéter la même histoire de pillage, de massacre, de tuerie et de destruction. Parfois, une ville se rendait immédiatement à l'arrivée du conquérant. Ils envoyaient une délégation d'officiels et de figures clés, avec les clés de la ville et des cadeaux somptueux, dans l'espoir d'apaiser le conquérant. Ils réussissaient souvent à rendre les soldats mongols suffisamment contents pour se contenter de piller et de saccager la ville sans nuire aux résidents. Parfois, la ville tentait de résister. Les Mongols construisaient alors des machines pour briser les murs et lancer de grosses pierres sur les personnes à l'intérieur. Parfois, il était difficile pour eux de trouver suffisamment de pierres car le sol sur lequel la ville était construite était constitué de terre déposée par l'eau. Dans ces cas, lorsqu'il manquait de pierres à proximité, les attaquants abattaient de grands arbres des routes menant à la ville ou des forêts avoisinantes. Ils coupèrent ensuite les troncs en petits morceaux et les utilisèrent comme munitions pour les machines. 6 gros rondins de bois lourds, lorsqu'ils étaient lancés par-dessus les murs, pouvaient causer presque autant de dégâts que les pierres. Pendant les sièges, les Mongols utilisaient des prisonniers de guerre comme esclaves pour couper des arbres en rondins et apporter des pierres pour leurs machines. La quantité de travail requise était immense. Par exemple, lors du siège de Nishabur, où les habitants soutenaient secrètement Jalal-od-Din après s'être rendu aux Mongols, l'armée mongole utilisait 1200 de CS machines. 6 machines étaient construites dans une ville éloignée du siège, transportées en pièces par les esclaves et assemblées par eux sous les murs. Pendant que les esclaves travaillaient, ils étaient parfois protégés par des boucliers en bois recouverts de peau brute. 6 boucliers étaient portés devant eux par d'autres esclaves pour bloquer et éteindre les flèches et les dards enflammés qui leur étaient tirés depuis le mur. Parfois, les endroits où les machines étaient installées étaient protégés par des bastions en bois. 6 bastions, ainsi que la structure des machines, étaient recouverts de peau brute pour les empêcher d'être incendiés par l'ennemi. Pour obtenir les peaux brutes, les Mongols abattaient de grands troupeaux de chevaux et de bétail qu'ils prenaient à l'ennemi. Pour embarrasser l'ennemi concernant les munitions pour leurs armes, les habitants de la ville se rassemblaient parfois en grand nombre plusieurs jours avant l'arrivée des Mongols. Ils collectaient autant de pierres que possible et les jetaient soit dans la rivière, soit les cachaient ailleurs. Dans certains cas, les villes menacées ne résistaient pas et se rendaient aux conquérants. Les généraux mongols épargnaient généralement la vie des habitants, mais pillaient leurs biens. Parfois, la garnison tentait de négocier avec le conquérant avant de se rendre, après avoir été découragée de se défendre pendant un certain temps. Cependant, les conditions imposées par les Mongols étaient souvent si sévères que la garnison choisissait de continuer à se battre jusqu'à la fin plutôt que de les accepter. Dans une ville, il y avait un cheikh nommé Kubru, qui était un prince respecté et distingué. Le général mongol, Oktay, avait pour mission de capturer la ville. Oktay avait entendu parler de la réputation du cheikh et le tenait en haute estime. Il envoya un héraut au mur de la ville, offrant au cheikh et à 10 autres la liberté de quitter la ville et d'aller où ils voulaient. Mais le cheikh refusa l'offre. Ensuite, Oktay envoya un autre passeport, permettant au cheikh d'emmener 1000 hommes avec lui. Mais il refusa encore. Il ne pouvait accepter la générosité d'Oktay, à moins qu'elle ne soit offerte à tous les musulmans de la ville. Il devait rester avec son peuple car ils avaient un lien fort qui ne pouvait pas être facilement rompu. Le siège se poursuivit, et lorsqu'il prit finalement fin, la ville fut capturée. Le cheikh, ainsi que d'autres, furent tués dans les rues. Il combattit courageusement jusqu'à la fin.
Tous les leaders musulmans n'avaient pas un tel courage noble. Un leader, apprenant que les Mongols approchaient, se laissa discrètement descendre du mur avec des cordes pendant la nuit pour s'échapper. En conséquence, il abandonna la ville et la garnison à leur sort. Les garnisons des villes savaient que leurs ennemis étaient impitoyables, alors elles se battaient désespérément jusqu'à la fin, tout comme elles l'auraient fait contre des animaux sauvages. Elles ouvraient soudainement les portes et se précipitaient en grands groupes, armées de divers matériaux inflammables et de torches. Elles mettaient le feu aux machines des assiégeants et se retiraient rapidement dans les murs avant que les Mongols ne puissent réagir. Elles détruisaient de nombreuses machines et tuaient beaucoup d'hommes en utilisant cette tactique. Pourtant, les Mongols continuaient leurs efforts et, finalement, l'endroit était voué à être capturé. Reconnaissant qu'il ne restait plus aucun espoir, le désespoir des habitants se transforma en une haine intense envers leurs ennemis. Dans certains cas, cela les conduisit à des actions extrêmes. Ils brûlaient leurs villes et choisissaient tragiquement de périr dans les flammes avec leurs conjoints et leurs enfants, plutôt que de faire face à la capture par leurs adversaires furieux. Les Mongols étaient très cruels envers les habitants des villes qu'ils conquéraient. Ils rassemblaient tout le monde dans une zone ouverte et emmenaient les jeunes hommes forts pour faire des travaux pénibles. Ils prenaient également les jeunes femmes belles pour être utilisées par l'armée ou vendues comme esclaves. Le reste des personnes étaient regroupées et tuées à coups de flèches, comme des animaux chassés. Les Mongols prenaient plaisir à tirer sur les victimes sans défense et à entendre leurs cris de terreur. C'était comme tuer un troupeau d'animaux sauvages, mais les Mongols trouvaient cela encore plus excitant et satisfaisant. Selon les historiens, il y eut un séas où un grand nombre de personnes furent ordonnées de se rassembler dans la plaine. Il fallut 4 jours pour que tout se rassemble au lieu désigné. Après avoir séparé ceux qui devaient être épargnés, le nombre restant de personnes à tuer dépassait 100 000, comme l'ont documenté les secrétaires qui les comptaient. Dans une autre situation, il y eut tellement de tueries qu'il fallut 12 jours pour compter le nombre de personnes décédées. Certaines des choses terribles qui étaient faites aux prisonniers étaient si horribles qu'elles sont difficiles à exprimer avec des mots. Par exemple, il y avait un séas où une vieille femme suppliait les Mongols de lui épargner la vie et leur offrait une perle très précieuse s'ils acceptaient. Ils lui demandèrent où se trouvait la perle et elle dit qu'elle l'avait avalée. Les Mongols la tuèrent rapidement, puis ouvrirent son corps avec leurs épées pour trouver la perle. Ils la trouvèrent, et confiant que d'autres femmes pourraient avoir caché leurs bijoux de la même manière, ils procédèrent à tuer et ouvrir de nombreuses femmes pour chercher des perles dans leur corps. Cependant, ils n'en trouvèrent aucune. Lors du siège d'une ville appelée Bamiyan, un jeune petit-fils de Genghis Khan tenta d'impressionner son grand-père en se rapprochant du mur. Malheureusement, il fut touché par un archer et mourut. Cet événement affecta profondément Genghis Khan. Cela montrait que, bien qu'il fût habituellement sans cœur et cruel envers les autres, il pouvait encore ressentir une peine intense lorsqu'il vivait un chagrin personnel. La mère de l'enfant était extrêmement en colère lorsqu'il mourut. Elle ne voulait que se venger et attendit que la ville soit capturée pour en profiter. Lorsqu'une brèche fut finalement faite et que les soldats entrèrent dans la ville, elle y entra également et exigea que tous, sans distinction d'âge, soient tués. Elle ciblait particulièrement les enfants, prenant plaisir à leur faire du mal en représailles pour la mort de son propre enfant. Sa haine et sa rage envers les enfants s'étendaient même aux bébés à naître, et elle commettait des actes de violence indicibles pour exprimer ses sentiments. Genghis Khan partagea ses vues sur la religion lors d'une conversation avec des érudits musulmans à Bukhara. Bukhara était un centre de sciences et de philosophie pendant ses campagnes en Asie occidentale. Il interrogea les érudits sur les principes fondamentaux de leur religion et ils répondirent qu'il y en avait 5. Ils dirent « Premièrement, croire en un Dieu unique, créateur de toutes choses, et souverain suprême et gouverneur de l'univers. Deuxièmement, donner une 40e partie de leurs revenus ou gains annuels aux pauvres. Troisièmement, prier Dieu 5 fois par jour. Quatrièmement, consacrer 1 mois chaque année au jeûne. Cinquièmement,
faire un pèlerinage au temple de la Mecque pour y adorer Dieu. Gengis Khan dit qu'il était d'accord avec le premier article et les 3 suivants. Il trouvait bon de donner une petite partie de ses revenus aux pauvres, de prier 5 fois par jour et de jeûner 1 mois chaque année. Cependant, il était totalement en désaccord avec le dernier article. Il croyait que le monde entier était la maison de Dieu, et il trouvait absurde de penser qu'un lieu était meilleur qu'un autre pour l'adorer. Les docteurs érudits étaient mécontents de cette réponse. Ils étaient plus contrariés par le désaccord de l'empereur avec le dernier article, qui concernait uniquement les rituels, qu'ils n'étaient satisfaits de son accord sur les 4 autres points. Cela n'est pas surprenant du tout. À travers l'histoire, le sectarisme religieux et le fanatisme se sont toujours concentrés sur les pratiques extérieures. Ils mettent fortement l'accent sur les rituels, tout en négligeant ceux qui comptent vraiment pour le bien-être et la spiritualité de l'âme. Chapitre 13. Célébration, succession et le crépuscule du règne de Gengis Khan. Lorsque Gengis Khan s'est rendu compte que ses conquêtes en Asie occidentale étaient quelque peu sécurisées, il célébra sa victoire et l'expansion de son empire par 2 événements impressionnants. Le premier était une grande chasse. Le second était un rassemblement formel de tous les représentants de son vaste royaume dans une sorte de réunion ou forum de discussion. Les récits des historiens concernant ces 2 célébrations sont probablement très exagérés. Ils décrivent la chasse comme suit. Après que la campagne se soit terminée en 1221, la chasse eut lieu alors que l'armée était en quartier d'hiver. Le but de la chasse était de maintenir les soldats occupés et d'empêcher le relâchement de la discipline. Elle visait également à dissuader les vices et le désordre qui surviennent souvent dans un camp lorsque les soldats n'ont pas de tâches actives pour occuper leur esprit. La chasse se déroulait dans une grande étendue de terre non peuplée qui était remplie de divers types d'animaux sauvages. Les soldats étaient envoyés en expédition dans une formation de combat, comme s'ils allaient attaquer un pays occupé par des hommes armés. Les différents groupes étaient amenés à différents points à la périphérie du pays, d'où ils se dispersaient pour couvrir complètement la zone. L'espace clos était si grand qu'il leur fallait plusieurs semaines pour marcher jusqu'au centre. Dans cette situation, les hommes avançaient très lentement, ne couvrant que quelques kilomètres chaque jour. Leur objectif était d'inspecter minutieusement le sol, s'assurant qu'aucun abri pour les animaux tels que les ravins ou les fourrés ne soit négligé. Cependant, le cercle qu'ils exploraient était probablement très grand. Lorsque le matin arrivait, les hommes de chaque poste étaient alignés et commençaient à se déplacer vers le centre. Ils marchaient au son des trompettes, tambours, timbales et autres instruments utilisés à cette époque pour la musique militaire. Il n'était pas permis aux hommes de tuer des animaux. Ils ne pouvaient que les effrayer de leur cachette et les forcer vers le centre du champ. Beaucoup d'hommes recevaient des pioches, des pelles et des outils similaires pour déterrer les terriers et les trous des animaux qui cherchaient refuge sous terre. Ils continuaient ainsi pendant quelques semaines. Les animaux couraient devant eux, pensant que les hommes n'étaient qu'une menace temporaire qu'ils pouvaient facilement éviter en courant vers le fourré suivant, comme ils en avaient l'habitude. Cependant, les soldats continuaient d'avancer et les repoussaient même dans le fourré. Si les animaux tentaient de tourner à droite ou à gauche, ils se rendaient rapidement compte qu'ils étaient bloqués. Au fur et à mesure que le cercle se rétrécissait et que l'espace clos diminuait, les animaux commençaient à se mélanger en grand nombre. Ils devenaient irrités et en colère, et dans de nombreux cas, ils s'attaquaient les uns les autres. Les plus forts attaquaient et tuaient les plus faibles. De nombreux animaux étaient tués, mais pas par les soldats. Finalement, les nombres devenaient très grands et les animaux étaient extrêmement effrayés, ce qui rendait très difficile pour les soldats de les pousser vers l'avant. Les créatures impuissantes se dispersaient dans différentes directions, leur confusion et leur détresse évidentes. Les soldats les poursuivaient de près, rendant leur évasion inutile. Ils criaient et brandissaient des armes chaque fois que les créatures tentaient de changer de direction. Éventuellement, les animaux étaient rassemblés dans une zone plus petite, connue sous le nom de cercle intérieur. Cet espace était délimité à l'avance.
Les troupes formaient des doubles et triples lignes autour du périmètre, tenant des pics et des lances pointées vers le centre. Cela créait une barrière qui maintenait les animaux contenus. Le plan était que les officiers, les khanes et d'autres figures importantes de la cour et de l'armée entrent dans le cercle. Ils démontreraient leur bravoure et leur force en attaquant et en tuant les animaux. Mais la bravoure nécessaire pour une telle aventure n'était pas aussi significative qu'elle pourrait paraître. Au début, les animaux, fraîchement sortis de leur tanière, manifestaient un comportement sauvage et féroce. Ils semblaient extrêmement agités en remarquant le cercle de chasseurs se refermant sur eux. Cependant, avec le temps, ces animaux perdaient invariablement leur courage initial. Ils devenaient découragés et déprimés, finissant par devenir dociles face à leur situation. Cela était en partie parce qu'ils s'étaient quelque peu habitués à la présence des humains, mais plus probablement à cause de l'épuisement causé par la fatigue prolongée et l'excitation. De plus, ils avaient été privés de leur nourriture et repos habituels pendant de nombreux jours. Ainsi, dans ce cas et dans de nombreux autres similaires, les soldats et les gens ordinaires faisaient face aux dangers et au dur labeur, tandis que les individus puissants arrivaient plus tard pour prendre tout le crédit. Genghis Khan lui-même était le premier à entrer dans le cercle pour attaquer les bêtes. Il était suivi par les princes de sa famille et d'autres grands chefs et khans. À leur entrée, toute l'armée entourait l'enclos, remplissant l'air avec le son des tambours, timbales, trompettes et autres instruments. Ils faisaient également des cris terrifiants pour intimider et dominer les bêtes, éliminant toute pensée ou espoir de résistance. Et ces méthodes d'intimidation avaient un impact si fort qu'il est dit que les animaux étaient complètement abasourdis. Ils étaient si effrayés qu'ils perdaient toute leur férocité. Les lions et les tigres devenaient aussi amicaux que des agneaux, et les ours et les sangliers, comme les créatures les plus timides, devenaient tristes et surpris. Pourtant, lorsque Genghis Khan et les princes entraient pour les attaquer, il y avait un certain danger. C'était une question d'honneur pour eux de choisir les animaux les plus féroces. Certains de ces animaux, lorsqu'ils étaient attaqués, se réveillaient et retrouvaient une partie de leur férocité naturelle. Ils se sentaient contraints de faire un dernier effort désespéré pour se défendre. Après avoir tué certains des lions, tigres et ours, Genghis Khan et son groupe proche se rendirent à un endroit sur le côté où un trône avait été placé pour l'empereur. Le trône était situé sur une colline offrant une bonne vue sur la zone. Genghis Khan s'y asseyait pour observer le massacre. De nombreux hommes étaient alors autorisés à entrer et à se divertir en tuant et en détruisant des animaux sans défense jusqu'à ce qu'ils soient complètement satisfaits de la vue du sang et de la souffrance. Finalement, certains des petits-fils du Khan, accompagnés d'autres jeunes princes, s'approchèrent du trône où l'empereur était assis. Ils lui demandèrent d'arrêter le massacre et de libérer les animaux restants. L'empereur accéda à leur demande. La partie de chasse se dispersa, les animaux survivants retournèrent à l'état sauvage et la chasse prit fin. Les différents groupes de l'armée commencèrent alors leur retour au camp. Cependant, cette expédition de chasse était si grande qu'il leur fallut 4 mois pour compléter leur voyage et revenir. La grande réunion ou l'assemblée des États de l'empire de Genghis Khan eut lieu quelques années après la fin de la conquête de l'Asie occidentale. Il était sûr pour les fils de l'empereur et les grands généraux de se réunir au quartier général de l'empereur. Le lieu choisi pour cette assemblée était une vaste plaine près de la ville de Toukat, qui était l'une des villes conquises par Genghis Khan. Toukat était un emplacement central et pratique pour l'assemblée. C'était également une ville riche et attrayante, capable de fournir tout ce qui était nécessaire pour l'événement. Cependant, la réunion n'allait pas avoir lieu à l'intérieur même de la ville. Au lieu de cela, elle se tiendrait sur une grande plaine près de la ville, qui offrait suffisamment d'espace pour que tous les khans et leurs suiveurs puissent installer leurs tentes. Lorsque les dirigeants et les chefs se rassemblèrent, les fils de l'empereur furent les premiers à arriver. Ils étaient de retour des expéditions de leur père, apportant avec eux des cadeaux impressionnants. 6 cadeaux étaient les trésors et objets de valeur qu'ils avaient pris comme butin dans les villes qu'ils avaient conquises.
Les cadeaux de Jugi surpassaient la valeur de tous les autres. Parmi les autres, il y avait un grand groupe de chevaux au nombre de 100 000. 6 chevaux avaient été capturés dans les pâturages des pays conquis et étaient maintenant apportés à l'empereur pour être utilisés par ses troupes. Ils étaient organisés en groupes selon leurs couleurs, blanc, gris pommelé, bai, noir et tacheté, avec un nombre égal de chaque type. L'empereur accueillait avec joie ses fils et acceptait avec plaisir leurs cadeaux. En retour, il leur offrait des présents de son trésor. Par la suite, à mesure que d'autres princes et khanes arrivaient et installaient leur camp avec leurs troupes et leurs suiveurs sur la plaine, l'empereur les accueillait tous avec une série de festins somptueux et de divertissements publics de diverses sortes. Parmi d'autres activités, une grande expédition de chasse était organisée. Cette expédition était quelque peu similaire à celle décrite précédemment, mais à une échelle beaucoup plus petite en termes de nombre de personnes impliquées et de temps nécessaire. Cependant, elle surpassait largement la précédente en termes de magnificence et de splendeur. On dit que plusieurs milliers d'animaux ont été tués, ainsi qu'un grand nombre et une grande variété d'oiseaux qui ont été capturés par les faucons. Après la chasse, un grand festin a été organisé, encore meilleur que tous les autres festins. Il disposait d'une large gamme de boissons sur les tables de ce festin, non seulement des vins raffinés du Sud, mais aussi de la bière, du méteglin et du sherbet que l'armée avait appris à fabriquer en Perse. Entre-temps, la grande aire ouverte sur la plaine qui était destinée au campement se remplissait peu à peu avec l'arrivée des khanes. Finalement, dans toutes les directions à perte de vue, toute la plaine était couverte de groupes de tentes et de longues lignes de maisons sur roues. Les historiens affirmaient que le campement couvrait une surface de 7 lieues. Si cela est vrai, il est possible que les zones périphériques étaient utilisées par les bergers et autres serviteurs des khanes. Ils étaient responsables de s'occuper du bétail et des chevaux des troupes, ainsi que de trouver des pâturages appropriés pour eux. Les tribus nomades emmenaient toujours une grande quantité d'animaux avec elles lors de leur voyage. Cela nécessitait une bien plus grande zone à allouer pour leur camp que ceux qui auraient été nécessaires autrement. Il est surprenant pour nous, habitués à penser que vivre sous des tentes est quelque chose d'irrégulier et temporaire, d'apprendre qu'à cette époque, ce mode de vie était organisé et bien planifié. Dans ce cas, au milieu du camp, un espace de 2 lieues de longueur était aménagé comme une ville, avec des rues, des places et des marchés. C'était là que se trouvaient les quartiers de l'empereur, avec des tentes somptueuses pour lui et sa famille proche, et de nombreuses tentes plus simples pour ses serviteurs et ses suiveurs. Les tentes des autres dirigeants importants étaient à proximité. Elles étaient faites de matériaux coûteux et décorées avec faste, avec des drapeaux de soie colorés flottant au sommet. En plus de ces tentes, une immense tente avait été construite pour que l'Assemblée tienne ses sessions. Elle était si grande qu'elle pouvait accueillir 2000 personnes. La tente était recouverte de blanc, ce qui la rendait très visible. Il y avait 2 portes d'entrée. La porte impériale, exclusivement utilisée par Genghis Khan, et la porte publique, utilisée par les membres de l'Assemblée et les spectateurs. Dans la tente, il y avait un grand trône pour l'empereur à utiliser lors des réunions de l'Assemblée. Pendant sa session, l'Assemblée menait des affaires importantes et l'empereur promulguait des édits importants. La Constitution et les lois de l'Empire furent rétablies et des dispositions furent prises pour la gouvernance des provinces proches et éloignées. Après avoir accompli toutes ces tâches et terminé les affaires, l'empereur rencontra chaque prince, khan, général, gouverneur et autres personnes importantes individuellement. Ils se dirent au revoir avant de retourner dans leur propre pays. Une fois cette cérémonie terminée, tout le monde se prépara au départ et les khans commencèrent leur voyage de retour, chacun menant son groupe. Après ce grand rassemblement, Genghis Khan ne vécut que 3 ans de plus. Pendant cette période, il continua de conquérir de nouveaux territoires avec le même succès étonnant qu'auparavant. Une fois qu'il eut fermement établi son règne en Asie occidentale, il retourna au centre originel de son empire dans l'Est, après 7 ans d'absence. La nation mongole l'accueillit avec de grands honneurs.
Il commença alors à conquérir davantage de territoires en Chine et il rencontra un très grand succès. En fait, à l'exception d'une grande catastrophe qui lui arriva, son voyage fut rempli de prospérité continue et sans égale. Cette tragédie fut la mort de son fils Jugi, son fils le plus âgé, le plus respecté et le plus aimé. La nouvelle de cet événement rendit le khan très triste, au point qu'il perdit l'intérêt pour les affaires publiques pendant un moment. Même les nouvelles des victoires remportées par ses armées dans des terres lointaines ne lui apportaient plus de joie. Le khan, qui avait alors environ 64 ans, se remettait lentement de son chagrin et continuait ses préparatifs de guerre. Il avait conquis la partie nord de la Chine et prévoyait d'envahir la partie sud. Cependant, au printemps de 1227, il tomba malade. Il lutta contre la maladie pendant l'été, mais en août, il réalisa que son état s'aggravait et sentit que sa fin était proche. Pendant ce temps, il se concentra sur l'organisation de la campagne à venir et informa ses officiers de ses plans. Il voulait s'assurer qu'il serait capable d'exécuter ses plans avec succès après sa mort. Il était particulièrement préoccupé par la possibilité que les généraux se disputent une fois qu'il serait parti. Il les exhortait constamment à rester unis et à éviter tout désaccord ou division. Son fils aîné après Jugi était Jagatay, mais il avait une nature douce et amicale et n'était pas aussi capable de gouverner un si grand empire que le fils suivant, nommé Oktay. Le fils suivant Oktay, nommé Tolay, était avec son père lorsque sa maladie prit une forme immédiatement plus alarmante. Ce changement vers le pire se produisit alors que l'empereur voyageait avec une partie de son armée. Il était transporté sur une litière car il était vieux et faible. Ils s'arrêtèrent et installèrent un camp près de la forêt. Les médecins et les astrologues tentèrent de lui remonter le moral avec des prédictions positives, mais il savait, à cause de la douleur et d'autres sensations en lui, que son heure était proche. Il ordonna alors que tous ses fils présents dans le camp, ainsi que les princes de sa famille, viennent à son chevet. Une fois qu'ils furent rassemblés, il se redressa dans son lit et prononça un discours bref, mais très sérieux. Genghis Khan dit « Je vous confie l'empire le plus puissant du monde. Toutefois, vous ne pourrez le maintenir que si vous restez unis. Tout conflit interne ou désaccord entraînera incontestablement sa perte. » Il posa une question aux leaders influents et chefs présents, ainsi qu'aux membres clés de sa famille. Il demanda si c'était juste et raisonnable de sa part, en tant que celui qui avait créé et développé l'Empire depuis le début, de pouvoir choisir quelqu'un pour lui succéder après sa mort. Tous approuvèrent cette déclaration. 6 fils et les autres princes de sa famille s'agenouillèrent et dirent « Tu es notre chef et notre souverain, et nous sommes tes suiveurs. Nous devons humblement obéir à tous tes ordres et les accomplir sans question. » Le khan annonça alors à tous les présents qu'il avait choisi son fils Oktay comme son successeur. Il déclara Oktay Khan des Khans, le titre le plus élevé selon la Constitution. Toute l'assemblée s'agenouilla de nouveau et accepta formellement la décision de l'empereur. Ils promirent d'être loyaux et obéissants à Oktay dès qu'il prendrait le pouvoir. Le vieil empereur donna ensuite à son deuxième fils, Jagatay, un grand pays pour son royaume, mais il devait le gouverner sous l'autorité de son frère. Il nomma également son fils Tolay, qui était présent à ce moment, régent jusqu'au retour d'Oktay. L'assemblée fut ensuite levée, et peu après, le grand conquérant décéda. Tolay, bien sûr, assuma immédiatement le rôle de régent. Sous sa direction, le corps de son père fut enterré avec grande splendeur sous un vieux arbre, là où le khan avait passé ses derniers jours avant de tomber malade. L'emplacement était très beau, et finalement, un monument impressionnant fut érigé sur la tombe. Des arbres furent plantés plus tard autour de la zone, et d'autres améliorations furent apportées au terrain, ce qui en fit finalement l'un des lieux de sépulture les plus impressionnants du monde. Dès qu'Oktay, que l'empereur avait choisi comme son successeur, revint chez lui, il fut immédiatement déclaré empereur et s'installa à la cour de son père. La nouvelle de la mort de l'ancien empereur se répandit rapidement à travers l'Asie. Des délégués de chaque province, principauté et royaume de l'Empire
ainsi que des représentants des États voisins cherchant à établir des relations amicales avec le nouveau dirigeant, vinrent. Ils vinrent apporter leurs condoléances et des messages de sympathie de la part de leurs dirigeants respectifs. Le nombre de pays d'où CS ambassadeurs venaient était si grand qu'il fallut 6 mois pour achever ces tristes cérémonies. Le destin du vaste empire établi par Gengis Khan ressemblait à celui d'autres empires dans l'histoire, qui furent construits par la conquête de diverses nations par des leaders militaires redoutables. Les fils et successeurs qui héritèrent de l'empire commencèrent rapidement à se battre entre eux, conduisant à l'effondrement de l'immense empire en moins de temps qu'il n'en avait fallu pour le construire.